Salutations, ici Talentir pour un nouveau tutoriel, doublement nouveau puisqu'on va attaquer une nouvelle période et en plus une nouvelle échelle puisque nous allons parler d'Altar of Freedom. Alors, Altar of Freedom, un jeu sur la guerre de sécession, que je montais depuis un moment des figurines 6 mm pour la guerre de sécession que j'imprimais moi-même. Et j'ai commencé à avoir assez rapidement une armée jouable. Et donc se posait la question de comment on va le jouer. Et, et avec quel jeu. Donc alors pour la petite histoire, j'ai demandé à ChatGPT de me faire un panorama de ce qui existait comme jeu, comme règle sur la période. On m'en a sorti plusieurs. Donc j'ai regardé. Je lui ai demandé quelques précisions aussi globales sur comment ça se jouait, ce genre de choses. Donc j'ai regardé et j'ai survolé plusieurs règles, mais aucune ne m'a vraiment enthousiasmé, je dirais. En tout cas, sur le moment, il y a toujours un petit truc qui me plaisait pas trop dans les mécaniques. Et au départ déjà, lors de la toute première liste qui m'a sorti, il m'avait suggéré ce jeu. Et je l'ai écarté à chaque fois parce que bah, et c'est pour ça que ce sera une nouveauté, c'est une échelle grand tactique. Donc grand tactique, c'est-à-dire qui se joue à l'échelle de l'armée. Et donc très différent de ce que je fais d'habitude. Voilà. En général, je suis au petit tactique, c'est-à-dire qu'une unité égale un bataillon ou un régiment. Donc c'est l'échelle de Valor and Fortitude, l'échelle de Black Powder, l'échelle de Might and Reason, ce genre de choses. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de bataille, je le fais dans mes grands formats, mais comme vous voyez, c'est du grand format. Hein. Donc ça nécessite de la place, ça nécessite beaucoup de figurines, ce genre de choses, mais on peut le faire en petit tactique. Hein. On peut modéliser une... par contre, pour certaines périodes ou pour certaines batailles particulièrement nombreuses, le petit tactique, il trouve ses limites dans le sens où si vous voulez faire du 1 pour 1, ça devient... Enfin, il vous faut une table de 6 mètres et quelques centaines d'unités. Donc ça devient compliqué. D'où l'intérêt de passer donc au grand tactique, qui est ici, où l'échelle, où l'unité de base n'est plus le régiment ou le bataillon, mais ce sera la brigade. Donc une unité dans ce jeu-là, ce sera la brigade. J'ai eu du mal à m'y faire parce que j'ai du mal à... Alors je sais pas si c'est à cause de l'habitude de jouer dans le petit tactique et de passer à une autre échelle, à dézoomer finalement. Mais j'ai eu du mal à me représenter mentalement dans la tête et à accepter l'abstraction du fait que bah, je vais vous montrer qu'une une belle petite unité en rang comme ça serait une brigade et pas un régiment. Bon, vous me direz, le régiment c'est déjà une abstraction, hein, parce que c'est ce figurine qui en représente 600, bon, voilà. Mais bon, bref. J'ai décidé de me faire violence, ne trouvant pas vraiment mon bonheur, parce que on me le vendait bien, et quand j'ai commencé à faire des recherches dessus, je me suis rendu compte qu'effectivement, il avait des mécaniques qui étaient très sympas, c'était tout à fait le style de jeu que j'affectionne. Épuré, rapide, fluide, et malgré tout fun et immersif. Et donc j'ai testé. J'ai testé, ça m'a beaucoup plu, et donc du coup je vais faire un tutoriel dessus, tout simplement, pour rester dans les règles. Alors, ici on va peut-être commencer par le commencement. Donc c'est un wargame de 2013, créé par Greg Wagman, qui visiblement est très passionné par la guerre de sécession, car dans ses designer notes, il est extrêmement intarissable sur les explications de ces règles, ou de ces abstractions d'ailleurs. Ça aussi c'est très bien quand il y a des designer notes, de voir un peu la philosophie qu'il y a derrière le corpus de règles. Donc on est guerre de sécession, hein, évidemment, et à l'échelle grand tactique, et 6 mm. Donc là, le jeu, il est vraiment designé pour le 6 mm. Hein. Je pense qu'il est
largement faisable de l'adapter, mais il faudra accepter que ça prendra pas mal de place et que ça vous obligera à plus d'abstraction encore. Mais bon, voilà. Sachez cependant que le jeu est pour le 6 mm à la base et que si vous voulez passer à une autre échelle, il faudra le bricoler. Je pense que pour du 10 ou du 15, il ne devrait pas y avoir de problème. Du 28, une petite partie peut-être, mais une grosse, ça risque peut-être de prendre vraiment de la place. Hein, voilà. Après, ça n'aura pas d'impact évidemment sur la vitesse du jeu. Hein. C'est vraiment uniquement pour l'espace, l'espace de jeu. Alors, donc de toute façon, l'auteur s'en explique pourquoi le 6 mm, bah, ça permet d'avoir une bataille complète sur une table raisonnable, hein, donc c'est ce que je dis, hein, si vous passez en 28, vous pouvez, il n'y a pas de problème, mais il faudra sans doute une plus grosse table, hein, ça c'est clair. Et donc le 6 mm a l'avantage aussi de respirer beaucoup plus sur la table, forcément, et de donner donc une meilleure lisibilité dans les manœuvres et dans la situation tactique pour les généraux. Ça, c'est vrai que c'est très appréciable. Au niveau du matériel, alors de quoi on aura besoin pour jouer à ce jeu? Bah, comme d'habitude, vous aurez besoin d'un mètre. Nous utiliserons les pouces, hein, évidemment. Vous aurez également besoin de dés, puisqu'on n'est pas sur un jeu à cartes, on utilisera les dés. Le décor, les figurines, bien évidemment, bon ça c'est logique, hein, vous jouez à Wargame avec des figurines, vous aurez besoin du décor et des figurines. Au niveau marqueur, il y en a que un que je vois, qui est le marqueur fatigue. Alors, ils disent que c'est un pion fatigue, mais vous pouvez les gérer comme les... Alors, vous pouvez choisir les gérer avec des pions. Moi, perso, je les gère avec des dés. Ce sont en fait pas vraiment des points de vie, mais disons des points de blessure. Il n'y a pas de points de blessure dans le jeu, c'est uniquement des points de fatigue, vous verrez. Au bout de... Quand vous recevez votre quatrième fatigue, je crois, si mes souvenirs sont bons dans le jeu, vous êtes considéré comme en déroute. Donc voilà, c'est une blessure en gros. Elles se cumulent et on les garde tant qu'on ne se retire pas de la zone de combat pour se reposer et donc les enlever. Voilà. Il y aura également des retranchements à modéliser, donc là c'est plus de l'ordre du décor, mais sachez que dans ce jeu on peut également fabriquer des retranchements. Ça nécessite un tour entier de travail pour une brigade pour créer des retranchements, mais du coup c'est faisable et donc à l'issue de ceci il faudra les matérialiser d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par un pion. Maintenant je pense que pour l'esthétique, fabriquer un petit muret pour du 6 mm ça va pas être non plus délirant, donc voilà, une petite tranchée, un petit muret, voilà, et ça devrait le faire. Il y a également la question du soclage. Donc au niveau du soclage, bon ici c'est très très simple, on va pas épiloguer très longtemps pour ce qui est du soclage des unités. Tac tac tac. La recommandation c'est de tout mettre sur un socle. Donc facile à ranger, facile à déplacer, facile à placer. On ne fait pas plus simple. Alors je n'ai pas respecté la recommandation pour la simple et bonne raison qu'au départ, quand j'ai fait l'armée, je ne savais pas si j'allais faire quelle règle j'allais faire et sur quelle échelle. Hein, je n'avais pas du tout prévu de faire du grand tactique. Hein. Donc j'ai quand même gardé mon système de socles qui peuvent se mettre ensemble. Évidemment, ça va me compliquer la vie dans ce jeu-là, un petit peu, légèrement. Parce que c'est vrai que ça, c'est plus simple. Donc voilà, donc là, il faut que vous imaginiez, il faut pouvoir arriver à l'abstraction. Hein. Voilà, c'est une gymnastique, hein, c'est comme pour se dire que ça, c'est un régiment, que ça, c'est 600 hommes. Voilà, à la place, il faut vous dire que ça, c'est 2000 hommes, quoi, 2000 à 3000 hommes. C'est une brigade. La conséquence de tout ça, évidemment, c'est que vous n'aurez aucun système de gestion de formation. L'auteur est très clair là-dessus. À cette échelle-là, aucun intérêt. Vous êtes le général de l'armée. C'est pas à vous de gérer le micromanagement des unités et de vous occuper de les faire passer en formation un tel ou un tel. Donc ça, c'est le boulot des colonels et on va pas le matérialiser sur le jeu. Il n'y aura donc pas de dynamique avec les formations.
On part du principe que la brigade est représentée de cette façon et que chaque fois que de besoin, les colonels des régiments les font adopter les formations adéquates pour la situation à laquelle ils sont confrontés. Et point barre. Donc ce ne sera pas modélisé. Du coup, simplicité aussi, à la fois en termes de règles, puisqu'on n'aura pas ça à gérer, et à la fois en termes de modélisme, puisque comme dit, un seul socle sera suffisant. Ensuite, le frontage, enfin le front des unités doit être le même pour chaque armée, ça c'est logique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre un compte précis de figurines dessus comme d'habitude, hein, donc c'est uniquement le socle. Le nombre de figurines dessus, c'est votre problème. C'est pas un point bloquant pour le jeu. Ensuite, les types d'unités. Donc comme vous le voyez, il y a de l'infanterie. Ça sera l'immense majorité de vos troupes dans les armées de la guerre de sécession, parce que finalement la cavalerie y est assez peu représentée. Dans la droite ligne un petit peu d'une évolution qui se fait depuis quasiment la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a la proportion de cavaliers est de moins en moins grande. Et à la guerre de sécession, de toute manière, la cavalerie est reléguée à un rôle de support reconnaissance, plus vraiment de choc. Donc, vous aurez des brigades de cavalerie. Vous aurez également l'artillerie, qui sera assez efficace dans ce jeu, à condition qu'elle soit bien placée. L'artillerie sera représentée par un socle. Vous aurez également les commandants, comme à Black Powder, donc vous les soclez comme ça vous arrange. Hein. Moi je les ai refaits en rond, comme pour Black Powder, ça pose pas de problème. Par contre, vous aurez un point supplémentaire qui sera important, c'est il vous faudra des QG. Donc là vous voyez, j'ai fait ça rapidement, vous pliez des bouts de papier et vous faites un soclage, ça rend bien Alex. De loin, l'illusion est presque parfaite, n'est-ce pas? Bref. Vous aurez donc besoin de QG, différents types. Alors il faudra distinguer le QG de l'armée, je l'ai fait en plus grand, du QG des corps d'armée. Mais sur le principe, chaque corps d'armée, ou elle, selon le cas, disposera de son propre QG. Les QG ne sont pas décoratifs, ils ont une importance cruciale, puisqu'ils servent de point de ralliement aux unités en déroute, et que si vous voulez avoir une chance de les rallier, il vous faut votre QG. Si votre QG a été pillé et détruit par l'ennemi, eh ben, vos unités, elles sont autodétruites si elles sont en déroute. Donc, important le QG. Donc voilà, ça ce sont les différents types d'unités dont vous aurez besoin. Maintenant on va passer à l'organisation de l'armée. Donc pour ce qui est de l'organisation de l'armée, dans ce jeu-là, il y aura trois niveaux hiérarchiques, 4 même disons 4. Un niveau de plus qu'à Black Powder ou à Valor and Fortitude par exemple. Qu'à Valor and Fortitude, vous aviez unité, le général de brigade et le général d'armée, corps, selon ce que vous êtes censé représenter. Voilà, il y a 3 niveaux. Ici, il y en a 4. Vous avez donc la brigade, donc votre brigade, c'est ça. Un ensemble de brigades, par exemple 4 brigades d'infanterie forment une division. Et plusieurs divisions font partie d'un corps d'armée. Plusieurs corps d'armée, ou elles, selon le cas, forment l'armée. Vous avez donc 4 niveaux. On ne représente, en termes de généraux, que les généraux de corps d'armée et d'armée. Vous n'aurez pas besoin de créer des figurines d'état-major pour chaque brigade ou chaque division qui compose l'armée. Vous n'en aurez pas besoin. Il y aura des affichettes, je vous le montrerai, qui vous permettront de reconnaître à quelle division appartient chaque brigade. Mais par contre, vous n'aurez pas besoin de matérialiser leur commandant de division. Leur commandant de division, oui. Donc, vous n'aurez que les commandants de corps d'armée et les commandants d'armée qui seront matérialisés par une figurine.
Je vais prendre par exemple notre bataille actuelle. Donc on va jouer la bataille de Cedar Creek. Donc on va regarder un peu l'ordre de bataille de l'Union. Donc vous avez un général d'armée, ici Sheridan, et son armée est regroupée en corps d'armée, donc le 6e corps avec Wright, le 8e de Crook, le 19e d'Emory, etc., etc. À l'intérieur de ces corps d'armée, vous avez des divisions, division Wheaton, division Getty, division Kiefer, qui elles-mêmes sont composées d'un certain nombre de brigades. Par exemple, brigade Penrose, brigade Hamblin pour la division Wheaton, etc., etc. Donc vous voyez bien, vous avez 4 niveaux. Ça, c'est pour l'organisation de l'armée. Il est également... alors, il n'y a pas de rigidité au niveau de la cohérence des divisions. C'est-à-dire qu'une brigade, donc une unité, hein, peut très bien être à un bout du champ de bataille et le reste de sa division à l'autre bout. Simplement, évidemment, le commandant ne pourra assister, par exemple, puisque les commandants peuvent aider en combat, les commandants de corps ne peuvent assister que en rejoignant une unité. Donc si vous êtes dispersé, eh bien forcément votre brigade ne bénéficiera pas du soutien de son général de corps d'armée. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'obligation de garder les brigades rassemblées dans la même zone. Vous êtes assez libre de vos mouvements, vous verrez. Pour ce qui est du terrain, le terrain, c'est pareil, c'est ultra simple. Il n'y aura que 2 types de terrain, hein, c'est terrain difficile et terrain non difficile. Je vous expliquerai ça plus tard. Mais là-dessus, c'est pareil, il n'y aura pas de prise de tête. Le jeu est vraiment très très fluide en termes de mouvement et de manœuvre, hein, ça, vous verrez. Enfin, on va également faire juste un petit point sur le livre avant que j'en termine. Donc, on va parler sous. Où le trouver? Alors, vous pouvez le télécharger, il n'existe qu'en PDF. Donc, téléchargeable en PDF sur le site d'Altar of Freedom. Enfin, il va faire un renvoi vers... alors, c'est plus... Voilà, j'ai vérifié. Donc, c'est Battlebox Studio. Donc, vous le trouvez sur le site Battlebox Studio en PDF. Donc, il coûte 18$. Mais vous avez, pour ce prix-là, tout de même, les règles. Mais également plusieurs scénarios de démarrage. Donc il y en a 4. Et ils sont tout aussi détaillés que dans les suppléments. Hein. C'est exactement pareil. Donc c'est tout à fait correct. Hein. C'est tout à fait correct. A noter également que sur le site 6mm ACW, vous avez également une vraie mine d'or, hein, de la même façon que pour Might and Reason de Sam Mustafa, qui avait plein de scénarios sur son site. Là, c'est pareil, vous avez des scénarios gratuits, mais vous avez également des tutos pour fabriquer des décors 6mm. Bref, c'est vraiment bien foutu. Je précise également que vous avez des annexes, parce que ça, j'en ai pas parlé. Je laissais entendre qu'on ne peut jouer qu'en 6mm, c'est pas vrai. Hein. Vous pouvez adapter, et pas seulement bidouillant, puisque l'auteur lui-même vous permet de voir comment effectuer les conversions pour le 10 mm et le 15 mm, qui à mon avis sont les formats, on va dire, d'évolution les plus logiques. 28, comme dit, ça me semble compliqué, hein, franchement, si on veut rester dans les proportions. Mais 10 et 15, vous voyez, vous avez les règles pour vous permettre d'adapter tout ça. Donc vous avez le jeu ici qui a les règles. Vous avez également de nombreux suppléments. Certains sont gratuits d'ailleurs. Par exemple, la campagne de Gettysburg, qui est un supplément que vous pourrez télécharger sur le site du jeu, eh ben, il est gratuit. Et il vous donne des règles de campagne qui sont vraiment bien foutues pour jouer avec vos amis, si vous avez des gens avec qui partager ça. Par contre, d'autres, les 2 suppléments où vous avez uniquement les batailles, les batailles des fronts Est et Ouest, ceux-là sont payants. Ils sont aussi à 18, je crois d'ailleurs. Alors c'est cher, mais d'un autre côté, il y a vraiment beaucoup de batailles. Hein. C'est-à-dire au niveau quantité, on ne se fout pas de votre gueule. Et vous verrez, je ferai tout à l'heure la présentation du scénario. Les scénarios sont travaillés tip top.
C'est-à-dire que autant je me plaignais avec Black Powder que c'était pas assez détaillé la mise en place, là c'est un jeu à scénario, l'auteur le dit, le répète, le crie partout. Ce jeu doit être joué en scénario. Donc vous avez des scénarios, il y en a quand même quelques-uns qui sont gratuits sur le site pour vous permettre de tester. Notamment je vous suggérerais Kernstown, qui est la plus petite bataille que vous pouvez faire. Et qui tient sur une table de 90 par 90 cm. Mais vous en avez vraiment encore beaucoup plus dans les recueils des batailles. Et donc ces scénarios sont toujours très très bien organisés. Vous avez des maps, vous avez les règles de placement des troupes, de déploiement très précises. Vous avez les objectifs de victoire, vous avez les règles spéciales, bref, il y a tout. Donc là-dessus, c'est bien foutu. Voilà. Sur ces entrefaites, je propose qu'on passe peut-être déjà à la présentation des armées ensuite on fera la séquence de jeu. Maintenant on va regarder les unités. Alors pour ça, on va peut-être voir comment fonctionne le système d'ordre de bataille. Je vais prendre ceci. Voilà. Donc, comme vous voyez, les ordres de bataille sont très importants, puisque c'est avec ça que vous allez pas mal jouer. Vous aurez donc généralement un général d'armée qui commande toute l'armée, et un ou plusieurs généraux de corps. Vous noterez qu'ici, dans le cas des confédérés, le général d'armée commande également un corps. Donc vous n'aurez qu'une seule figurine de général, puisque c'est lui qui va être à la fois le général d'armée et le général de corps. Le second général de corps qui est là, donc Gordon, il va gérer son corps à lui. Donc là, pour l'instant, on va regarder juste ce qu'il y a au niveau des unités. Si vous le voyez, je prends une unité donc dans la brigade Kershaw, qui fait partie de cette première aile, là, ce corps. Vous voyez, vous avez une brigade qui est la brigade Connor, donc elle, par exemple. Eh bien, sa seule caractéristique, c'est ça, sa force, en fait, strength, qui va de -2 à +2. -2 étant conscrit démotivé, +2 étant vétéran d'élite. Donc c'est la seule carac que vous aurez. Et elle va influer absolument tous les jets, que ce soit au tir, au corps à corps, au genre de choses. Donc, si ça ne semble pas être grand-chose, en réalité, dans les faits, ça aura un gros impact. Puisque vous verrez très vite que les unités qui ont +2, par exemple, ça peut vraiment accomplir des choses que les autres ne peuvent mathématiquement pas atteindre dans le jeu, sauf à avoir des conditions extrêmement favorables. Donc, mais ça, on verra en cours de jeu. Voilà pour le soclage des unités et pour les caractéristiques des unités. Bon, c'est forcément court puisqu'il n'y a que ça. Vous noterez également qu'on vous indique si l'unité est une cavalerie, entre parenthèses, ou l'artillerie, qui est là. Qui ont également les mêmes caractéristiques, caractéristiques uniques qui représentent la qualité générale et globale de l'unité. Donc voilà. Passons maintenant à la suite. Il se trouve que j'ai oublié de parler des généraux, puisqu'ils ont aussi des caractéristiques, c'est ça. Ce sera extrêmement important dans le jeu. Ce sont en fait des points. Ce n'est pas un niveau de commandement, ce sont des points de priorité, il appelle ça Priority Points, qui représentent en fait une ressource grâce à laquelle vous allez pouvoir prioriser l'activation de vos brigades à travers le jeu. Donc ça, on verra lorsqu'on sera dans le jeu. En règle générale, ils sont à peu près, pas tout à fait exactement, ils sont à peu près équivalents au nombre d'unités, plus ou moins. Plus ou moins 2, on va dire. Ça dépend. Mais voilà. Noterez qu'il y en a pour le général en chef, et il y en a pour les généraux de corps. Là, par exemple, si on prend l'armée de l'Union, le général en chef en a 8, lui il en a 7, lui il en a 3, etc. Lorsque les généraux de corps ont des points, ils ne peuvent les utiliser que pour les divisions
qu'ils ont sous leur commandement. Tandis que le général d'armée, lui, pourra l'utiliser pour n'importe quel corps d'armée de son armée. Donc voilà. Il y a 3 échelons dans ce jeu-là. L'unité de base, donc ça là, l'unité de base, c'est la brigade. Les brigades, c'est ça là, ces petites unités. Elles sont rassemblées au sein d'une division. Alors la division n'est gérée qu'au niveau de l'initiative. C'est-à-dire que les unités bougent division par division. Il n'y a pas besoin de matérialiser les généraux de division, d'après ce que j'ai lu. Seuls les généraux de corps sont matérialisés. Ensuite, plusieurs divisions sont regroupées dans une aile, ici, ou un corps d'armée, par exemple, ici, côté de l'Union. Donc si on prend le corps d'armée de Crook, vous avez la division Troburn, qui est composée de 2 brigades, Wilds et Harris, et d'une artillerie. C'est là. Donc ça, c'est la division Troburn. L'autre division, c'est Hayes, c'est celle-là. Pareil, 2 unités d'infanterie, 2 brigades d'infanterie, une artillerie. Et les deux ensemble forment le corps d'armée, le 8e corps de Crook. Tous les corps d'armée forment l'armée sous l'autorité du général d'armée. Donc vous noterez que vous avez un rang hiérarchique de plus à gérer que dans Black Powder par exemple. Et je trouve que c'est vraiment bien pensé, parce que ça permet en fait très facilement de jouer en multijoueur, vous verrez. Parce que vous pouvez très bien répartir très facilement vos corps d'armée avec les divisions qui sont à l'intérieur. Et comme on a cette ressource à gérer, ça fait que chaque joueur pourra participer au plan de bataille de façon efficiente sans faire un bricolage. C'est déjà 2 bases dans le corpus de règles de base. Donc ça, c'est très bien. Maintenant, on va regarder comment fonctionne le scénario. Donc là, pour le coup, j'ai choisi un scénario qui n'est pas vraiment un petit scénario. Hein. C'est un scénario qui est dit médium. Scénario moyen, médium scénario. Donc là, il indique par exemple, donc Cedar Creek est un scénario moyen pour 2 à 4 joueurs. Bon, vous pouvez jouer plus hein, dans l'absolu, il n'y a pas de souci. Donc on joue la bataille de Cedar Creek, 19 octobre 1864. Les scénarios se présentent de la façon suivante. Vous avez donc le scénario avec un peu de texte d'ambiance et le background de celui-ci qui vous explique à peu près les tenants et les aboutissants qui amènent à la bataille. Vous indique la taille du scénario, d'un titre indicatif. Alors ce qui est bien également, c'est que sur le site, avant que vous n'achetiez le bouquin, vous pouvez consulter. Par exemple, si vous voulez acheter le recueil des batailles du front Est, par exemple, qui s'appelle All Quiet on Potomac, vous pouvez consulter une petite liste qui vous dit à l'avance de combien d'unités vous aurez besoin pour jouer chaque bataille qui se trouve à l'intérieur, histoire que vous voyez si ça vaut le coup. Donc ça, je trouve ça, petit aparté, c'est bien. Ensuite, vous avez la durée du scénario, en nombre de tours, donc là, il durera 13 tours, ou jusqu'à ce qu'une armée soit déroutée. Il indique également le dé que vous devrez utiliser pour l'horloge du jeu. Ça, c'est très important, on le verra au moment de jouer. Il y a une dimension de temps qui est absolument cruciale dans ce jeu. Je vous la fais courte. Ce D12, en fait, vous commencez avec 12 points, en fait, puisqu'il est au maximum, vous commencez à 12, il sert de compteur. Vous commencez à 12, et après chaque cran d'initiative, l'horloge sera réduite d'un nombre de points qui sera décidé par un des joueurs qui aura misé des points et pris le contrôle du temps. Ça change à chaque tour. Donc pour ça, on utilisera ces points-là. Et une fois que le nombre de points du sablier, entre guillemets, est épuisé, toutes les brigades qui n'ont pas joué ne joueront pas. Enfin, toutes les divisions qui n'ont pas joué, qui sont à des crans d'initiative qui restaient à jouer, ne joueront pas. Donc c'est extrêmement important, la cloque, vous le verrez. Et ça change complètement la philosophie du jeu parce que vous n'avez pas le temps de vous poser. Vous devez prendre des décisions sous la pression.
Et ça, c'est un point fort du jeu, puisqu'il y a vraiment ça qui est simulé. L'un dans l'autre, ça, ça simule différemment, mais ça a à peu près le même effet que les tests d'ordre. C'est une autre façon de gérer le brouillard de guerre, là aussi. Ça, disons à Black Powder, si vous ratez un ordre, votre brigade bouge pas, mais ça se fait sur un jet de dés. Là, ici, c'est parce que vous aurez mal géré la cloque, ou mal géré la répartition de vos points de priorité. Mais on verra ça plus tard. Ensuite, il vous donne les objectifs de victoire. Donc vous noterez que les armées sont déséquilibrées, hein. Les sudistes ont moins de troupes, et en plus elles sont de moins bonne qualité. Donc par exemple, ici, l'Union, lui, ça doit être briser l'armée ennemie, sachant que eux, ils ont un seuil de déroute de 8. Pour les confédérés, ici ce sera le même objectif, et ils ont par contre un seuil de déroute de 6. Le scénario sera donc plus compliqué pour les sudistes. Encore que ça dépend après aussi des règles de déploiement qui peuvent éventuellement rééquilibrer les choses. Mais le but, c'est pas de faire un scénario équilibré, hein, l'auteur le dit, c'est un jeu à scénario historique. Ensuite, les règles spéciales du scénario se présentent ici. Il y a également des notes sur les terrains, donc par exemple, on va vous dire tous les bois et les ruisseaux sont considérés comme du terrain difficile. La Shenandoah et le Cedar Creek ne peuvent être traversés que par les gués ou par les ponts. Et les bâtiments n'ont pas d'effet sur le terrain. Ils sont là uniquement pour référence historique. Donc bien évidemment, tout ça c'est couplé à chaque fois avec une carte qui est très bien foutue en général. Donc qui vous dit comment préparer le terrain. Donc par exemple, elle va vous dire ici, Cedar Creek se joue sur une table de taille 6 pouces x 4 pouces, 1m80 par 1m20, où 1 pouce égale 150 yards. Donc voilà. Vous avez également, pour vous aider, ça je trouve c'est vraiment bien, vous avez également un quadrillage, enfin, il n'y a pas le quadrillage, mais il y a les mesures, donc, qui vous permettent de faire des secteurs. Donc par exemple, vous avez A1, A2, A3, A4, etc., B1, B3, etc., etc. Ça vous permet également non seulement de bien placer votre terrain, ça sert de repère, mais ça servira également dans le déploiement, puisque par exemple on vous dira telle division doit être déployée en D3 par exemple, donc vous saurez que vous devrez la mettre quelque part là. Et du coup ça permet d'avoir un déploiement qui n'est pas toujours linéaire, mais beaucoup plus proche de la réalité historique. Ensuite, il y a également quelques notes sur les ordres de bataille, hein. Et ensuite, on passe aux notes pour le déploiement. Donc là, ça vous indique les lignes directrices du déploiement. Ensuite, ce qui est spécifique à l'Union. Et également un petit encart sur les renforts lorsque c'est le cas. Et ensuite, le déploiement confédéré. Ensuite, vous avez généralement ceci. Alors, qu'est-ce que ceci ? Eh bien, en fait, ce sont des petites affichettes que vous découpez. J'en avais fait pour l'autre partie. Je vais peut-être vous les sortir. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors, normalement, vous les attachez, ou vous les placez en tout cas à l'arrière de votre régiment. Voilà. De cette manière-là. Alors pourquoi ? En fait, ça vous permet de rapidement visualiser quelle est cette brigade et à quelle division elle appartient. Donc là, par exemple, c'est Macoland, qui a un bonus de plus 0 et qui appartient à la division Vaughan. Par exemple. Donc ça vous permet de reconnaître rapidement vos troupes sur la partie. Bon, il se trouve que je fais ça assez souvent aussi en 28 mm pour Black Powder sur les grands formats. Mais là, c'est essentiel, hein, sinon vous ne vous en sortez pas. L'autre avantage que ça a, c'est qu'il y a une notion de brouillard de guerre également au niveau des unités, c'est-à-dire que comme les affichettes seront à l'arrière de l'unité, en général, l'adversaire ne les voit pas. Parce qu'ils sont généralement, enfin pas toujours, hein, mais généralement, ils sont dans la face opposée de l'adversaire. Donc il n'aura pas la possibilité, il n'a pas le droit de voir comment
comment se présentent vos unités, est-ce que c'est une unité d'élite, est-ce que c'est une unité mauvaise, il n'a pas le droit de vérifier ses renseignements, ça c'est important. Dans ce jeu-là, en fait, pour connaître la nature d'une unité, il faut soit se faire tirer dessus par elle, soit la combattre au corps à corps, soit être dans les 6 pouces d'une cavalerie. Ce qui donne à la cavalerie un avantage supplémentaire qui n'est pas géré dans les autres jeux, c'est un avantage de reconnaissance, puisque la cavalerie a une règle spéciale qui dit les unités à 6 pouces sont, entre guillemets, révélées, et donc là, à ce moment-là, vous pouvez aller voir la nature et la force des unités qui sont à 6 pouces de vos cavaleries. Donc ça, c'est un petit bonus pour la cavalerie qui la rend un petit peu plus utile et qui symbolise son rôle dans la reconnaissance. Donc voilà, donc vous aurez ces petites bases à découper. Elles sont fournies dans chaque scénario. Donc vous aurez à chaque fois pour les unités, pour chaque brigade. Mais vous aurez également pour l'artillerie, pour les commandants et pour les QG aussi, de chaque corps. Et enfin, vous avez donc les ordres de bataille qui sont là. Alors ici, je les ai gardés en papier. Lorsqu'on jouera la séquence avec les points, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous gribouillez au crayon de papier avec la gomme. C'est pas forcément pratique, ça abîme au fur et à mesure. Sinon, vous pouvez aussi mettre des dés. Alors ça marche bien les dés, mais ça a tendance à glisser, tomber, à se pousser. Donc voilà. Le meilleur système, c'est si vous avez une plastifieuse, vous plastifiez et vous faites ça avec le feutre effaçable. Ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Je l'avais fait d'ailleurs pour mon scénar de test avec la deuxième bataille de Kernstown. Donc là, ouais, là, on va le faire en papier avec les dés, mais le meilleur, c'est quand même le plastifiage, si c'est possible, bien sûr. Voilà. Donc là, vous gérez votre système comme bon vous semble. Ok, voilà comment se présente le scénario. Donc là, on va jouer Cedar Creek. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un scénar dit moyen. C'est même pas le plus gros scénar possible. Vous pouvez vraiment avoir des scénars gigantesques en termes de nombre d'unités. Mais je pense qu'au niveau taille de la table, ça doit être un des plus gros. Hein, parce que là, une table de Warhammer pour du 6 mm, c'est gros. Hein. C'est une partie moyenne. Moi, j'ai joué Second Battle of Kernstown, mais j'avais pas envie de le rejouer une troisième fois. Celui-là, par exemple, Kernstown, c'est un petit scénario pour 2 à 3 joueurs. Ça se joue plus vite et ça se joue sur une table de 90 par 90 cm, c'est donc beaucoup plus petit. Donc vous voyez, vous avez des scénars qui sont dans des proportions plus raisonnables. Mais celui-là, c'est en termes de taille de carte, c'est un grand. Voilà. Écoutez, on a bien précisé. Maintenant, on va attaquer les règles du jeu. Alors, voilà. On a placé le terrain et on a déployé les armées. Donc, comme vous voyez, on a mis les petites affichettes pour savoir à quoi ça correspond, y compris les QG. Donc, du côté Union, le seul renfort, c'est le général qui n'est pas là au départ. Sinon, pour le reste, donc il y a le gros des forces est déployé ici, un peu en arrière. Il y a un corps d'armée, celui de Emory, qui est là. Et un deuxième, qui est le plus avancé, celui de Wright, qui est par là. Et donc les confédérés, ils commencent ici, et ils ont la possibilité de mettre leur cavalerie ici. Donc je n'en suis pas privé. Alors à noter que dans certaines armées, vous avez des unités qui sont non attachées. Là par exemple, vous avez l'artillerie sudiste est unattached. Donc vous devez les affecter au début de la bataille. Voilà, c'est ce qu'il y a à faire. Donc voilà, donc, comme vous le voyez, tout est en place. On va donc discuter, si vous le voulez bien, séquence de jeu pour commencer. Alors la séquence de jeu fonctionne avec 3 phases principales. Enfin, il y en a 3 principales, mais il y en a 6 en tout. Hein. Donc la première, c'est effectuer la répartition des points de priorité. Bon, c'est une sorte de pari. Hein. Ça se fait de façon secrète.
Chaque camp répartit les points en secret. Et vous pouvez donc affecter de 0 à autant de points que vous le désirez à une division. Donc là, si je prends un exemple, chez les confédérés par exemple. Chez les confédérés, vous voyez, on a donc 2 brigades. Gordon a 10 points à répartir, mais lui il ne peut les répartir qu'entre ces 3-là. Early en a 9, mais comme c'est le général en chef, lui il peut répartir sur les 3 dont il a la charge, mais également sur celle de Gordon. Vous mettez en fait des points sur les divisions. Les points que vous mettez seront l'ordre d'initiative qui sera affecté à cette division. Ce qui veut donc dire que plus vous mettez de points, plus il y a de chances que la division joue vite. Il y a un autre point sur lequel vous pouvez parier des points, c'est la clock, l'horloge. Donc, généralement, on le met là avec un dé différent, ou si vous avez une plastifieuse, vous dessinez un petit sablier et puis vous le mettez là. Les points que vous mettez sur la clock sont des bonus que vous aurez au lancer de dés pour prendre le contrôle de l'horloge. À quoi sert le contrôle de l'horloge, me direz-vous? Alors, le contrôle de l'horloge, je vous l'ai dit, c'est en fin de cran d'initiative. Ça veut dire que si maintenant, admettons, vous avez le premier rang à jouer, on va dire que c'est le rang 5. Il y a une division de l'Union au rang 5 et une division de la Confédération au rang 5, par exemple. Ces deux jouent en premier. Mais lequel joue en premier? Eh ben, c'est le contrôleur de l'horloge qui va le décider. Mais pas que. Donc, il décide qui commence. Et ensuite, lorsque le cran d'initiative 5 est terminé, c'est-à-dire quand les deux divisions qui étaient à ce cran d'initiative 5 ont joué, et qu'on va passer au rang d'initiative 4, eh ben, avant ça, il y a un jet de dés. Chaque joueur va lancer un dé 6, et on va réduire d'autant le sablier du temps. Alors rappelez-vous, le sablier du temps, on l'avait vu pour ce scénario, il est de 12 points. Donc par exemple, si à la fin du cran 4, on va dire que les sudistes ont le monopole du sablier, par exemple, eh ben, chaque joueur va lancer un dé, donc on va dire le bleu ce sera l'Union, le rouge ce sera le Confédéré, voilà. Bon là, il n'y a pas tellement le choix, c'est 4 et 4, mais si par exemple, on va essayer d'obtenir un résultat un peu plus différencié, si on veut bien, voilà, parfait, un extrême, 1 et 6, de combien on réduit le sablier? Eh ben, c'est le contrôleur du temps qui va le choisir. Ça veut donc dire que celui qui contrôle le temps peut décider d'accélérer la bataille ou de la ralentir. Si par exemple maintenant vous êtes sur une offensive et que vous avez besoin de ralentir l'ennemi, eh bien vous pouvez très bien utiliser le sablier pour accélérer en prenant le 6 pour que le tour se termine plus vite. Parce que je rappelle que les crans d'initiative qui n'auront pas joué ne joueront pas. Donc c'est très important le sablier. Lorsque vous recommencez un nouveau tour, on remet en jeu le sablier. Donc ça veut dire que vous avez eu toujours la chance potentiellement de prendre le contrôle du temps sur les tours suivants. Mais voilà. En gros, si maintenant vous jouez l'Union et que vous voulez gagner du temps par exemple, et que c'est vous qui contrôlez le sablier, vous voyez que les troupes ennemies sont en train de vous submerger là-bas en bas. Alors là, il y a deux solutions. Soit vous accélérez le temps, histoire de les empêcher de jouer s'ils ont beaucoup de divisions qui sont à l'arrière en initiative. Soit vous décidez de ralentir en comptant sur le fait que vos renforts vont arriver si vos renforts, malheureusement, sont dans l'écran arrière. Donc ça pose des dilemmes. Hein. C'est pas toujours évident. Il y a des scénarios comme Kernstone, par exemple, où l'Union est vraiment en écrasante infériorité numérique. La question ne se pose pas. Vous essayez de prendre le contrôle du sablier, et si vous essayez de prendre le contrôle du sablier, vous allez gagner du temps parce que l'objectif... Enfin, vous allez accélérer le tour pour que le confédéré qui est plus nombreux perdent des divisions, et tout simplement parce que la condition de victoire de l'Union dans ce scénario, c'est de survivre. Ici, la condition de victoire pour les deux, c'est de se détruire mutuellement. Donc là, ça va être du cas par cas.
vous le verrez en cours de tour, c'est pas forcément toujours, on va dire, la même tactique qu'il faudrait employer. Donc là, c'est un dilemme, le temps, parce que c'est un paramètre important qui est tout aussi important que la stratégie elle-même. Donc voilà, ça c'est la partie sur le temps. Donc après avoir affecté les différents pions entre les divisions, les deux révèlent ce qu'ils ont fait comme répartition. Vous pouvez mettre 0 hein, à une division, il n'y a pas de souci, même à plusieurs d'ailleurs. Il y a un rang d'initiative 0, simplement ce sera le dernier. Si vous décidez donc de mettre au rang 0, évidemment, il y a des chances que le tour se termine peut-être avant. Hein, donc voilà. A l'inverse, s'il y a des crans d'initiative qui ne sont pas joués, par exemple, si plein de gens se retrouvent au cran d'initiative du haut parce que les deux joueurs ont mis beaucoup de points dans l'initiative, eh ben, on peut très bien jouer les rangs 1 et 0 s'il n'y a pas de rang 3 ou 4 par exemple. Hein, donc ça dépend. C'est pas une science exacte et du coup ça rend ce jeu très peu prévisible. En tout cas en termes de temps. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, vous jouez pour le contrôle. Une fois que vous avez réparti les pions et que vous avez défini les ordres d'initiative, vous essayez de prendre le contrôle de la cloque. À ce moment-là, chaque joueur lance un des 6 et y ajoute le nombre de points de priorité qu'il a mis pour le contrôle de la cloque. Le vainqueur prend le contrôle. S'il y a égalité, on relance. Ensuite, une fois qu'on a défini qui a le contrôle du sablier et qu'on sait à quelle initiative joue chaque division, eh ben on joue les tours dans l'ordre du plus haut au plus bas. Lorsque le tour d'une division arrive, donc je rappelle que si vous avez des divisions de camps différents dans un cran d'initiative, c'est le contrôleur du temps qui décide quel camp joue en premier. Si vous faites jouer une division, vous devez jouer toute la division. Donc si par exemple, admettons, je dois faire jouer la division Wheaton qui est là, et qui est composée de 2 brigades d'infanterie et une batterie d'artillerie, je dois tout jouer. Je ne peux pas en garder une de côté pour un cran plus tard. C'est impossible. Maintenant, une fois que on a joué la division en question, on fait les autres divisions du cran d'initiative. Et quand le cran d'initiative est terminé, là, on fait le jet dont je vous ai parlé. Chaque joueur lance un D6 et le contrôleur du temps décide quel chiffre on va utiliser pour réduire le sablier. Donc là, pour qu'on soit au clair, au niveau sablier, on était à 12 points. Donc j'ai pas de D12 sous la main, j'ai des D10. Donc on va mettre... Allez, on va mettre là, 10... plus 2, 12. Donc notre tour est frais, il commence à 12. Donc à chaque tour, on remet les 12 points du sablier. Lorsque le tour d'une unité arrive, elle fait d'abord les mouvements. Donc le mouvement d'une cavalerie est de 12 pouces, le mouvement d'une infanterie est de 8 pouces. Donc pour du 6 mm, c'est des gros mouvements. Hein. Mais d'un autre côté, par rapport à l'échelle et par rapport à ce qu'est censé représenter un pouce dans le jeu, c'est à peu près logique. Donc le jeu va vite, c'est assez surprenant. Lors des premières parties, on se fait vite surprendre parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des unités qui vont aussi vite par rapport à l'échelle, mais bon, c'est comme ça. Et l'artillerie avance de 6 pouces. Les généraux avancent de 12 pouces comme pour une cavalerie. Il n'y a dans ce jeu pas de restriction vraiment dans le mouvement. Vous pouvez charger dans tous les sens, en arrière, etc. La charge, par exemple, c'est quand vous rentrez en contact. La seule chose qui est interdite, c'est qu'il y a une zone de contrôle qui est de 2 pouces autour des brigades, qui interdisent à vos unités d'y entrer, sauf pour charger. Donc si vous chargez, c'est bon. Si c'est juste pour tourner autour d'une unité, vous devez laisser un gap de 2 pouces. Mais à part ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. En gros, si votre unité est là et que vous voulez attaquer cette unité et que vous êtes orienté vers là, il n'y a aucune restriction. Tac, si vous avez le mouvement, poum, vous pouvez attaquer. Il n'y a aucun souci là-dedans. Il n'y a pas non plus
d'histoire de roues, de perte de mouvement, les unités vont dans la direction de leur choix de façon parfaitement libre. Il n'y a aucun problème. Au niveau des terrains, vous l'avez vu, c'est le scénario qui vous dit qu'est-ce qui est un terrain difficile. Il n'y a pas d'autres restrictions que terrain difficile. Donc là aussi, c'est très simple. C'est soit vous êtes sur du terrain dégagé, soit vous êtes sur du terrain difficile. Par exemple, traverser les villes n'est pas considéré comme un terrain difficile. C'est absolument pas comme sur les jeux à l'aisselle petit tactique, où effectivement, traverser une ville implique des restrictions, etc. Là, on a dézoomé, on dézoome, et donc il faut partir du principe que ce n'est pas, ce que vous voyez n'est pas une entité en ligne à la 18e siècle qui avance de façon rigide, c'est plusieurs régiments dont les colonels se chargent eux-mêmes des changements de formation. Donc c'est pas vous qui vous allez vous en charger, et donc il n'y a pas de raison de simuler ça en faisant des restrictions dans le fonctionnement du mouvement pour les villes. Donc par exemple, traverser une ville, c'est un mouvement normal. On considère que les officiers se débrouillent pour mettre les gens en colonne, traverser, etc. etc. C'est pas vous qui vous en chargez. Donc il n'y a pas de jeu, par exemple, sur les histoires de formation, hein, comme je vous l'ai dit. Donc quand c'est un terrain difficile, vous avez -4 à votre mouvement, pour tout le monde. Et quel que soit le nombre de terrains difficiles que vous aurez à traverser, ce ne sera que -4 une seule fois. Donc c'est extrêmement simple. Au niveau des mouvements, c'est vraiment extrêmement simple. Et c'est pas plus mal. Il y a également un autre type de mouvement que vous pouvez faire qui est assez similaire à ce qui existe à Valor and Fortitude, c'est-à-dire le mouvement lorsque vous êtes loin de l'adversaire, le mouvement sur route. Donc c'est un mouvement ça s'appelle le mouvement de réserve, et donc il récompense le fait de contrôler les axes routiers. Donc les axes routiers ont une grosse importance pour l'arrivée des renforts, puisque tout simplement ça vous permet de vous déplacer à 20 pouces, mais à la condition qu'il y ait au moins 2 brigades qui se déplacent en même temps, qui restent entièrement sur la route, et qui avancent de la même distance. Et enfin, il faut que le mouvement ne doit pas amener les brigades en question à moins de 10 pouces d'un ennemi. Mais ça veut dire que vous pouvez rapatrier et amener rapidement vos réserves si vous décidez d'avoir des réserves. Donc là, par exemple, pour tester ça, j'ai mis cette brigade-là parce que du coup, elle pourrait avancer très rapidement là-bas, le long de cette route, pour aller aider. Et j'ai bien fait puisque les confédérés se sont effectivement mis par là. Donc là, vous voyez, déjà, au terme de renfort, on peut aller très très vite. Mais on peut très bien imaginer que s'il y a une alerte là-bas, cette brigade, bon, ça prendra plus de temps, mais elle pourra se déplacer en utilisant la route par là-bas. Donc le système de route est très intéressant en termes de jeu ici, parce qu'il peut vraiment vous permettre de replacer rapidement vos troupes. Donc voilà, ça c'est le mouvement. Une fois que vous avez fait le mouvement de vos brigades, donc vous bougez, brigade 1, brigade 2, artillerie, etc., vous faites tous vos mouvements. Ensuite, vous faites les tirs, s'il y a des tirs. Alors, la distance de tir, elle est volontairement courte ici, un peu comme à Might and Reason. C'est logique, on a dézoomé, on est en 6 mm, donc on tire, on va dire, l'équivalent d'un tir à 12 pouces de 28 mm, ça va être un tir à 2 pouces d'ici. Donc les tirs sont à 2 pouces pour les mousquets et pour la mitraille d'artillerie. Cependant, il ne faut pas considérer que ce sont des volées. Parce que le jeu là est encore davantage dézoomé qu'un jeu petit tactique, même 6 mm d'ailleurs. C'est-à-dire que comme 1 pouce égale en gros 150 yards, 2 pouces c'est 300 yards, à cette distance-là, c'est plus du tir de harcèlement, de tirailleurs, etc. Donc c'est pas vraiment la volée meurtrière. L'auteur le dit dans son design des règles, il faut considérer que les volées et les attaques à la baïonnette, c'est un peu la même chose, ça se joue à la distance mêlée et donc dans le combat. Le tir de ce jeu doit plutôt être entendu comme le tir de harcèlement, de tirailleur, et c'est ce qui explique, vous verrez, qu'il est assez peu létal en soi. L'artillerie tire à 10 pouces. L'artillerie peut tirer un peu plus loin. Autre subtilité, vous avez la possibilité d'avoir des tirs d'interruption. Donc ça, on va faire un petit aparté dessus.
Donc pour ce qui est des tirs de réaction, il y en a deux types, pardon. C'est celui de l'infanterie et celui de l'artillerie. La cavalerie tire pas. Du coup, quand tous les mouvements d'une division sont faits, et avant qu'elle puisse effectuer ses tirs, les unités ennemies qui sont à portée de tir peuvent tirer en premier. Donc on effectue leur tir en premier, et ensuite seulement on fait celui des unités qui viennent de bouger. L'autre tir, donc ça c'est pour l'infanterie. Donc l'infanterie c'est à la fin des mouvements. Ce qui veut donc dire que si le mouvement se termine au contact et engage donc une mêlée, dans ce cas-là il n'y a pas de tir de contre-charge. Voilà. Le tir de contre-charge est dans la mêlée. Il est intégré dans la mêlée, il faut le voir comme ça. Par contre l'artillerie c'est différent. L'artillerie, elle peut faire un tir en interruption. Donc là, elle interrompt le mouvement à partir du moment où une cible est éligible, donc dans son arc de tir, et à portée. Vous pouvez à n'importe quel moment arrêter la séquence de mouvement de l'adversaire, faire tirer votre artillerie. Il y a cependant une réserve, vous ne pouvez pas tirer en mitraille. Parce que sinon ce serait beaucoup trop fort. Le tir de mitraille, vous verrez, il est ultra puissant, donc pour gérer ça, en fait, l'auteur considère que le tir de mitraille se fait comme pour le vrai tir de volet, au contact corps à corps. Ce qui explique pourquoi, vous le verrez, l'artillerie a un bonus de combat qui fait que c'est quasiment une unité d'élite. C'est pour intégrer en fait le tir de contre-charge de mitraille. Voilà. Donc du coup, il n'autorise pas un tir en mitraille supplémentaire en interruption, ce qui est logique, sinon ce serait injouable. Donc voilà, donc le canon peut interrompre à n'importe quel moment et tire, mais uniquement à boulet. Combien de fois avez-vous le droit de faire de tir d'interruption? Eh bien, une fois par cran d'initiative. Ça veut dire que si vous avez des unités qui se rapprochent à un cran d'initiative plus tard, eh bien, vous pouvez refaire un tir d'interruption. Ce sera autorisé. Voilà, donc ça c'est pour le tir d'interruption. Une fois que vous avez effectué les tirs, on passe aux mêlées, des brigades qui ont été en mêlée, et on résout les mêlées. Voilà. Donc ça c'est le tour d'une brigade. D'abord le mouvement, ensuite le tir, ensuite la mêlée, puis on passe à une autre... enfin, vous faites tous les mouvements de la division, excusez-moi, et puis ensuite vous résolvez tous les tirs, et ensuite toutes les mêlées. Et ensuite vous passez à la division suivante de ce cran, s'il y en a encore une, ou bien vous passez au cran suivant si c'est fini, mais dans ce cas-là vous faites au préalable le jet pour l'horloge. Voilà. Ensuite, on passe d'un cran à l'autre jusqu'à ce qu'on ait épuré tous les crans d'initiative, ou jusqu'à ce qui arrivera le plus souvent, jusqu'à ce que l'horloge indique que le tour est terminé. Lorsque le tour est terminé, nous passons à la phase de fin de tour. Alors cette phase de fin de tour, c'est un peu un melting pot de plein de choses, mais du coup elle est assez longue. Donc, pendant la phase de fin de tour, on va le faire rapidos. Je vais vous dire ce qu'on fait pendant la phase de fin de tour. Pêle-mêle, on va bouger les généraux, on va pouvoir réorienter nos unités, on va pouvoir utiliser, alors ça j'en ai pas parlé, on va pouvoir utiliser les points de priorité qui ont été mis dans une réserve. Alors, je vous avais dit que vous pouviez utiliser les points de priorité soit dans les crans d'initiative, soit dans l'horloge, mais en fait, il y a une troisième possibilité d'utilisation, c'est de les mettre dans une réserve. Cette réserve va vous permettre pendant la phase de fin de tour, de déplacer des brigades, pas des divisions, des brigades, au ratio de 1 pour 1. Donc à la fin, vous pourrez par exemple des brigades qui n'ont pas réussi à bouger parce que la cloque s'est terminée, généralement c'est ça, eh bien, vous pourrez dépenser 1 point pour bouger une brigade. Je rappelle donc, une brigade c'est une unité dans le jeu. Voilà. Ensuite, vous pouvez également rallier les brigades qui ont été mises en déroute, ça on verra. Lorsqu'une unité est détruite, entre guillemets, elle n'est pas tout de suite retirée de la partie, elle est mise à côté de son QG. D'où l'intérêt d'avoir un pion avec le QG. Donc, par exemple, si on prend là on a le QG, si une de ces deux unités est détruite, elle sera ramenée près du QG. Même si elle se fait détruire à l'autre côté. C'est en gros les fuyards essayent de se rassembler près du QG. Puisqu'il faut considérer que quand l'unité est brisée,
ou dérouter, c'est bien une déroute et pas une destruction de tous les gens qui la composent. Hein. C'est plutôt, ils sont éparpillés, le moral s'effondre et ils retournent vers le QG. D'où l'intérêt d'avoir ce QG. Les QG peuvent se détruire. Hein. Si un QG est pris, c'est la catastrophe. Hein. Parce que si le QG est pris, ça veut dire qu'il n'y aura pas de ralliement. Hein. Donc les unités qui seront déroutées, elles sont détruites. Hein. Donc voilà. Donc du coup, il y aura une phase de ralliement à ce moment-là et vous aurez une chance. Alors vous avez une faible chance, une chance sur 6, de remettre votre unité en état de combattre. Ensuite, il y aura également une chance sur 6, sur un 5 en gros. Donc c'est sur un 6, vous remettrez votre unité d'équerre. Sur un 5, vous pourrez retenter le jet au tour suivant, et sur tous les autres résultats, elle sera définitivement détruite. Mais voilà, vous aurez une possibilité de rallier si vous avez encore un QG. Ensuite, les unités qui seront assez loin de l'ennemi pourront enlever leur point de fatigue. Et les unités qui fabriquaient des retranchements terminent leur retranchement. Donc on fera apparaître le retranchement sur la map. Et enfin, en dernier, lors de cette phase, on remplacera les généraux qui ont été tués, parce qu'on peut également tuer les généraux ici. Enfin, les tuer... il y aura un jet de risque, comme à Black Powder. Et donc, s'il y en a qui ont été tués, eh bien, on les remplace par un remplaçant qui a généralement la moitié arrondie au supérieur de points de priorité que celui qui le remplace. Et à ce moment-là, il sera installé dans ses fonctions lors de la phase de fin de tour. Voilà. Donc ça, c'est pour la séquence de jeu. Donc je rappelle, d'abord, on mise les points de priorité, ensuite on jette pour le contrôle de la cloque, ensuite on commence les manœuvres par l'écran d'initiative les plus hauts et jusqu'en bas, ensuite la phase de fin de tour et éventuellement fin de jeu s'il y a fin de jeu. Donc là c'est généralement lorsque vous arrivez à la durée maximum de bataille ou lorsque l'une des deux armées est déroutée, mais il peut y avoir d'autres conditions de victoire évidemment qui seront propres à chaque scénario. Voilà. Je vous propose que l'on attaque avec la première phase, donc celle qui consiste à miser les points de priorité. Alors, on va attaquer la répartition des points de priorité. Donc je m'excuse par avance, ce jeu n'est pas vraiment idéal pour le mono-joueur, forcément, puisque vous avez une mise de points fait en secret, donc forcément c'est plus un jeu qui s'adapte à 2 joueurs. Mais on va quand même essayer de faire en sorte de rendre ça un peu tactique. Alors, la répartition des troupes est la suivante. Vous avez donc Early, qui est à la fois le général en chef et aussi le commandant de l'aile gauche. Gordon, lui, est commandant de l'aile droite. Et il a 10 points à répartir dans ses 3 divisions. En termes de jeu, donc on a fait la chose comme ça. Early. Alors Gordon, il est bien à droite, il est là. Donc ça, c'est le corps, enfin l'aile de Gordon, et Early est ici. En face, nous avons le corps de Crook, qui est donc isolé. C'est bien ça, le corps de Crook. Oui. Et derrière, celui d'Emory, qui est un peu plus près et qui pourra lui porter secours assez rapidement, il faut le dire, hein, en moins d'un tour, logiquement, sauf à réussir à ne pas le faire jouer, mais ça serait assez logique qu'il soit dans les premiers en termes de points. Le reste ne devrait pas tout de suite interférer. Notons également que nous avons placé de la cavalerie ici. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant en termes de jeu à déplacer? Il y a plusieurs approches possibles. On a un nombre limité de points, on ne pourra pas faire tout, c'est clair. Il faut soit égaliser, enfin il y a plusieurs possibilités. Soit on peut mettre à mort pour prendre la cloque et essayer de s'assurer qu'on arrive à jouer nos troupes, ou faire déjouer l'adversaire. Mais les points que vous mettez dans la cloque, c'est des points que vous ne mettez pas dans les divisions et donc dans l'écran d'initiative. L'autre possibilité, on peut très bien, entre guillemets, forcer un peu la cloque
en mettant en priorisant certaines divisions, en leur attribuant des initiatives assez hautes, on va dire, 5, 4, pour être sûr qu'elles jouent, même si l'adversaire a le contrôle de la cloque. L'autre possibilité également, c'est de répartir équitablement et de mettre tout le monde à 3, par exemple, histoire d'être sûr d'avoir un maximum de brigades qui jouent. Mais par contre, il faut s'assurer que le cran 3 pourra jouer. Et ça, on n'en est pas sûr parce que ça va dépendre aussi des mises que feront les unionistes. Donc mettre quelques points pour prendre la cloque, c'est pas idiot. D'autant que notre ami Early a un bonus de plus 1 en initiative. L'initiative ici, c'est le jet pour gagner la cloque. Donc j'ai déjà plus 1 et je peux encore améliorer ça. Ça me fait déjà économiser un point de priorité qu'on peut mettre ailleurs. Je ne pense pas que je vais mettre de réserve. En tout cas pas maintenant. Et je pense qu'on va plutôt tenter... alors ce qu'il faudrait idéalement, qui pourrait vraiment embêter un peu les renforts adverses, ce serait de jouer assez rapidement la cavalerie qui est là, et prendre la moins bonne, celle-là peut-être, celle qui a moins 3, là ça va servir à rien avec moins 3, essayer de l'amener là, afin de gêner le mouvement de réserve de cette unité-là. Parce que, souvenez-vous, le mouvement de réserve sur route, ça vous permet d'avancer de 20, mais ça vous interdit d'arriver à moins de 10 pouces d'un ennemi. Donc si on arrive à intercaler une cavalerie ici, ceux-là, ils ne pourront pas avancer plus près. Et ça, ce serait pas mal. Donc je pense qu'il faudrait bien prioriser la division de cavalerie qui est là. Après, pour le reste, ça m'étonnerait qu'on arrive à tout bouger. L'essentiel, c'est de lancer l'assaut le plus rapidement possible, je pense. Et donc, ce serait plutôt attaquer avec eux. Donc eux, ils sont avec Early aussi, mais également les divisions de Gordon qui sont là pourraient également être envoyées à l'assaut. Donc on va essayer de faire une répartition du mieux possible. Et par contre, on va quand même jeter un coup d'œil avant cela aux règles spéciales de Gordon et également à certaines des règles spécifiques du scénario. Donc, pour ce qui est du scénario, je vais juste relire les règles spéciales. Alors, règle spéciale 1, attaque surprise. Pour aider à simuler l'incroyable efficacité des confédérés lors de cette attaque surprise, le joueur de l'Union ne peut poser aucun point de priorité au premier tour. Ah bon bah d'accord, ok. Donc en fait, l'Union va juste subir. D'accord. Ok. Donc ils pourront mettre aucun point de priorité. Ah c'est violent. Donc là, ça fait un tour à vide quasiment pour les unionistes. Donc du coup on ne fera la phase visiblement que pour les confédérés puisque les autres vont tous être au cran 0 et à mon avis ils vont y rester. Ensuite, règle numéro 2. La plupart des troupes de Early étaient affamées au moment de la bataille, ce qui s'explique par les capacités assez faibles en règle générale des troupes. Si un QG des fédéraux est capturé, toutes les brigades confédérées à 3 pouces sont immédiatement notées comme fatiguées et ne pourront pas se déplacer pour le reste du tour suivant. Donc du coup, si on prend par exemple le QG de Crook, ça veut dire que les troupes prendront une fatigue. C'est un peu embêtant. Ils passent, en gros, pour simuler le fait qu'ils passeront le temps à piller le camp pour la recherche de nourriture. Enfin, numéro 3, un fort brouillard a influencé les premières heures de la bataille. Pendant les premiers 3 tours, toutes les lignes de vue sont réduites à 3. Cela affecte le tir aussi bien que la capacité des généraux à influencer les brigades avec des bonus requérant la ligne de vue. Donc ça veut dire que l'artillerie va être limitée à 3 pouces pendant les 3 premiers tours, ce qui va beaucoup gêner pour le coup l'Union, puisque les canons de Crook vont certainement être inutiles. C'est moche.
Voilà, donc c'est bon à savoir. Donc nous allons faire uniquement la répartition pour les confédérés. Et on va donc regarder quelles sont les règles qui s'appliquent à notre ami Gordon. Alors, il a la règle énergique. Quelle que soit sa capacité de commandement, ce général est toujours prêt à entrer dans un combat et son énergie et son charisme poussent les hommes vers l'avant. À la fin de chaque tour, ce général peut retirer jusqu'à 2 points de fatigue d'une brigade à 6 pouces et en ligne de vue. Donc ici 3 pouces, puisque ça a été réduit. Et ce, même si la brigade est située à 10 pouces de l'ennemi. Donc ça, c'est très fort, ça permet d'enlever 2 points de fatigue énergique. Ensuite, attaquant téméraire, ce général envoie ses troupes vers l'avant avec un zèle téméraire qui flirte avec l'inconscience. Toutes les brigades dans sa chaîne de commande doivent automatiquement poursuivre les ennemis en retraite en mêlée jusqu'à 3 bases de distance. Cette charge ne peut... ce mouvement ne peut être autorisé que 2 fois par combat. Ouais, donc ça on verra quand on fera les poussées. Et enfin, saisie de l'initiative. Ce général est affublé d'un sens du timing. Il sait quand il doit porter un coup brillant. Une fois par bataille. Ce général peut sélectionner une division de sa chaîne de commande pour manœuvrer comme si elle avait des points de priorité immédiatement après que la cloque du tour se termine. Ceci est une action bonus et peut être effectuée même si cette division a déjà manœuvré pendant le tour. Donc, basiquement, il va donner une fois par bataille une activation supplémentaire en fin de tour. Donc, c'est très très fort. Voilà, donc on verra les capacités de l'Union lorsqu'on chargera d'eux. Mais du coup, là on peut y aller. On va avoir notre ami... voilà, de toute façon on va pouvoir bouger tout le monde puisque les autres ne peuvent pas réagir. Donc au niveau des points de priorité, pas vraiment d'importance pour le coup. C'est peut-être le moment de mettre des réserves. Allez, je vais me mettre 3 points en réserve. Je vais quand même mettre 2 points en cloque. Alors, les points de cloque, tout le monde peut y participer, y compris Gordon. Donc Gordon va en donner 2, il va mettre en cloque. Il va lui en rester 10. Il va lui en rester 8, pardon. Ben, on va faire 3, 2. Et Early, il va pas donner à Gordon, il a bien assez de points. Early va mettre 3 points en réserve. Et il va mettre... il lui reste 6 points, il va faire 2, 2, 2, puisque là, eh ben, les unionistes ne peuvent pas vraiment réagir. Donc l'attaque surprise va se faire sans trop de problèmes. Donc voilà. Alors évidemment, là, il n'y a pas vraiment de réflexion, puisqu'on sait que l'adversaire ne peut pas réagir, puisqu'il ne peut pas utiliser de points de priorité au premier tour. Dans la réalité, vous êtes beaucoup plus réfléchi que ça. Donc les points que vous mettez en cloque, ça se réfléchit. Les points que vous mettez en réserve aussi, ça se réfléchit. Et là, on sait que tout le monde en face est à 0, donc que ce soit 3 ou 2, peu importe. D'ailleurs, dans l'absolu, je pourrais mettre 2, 2, 2 et mettre 5 en cloque pour être sûr de la prendre. D'ailleurs, la logique voudrait que je le fasse. Enfin, 4, pardon. Plus 4 en cloque, mais plus 5 avec son plus initiative de la règle agressif. Donc voilà. Là, c'est pas très représentatif d'un vrai tour. Dans un vrai tour, vous réfléchissez et vous priorisez si vous n'avez pas suffisamment de points. Soit l'avantage d'avoir toutes les divisions dans le même cran d'initiative, c'est que si ce cran d'initiative arrive, vous êtes sûr de les jouer. Par contre, ça veut dire que vous n'avez pas d'unité, de division dans des crans d'initiative supérieurs. Et du coup, si l'adversaire, lui, l'a mis plusieurs crans au-dessus,
Alors s'il y en a qu'un, ça va. Si on a 2 ou 3 à passer, ça fait autant de chances que le sablier du temps se termine, hein. Donc ça, c'est quelque chose à réfléchir, hein. Donc voilà, donc on va commencer avec ça et on va pouvoir attaquer le jet pour la cloque. Donc évidemment, comme d'une part Sheridan, côté Union, d'une part Sheridan n'est pas sur le champ de bataille puisqu'il est en réserve, et qu'en plus les autres n'ont pas pu mettre de points, ils ont plus 0 pour le jet de la cloque, tandis que moi j'ai 4, plus 1 avec la règle agressif, ça fait plus 5. Bon, en théorie il y a minimum égalité, donc je ne peux que gagner. Donc les confédérés gagnent le contrôle de la cloque. En plus, du coup, on pourra justement, en ayant le contrôle de cette cloque, l'accélérer, alors que pourtant ça aurait peut-être pas été la même si les autres adversaires avaient eu des points. Mais là, comme on sait qu'ils sont tous au cran 0, et que nous on est au cran 2, bah, le but ça va être tout simplement de se débrouiller pour que le cran 0 n'arrive jamais et qu'il ne puisse pas bouger, pour enfoncer le clou. Donc ça, ce sera tout l'intérêt d'avoir la cloque là, et de jouer en étant sûr de passer. Alors là, j'ai fait une erreur. On va revenir en arrière parce que c'est un peu stupide. Le mieux, c'est de multiplier l'écran pour multiplier les jets de cloque. Donc le mieux, on va faire ça comme ça pour vous montrer comment on peut manipuler la cloque. On va mettre 1 pour celui-là, mais on va mettre 3 pour celui-là. Donc on aura un cran 3, un cran 2, un cran 1. Ça veut dire qu'à chaque fin de ces crans, on va devoir lancer le dé. Et comme c'est nous qui avons le contrôle de la cloque, eh ben c'est nous qui déciderons quel jet on utilisera pour réduire le timer. Si on voulait être extrêmement vicieux, on mettrait quelqu'un 1 ici, ou même les deux. Mais si on multiplie trop l'écran et qu'on a des jets un peu trop hauts, il se peut aussi qu'on soit pris à notre propre piège et que nos propres divisions ne jouent pas. Je pense que 3 devrait suffire pour avoir à peu près ce qu'on veut, sachant que dans le cran 1, on n'en mettra qu'un. Ce sera la division Ramser, ce sera une des divisions de Gordon. C'est pas trop grave. L'essentiel, c'est que donc j'ai dit la cavalerie, on va plutôt mettre la cavalerie en premier. On va descendre Wharton en 1. Et les autres là, on va les laisser à 2-2-2. Voilà. Comme ça, là, vous voyez, on a un peu utilisé vicieusement nos ressources pour essayer d'empêcher l'Union de jouer et d'enfoncer le clou dans l'attaque surprise. On va voir si ça marche. Alors, on va attaquer avec la première phase. Donc, si on reprend l'ordre d'initiative qu'on avait fait, on est au rang 3 avec la cavalerie de Rosser, qui est ici. Je ne sais pas si on la voit. Ici, ouais. Donc, Rosser, on a dit, il faut un peu bloquer les renforts qui sont là-bas. Donc, on va déplacer de 12 pouces notre cavalerie. On va prendre celle-là, histoire de la mettre là. Et le reste... Donc, on ne peut traverser le Cedar Creek, c'est-à-dire celle-ci, et la Shenandoah, celle-ci, que sur les gués. Donc là, il faut que je passe par le pont. Alors, techniquement, je pourrais attaquer, et ce serait de flanc. Alors, comment on sait si on attaque de flanc ou d'arrière? C'est simple. C'est si vous pouvez... si vous êtes derrière la ligne de front. Alors, normalement... le jeu est extrêmement libre, c'est-à-dire que vous pouvez dans l'absolu faire des tournicotis et attaquer de l'arrière. L'auteur le dit, il ne l'empêche pas parce qu'il veut que les combats soient brutaux et rapides. Maintenant, il propose également une hausse rule que je trouve assez raisonnable, c'est de dire que pour pouvoir prendre de flanc, il faut être déjà de flanc au départ. Donc là, c'est le cas. Donc c'est vrai que attaquer de flanc, ce serait pas mal. Parce que le bonus de flanc est assez violent, il met un -3 à l'adversaire, donc il sera à -3, mais moi je suis déjà à -2, c'est pas des très bonnes troupes. D'un autre côté, bah ça se tente. Donc je vais le faire. En plus là, il n'y aura pas de tir de riposte ni rien, puisque je fais une charge. Donc j'attaque. Est-ce que celle-ci y arriverait aussi? Oui, en fait les deux y arriveraient.
Alors, il y en a une qui n'aurait pas le bonus de flanc, mais c'est pas grave, l'autre serait en soutien. Donc la première, je vais la mettre là. Et la deuxième arrivera en attaque de flanc. Alors lorsque vous avez deux unités qui attaquent, c'est comme à Valor and Fortitude. Vous en choisissez une comme attaquant principal et l'autre devient soutien. Ici le soutien c'est exactement comme à Valor and Fortitude. Toutes les unités qui sont en contact avec vous sont considérées comme en soutien. Donc il n'y a pas de soutien à distance. Donc là par exemple, on le verra, j'ai un soutien plus le bonus de outflank qui en fait est un malus à l'adversaire. Voilà. Donc là ça se tente, on peut y arriver. Ou en tout cas on peut obtenir des jets pas mauvais. Voilà pour la brigade Ross qui est en rang 3. Le rang 3 étant terminé, maintenant on fait le test pour savoir de combien on va descendre la cloque. Donc, je vais faire les deux jets. Le jet de l'Union ce sera celui-là ce sera le jet des Confédérés. Ouais, ça c'est pas très bon. En tant que confédéré et détenteur de la cloque, je décide d'utiliser le 2 pour réduire de 2 le sablier. Il reste donc 10. On va le mettre là. Il reste donc 10 dans la jauge de temps. Passons au cran d'initiative suivant, le cran d'initiative 2. Il y a l'essentiel des... Ah non, attendez. Je dis des bêtises. Avant de terminer le cran, il faut d'abord faire l'attaque. Puisque tout se fait en même temps. Alors, le tir est unilatéral, c'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui tire qui fait le jet de son tir. Par contre, le combat est simultané. Donc, il y aura un lancer de dés pour l'Union et un lancer de dés pour les Confédérés. Le combat se résout de la même façon qu'à Honors of War, c'est-à-dire un seul dé plus des modificateurs. Donc je lance un dé, le rouge c'est les sudistes, le bleu, enfin le violet c'est pour les nordistes. Donc là j'ai obtenu 5 et 5. Maintenant on applique les modificateurs. Donc les modificateurs sont les suivants. Pour ce qui est du combat, vous ajoutez ou vous retranchez le modificateur de la brigade. Donc là malheureusement j'ai dû prendre la brigade qui avait moins 3, c'est-à-dire la plus mauvaise. Donc mon 5, j'ai 5 moins 3 et plus 1 pour chaque unité en support. Donc en tout ça me fera moins 2. Donc mon 5 devient un 3. Côté Union, donc c'est le régiment Harris de la division Torbern qui a 0 en modificateur, donc eux c'est 0. Néanmoins, ils ont le malus de outflank qui est de moins 3. Donc leur 5 se transforme en 2. Du coup, les confédérés remportent la victoire. C'est l'Union qui perd. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Eh ben, on vérifie le degré de défaite, la différence entre les deux. Ici c'est 1. Alors, pour information, si c'est égalité, les deux unités se replient. Si c'est une victoire de 1 point ou de 2 points, le perdant recule de 2 bases. Alors ici on va faire des pouces, parce que grosso modo c'est à peu près un pouce, ce sera plus simple à gérer. Mais normalement c'est 2 bases de profondeur de socle. Et si vous perdez de 3 ou de 5, vous reculez de 3 bases. Ah oui, et dans le premier cas, donc vous reculez 2 bases et le vainqueur doit avancer d'une base. C'est obligatoire. Si vous gagnez 3-5, vous reculez de 3 bases avec le perdant et le vainqueur peut choisir d'avancer 1 ou 2. Donc là, il a le choix. Et enfin, si vous avez un différentiel de 6 ou plus, l'unité est en déroute. Donc là, c'est la plus petite des marges. Donc l'unité perdante recule de 2 bases, donc de 2 pouces on va dire, et elle est fatiguée, donc elle prend 1 point de fatigue, tandis que le vainqueur, lui, doit avancer d'une base. Alors quand on dit le vainqueur, c'est uniquement l'attaquant principal, donc lui. Donc cette unité recule de 2. Et lui il avance de 1 et il arrive au contact. Il arrive au contact du camp.
Donc là, il va falloir que je regarde ce que ça fait si on arrive au contact du camp. Alors, pour ce qui est des replis, les règles de repli en corps à corps sont les mêmes qu'en tir. Les brigades en repli se déplacent à l'opposé de leur ennemi en évitant les amis lors de leur chemin de retraite. Les règles de repli sont prévues pour être flexibles, mais il y a certaines limitations, ainsi que noté à la page 14. Page 14 qui dit rien, parce que c'est pas la bonne page, je crois. Le chemin ne doit pas être obstrué par du terrain impassable, comme des riverains infranchissables ou des fleuves, des brigades ennemies, auquel cas votre unité est brisée. Bon, c'est pas le cas ici. En combat corps à corps, une unité qui replie peut se retrouver engagée dans plusieurs directions à la fois. Si cette situation est complexe, l'unité perdante devrait se replier à l'opposé de l'attaquant principal. Donc ici c'est bon, c'est bien par là-bas. Toutes les unités se replient dans un arc défini. Cet arc peut être défini en traçant une diagonale imaginaire dans les coins de la base. Quand vous essayez d'éviter les obstacles, au moins la moitié de la base doit pouvoir rentrer dans l'arc imaginaire. Donc ça veut dire que vous pouvez déborder un peu sur votre arc jusqu'à la moitié maximum. Cette règle existe pour éviter des retraites dans des angles impossibles ou pour éviter qu'ils tombent dans des obstacles qu'ils ne peuvent pas éviter. Donc voilà. Poursuite. Certains résultats de la table de combat requièrent que le vainqueur avance impétueusement. Les unités en support ne font pas cette avance. Si l'unité impétueuse arrive au contact d'un nouvel attaquant, résolvez le combat immédiatement. Donc là, il y a un nouveau combat, puisque je viens de contacter le QG du 7e corps du général Crook, et donc c'est la cata, parce que les camps sont impossibles à défendre en fait, puisqu'ils perdent automatiquement. Si je me souviens bien, je vais vérifier. Voilà, les QG ne peuvent pas se défendre d'une brigade ennemie en combat corps à corps. Tout QG contacté par l'ennemi est automatiquement pillé et retiré de la partie. La perte d'un QG est un coup sérieux à l'armée, car les unités brisées de ce corps ne pourront pas se rallier, auront perdu leur zone de ralliement. C'est pas une règle absolue, dans le sens où elles auront toujours la possibilité d'utiliser le QG de l'armée s'il est encore disponible. Mais le QG de l'armée, lui, il va être un peu plus loin. Hein, donc pour revenir, ça va être plus compliqué. Donc là, le QG du 7e est détruit, on le retire de la partie, c'est terminé. Et maintenant, nous avions vu lors de la règle spéciale que les confédérés étaient affamés, on l'avait vu dans les règles spéciales du scénario, et que s'ils détruisaient un QG, ils prenaient automatiquement un point de fatigue parce qu'ils passent leur temps à piller le camp. Donc là, mes 2 unités de cavalerie prennent un point de fatigue. Que font les points de fatigue ? Outre le fait que ça compte comme un point de vie, ça met également un malus cumulatif au reste, sachant que cette cavalerie a déjà des malus assez terribles, elle est déjà -3 pour la plus faible des deux. Donc ça n'aide pas trop. Donc nos 2 unités prennent un point de fatigue. Que voici. Et notre fuyard prend également un point de fatigue pour avoir perdu le combat. Voilà. Donc nous avons résolu. On passait au cran 2, mais on l'avait déjà fait. Hein. Le jet pour la cloque a été réduit de 2. Du coup, on passe au rang 2. Au rang d'initiative 2, on a toutes les divisions, à l'exception de la division Wharton. Donc la division Wharton... La division Wharton, elle est où? On va aller vérifier. Alors, Wharton, il est où Wharton? Wharton est ici. Donc Wharton est là, ils ont l'artillerie qui est là, donc eux ils seront au rang d'initiative 1. Alors vous avez vu que pour le coup,
mon petit tricks d'essayer de multiplier les rangs aurait pu bien fonctionner, mais là, le premier jet n'a réduit que de 2 la cloque. Donc il est fort possible, à moins que j'obtienne vraiment des 6 ou des 5 sur chacun des autres lancers de fin de cran, de cloque, il est parfaitement possible que l'union parvienne à jouer, qu'on atteigne le rang 0. Hein. Donc vous voyez, c'est pas une science exacte, hein, c'est très peu prévisible, hein, c'est un peu ce qui est bien. Alors, donc nous allons faire les divisions une par une. Je vais commencer par... alors, aucune unité peut aller au combat, puisque Crook s'est bien remis à l'arrière. Ah, ici, Wharton pourra aller au combat, mais c'est pas à lui de jouer. Est-ce que son camarade Kershaw arriverait au combat, lui? Ah oui, Kershaw peut y arriver, avec ces 2 brigades-là, qui ne sont pas forcément mauvaises. Donc je vais commencer par Kershaw, puisque j'ai le choix, il n'y a que mes unités dans le lot. Donc j'envoie lui ici. Et lui ici. Donc là, vous avez vu, je vais direct au combat, parce que vous le verrez lorsqu'on fera des tirs. Le tir, ça prend beaucoup plus de temps. Et enfin, de façon générale, ça nécessite beaucoup plus d'efforts pour obtenir des résultats. La mêlée est beaucoup plus décisive. Donc dans le jeu, vous allez souvent aller en mêlée. On continue avec Kershaw. On continue, hein, on va essayer de se jeter à la gorge de notre ami Crook avant que les renforts n'arrivent. Donc voilà. Alors, pour ce qui est des commandants, ils peuvent se déplacer une fois pendant le tour de leur division, à 12 pouces, mais ils ont en plus, comme je vous l'ai indiqué, un mouvement gratuit en phase de fin de tour. Par contre, il y a un point que je viens de vérifier, et du coup j'ai dit une bêtise depuis un moment, c'est qu'en fait, il n'y a pas de... Enfin, il y a un rang 0, mais dès qu'on l'atteint, apparemment, dès qu'on atteint 0, le tour se termine. Donc, a priori, les troupes qui sont à 0 ne jouent pas. Donc, de toute façon, l'Union ne joue pas ce tour-ci. Donc, c'est même pas la peine de tirer la cloque, puisque les confédérés vont ce tour-ci uniquement jouer tout seuls, puisque l'Union n'a pas la possibilité de donner des points. Donc, de toute façon, ils ne jouent pas. Voilà, donc c'est bon à savoir. Hein, donc, my bad, j'ai dit une bêtise avant. Les unités qui sont au rang 0 ne jouent pas. Donc, moralité, si vous voulez jouer une unité, mettez au moins un point dessus. Enfin, une division, mettez au moins un point dessus. Donc là, notre ami Early, je vais l'avancer. Et j'ai la possibilité, si je le veux, de l'envoyer au combat en intégrant une unité. Ça a un intérêt dans le sens où il va apporter un bonus puisqu'il est considéré comme une unité en support. Le problème, c'est que du coup, si l'unité qui soutient se fait mettre en déroute, eh ben, il risquera de mourir potentiellement ou d'être blessé. Enfin, il y a plein de résultats possibles dans la table des risques, mais on va le faire quand même, hein, parce qu'on est là pour ça. Donc, on va aller mettre Early pour soutenir l'attaque, et on va décider d'aller soutenir Sims, cette brigade-ci. Ensuite, on va jouer la division Pegram, qui dispose de 2 canons qui sont là. Ces 2 canons sont à portée de tir, donc on va ouvrir le feu. Et on va avancer de sorte à éviter de bloquer la ligne de vue de ce canon avant que j'arrive à atteindre les autres. Ah non, c'est bon, j'arrive à atteindre les autres, donc c'est bon. On va avancer jusque là en bas. Et on ne sera pas à portée de tir normalement. De pas beaucoup. Donc là, je suis sur route avec cette brigade-là, la brigade Ramseur, mais ça n'a pas d'intérêt dans le sens où, de toute manière, il y a un ennemi à 10 pouces assez rapidement, donc je ne pourrais pas utiliser le mouvement de 20 pouces. Donc je vais les avancer simplement normalement. Alors Ramseur, je vais peut-être tenter un débordement par là-bas,
Donc, je vais essayer d'avancer au maximum par ici. Et essayer de prendre à revers l'ennemi. Ensuite, nous avons Gordon qui est là. Gordon va suivre. Il a 12 pouces, il peut aller là derrière. Puis, il y a la brigade, la division de Evans, qui va avancer jusque là. Là et là. Donc les mouvements ont été faits. Donc là, je ne peux pas tirer. Ah oui, j'aurais dû faire le corps à corps de ça. C'est une gymnastique à prendre. Normalement, je ne devrais pas passer aux divisions suivantes avant d'avoir résolu le corps à corps de celui-là. Mais là, comme il n'y a que nous qui jouons et qui sont tous au même cran, c'est l'habitude. Donc on va d'abord faire ça et ensuite je ferai le tir de l'artillerie qui est là. Donc comme vous l'avez vu avant, c'est très simple le combat. C'est un dé pour chacun et on comptabilise les points. Donc là, c'est l'unité qui s'est fait battre le tour d'avant. C'est Harris. Ils étaient normalement à plus 0, mais ils ont pris un point de fatigue. Les points de fatigue, c'est moins 1, cumulatif. Donc il est à moins 1. Il n'a pas d'autre bonus. Moi, de mon côté, j'ai Sims, qui est à moins 1 aussi. Mais Sims a 2 soutiens. Il a le général, Early, et il a l'autre brigade, Connor. Donc j'ai 2 bonus. Donc je suis à plus 1. Plus 1 contre moins 1. Donc pareil, égalité. Lui, il a moins 1, ça se transforme en 1. Moi, j'ai plus 1, ça se transforme en 3. L'écart est de 2. Avec un écart de 2. Ah bah, ça ne change rien. C'est 2 crans de repli, une fatigue, et nous on avance de 1. Donc on va le faire. Donc, non, le canon ne pouvait pas interrompre. Ah si, le canon pouvait interrompre. Le canon de l'Union là pouvait interrompre, parce qu'on était limité, vous savez, avec le brouillard à 3 pouces. Donc ça, j'aurais dû le faire avant. Donc le canon, il va interrompre. On va le faire quand même au cas où, hein, parce que ça peut avoir une importance. Pour les tirs, un dé avec modificateur. Donc les modificateurs, c'est le même. Hein. Le canon, il a plus 0. Il n'y a a priori pas d'autres modificateurs. Donc allons-y. C'est un 4. 4 plus 0, donc 4. Là aussi, vous vous référez à une table, mais différente de celle du corps à corps. Donc sur un 4, quelques commotions dans les rangs. La cible se replie de 2. Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas pu participer au combat. Alors, ça ne change rien parce que, de toute façon, ça aurait quand même entraîné une défaite de 1 pour l'Union. Mais ça aurait pu avoir une importance si, effectivement, on avait réussi à atteindre le cran suivant de victoire de 1 point, par exemple. Donc, du coup, le canon s'est fait. Alors, on va essayer de passer par là. Parce que là, ils sont dans la mouise. Et nous, on avance de 1. Alors, lorsque vous faites la poursuite, c'est pareil, c'est dans votre arc avant et vous allez où vous voulez. Hein. Donc, c'est relativement simple. Donc là, ils viennent de prendre une deuxième fatigue. 0-2. Et j'avance de 1, je vais aller vers là. Le général reste dedans, il est safe tant qu'on ne perd pas le combat. Donc voilà. Les tirs ont été, enfin les corps à corps ont été résolus. Maintenant on passe à la division suivante. Donc on était là-bas derrière avec eux qui avançaient donc jusque là. Et on faisait donc le tir de leur canon. Il y a 2 canons qui peuvent tirer. Alors lorsque vous tirez, c'est pas comme en mêlée, vous ne rajoutez, enfin vous lancez pas plusieurs dés d'un coup, c'est à chaque fois un tir différent. Donc je fais un premier tir de ce canon là-dessus. Alors, premier tir de canon.
Donc tous les canons confédérés sont à plus 0, hein, donc j'ai pas mis d'affichette. Premier tir de celui-là, ici. 2, ça ne fait rien. Il faut obtenir au moins 4 pour faire replier l'ennemi. Donc vous noterez que quand vous obtenez de 4 à 6, le meilleur résultat que vous pouvez obtenir si vous n'avez pas de bonus, c'est faire replier l'adversaire sans plus de dégâts, même pas une fatigue, rien du tout. C'est tout ce que vous pouvez obtenir. Il faut avoir en gros des modificateurs qui vous permettent de dépasser 6 pour pouvoir commencer à vraiment mettre plus de fatigue, voire détruire. Donc là, il ne s'est rien passé. Le deuxième canon va faire feu également. Et là, j'obtiens un 6, donc repli, mais sans rien de plus. Donc la cible replie de 2. Donc j'ai obligé cette brigade à replier de 2. Voilà. Ensuite, on avait bougé cette brigade et puis cette brigade. Il n'y a pas de tir autrement. Là, j'étais pas à portée de tir non plus. Non, il n'y a pas de tir non plus. Voilà. Le cran d'initiative 2 est terminé. Nous allons lancer le cran d'initiative suivant. Mais avant ça, on va tirer la cloque. Bon, ça n'a pas grande importance vu que l'Union ne peut pas jouer du coup. Mais bon, voilà. Donc là, j'aurais réduit encore la cloque de 2. Donc je passerai à 8. Donc vous voyez, ça peut aller super vite quand il y a des gros chiffres, mais quand les 2 dés donnent des petits chiffres, c'est plus la même. Résultat, on passe au cran d'initiative 1, où se trouve donc la division Wharton, qu'on va tout simplement expédier là-bas derrière, histoire de contourner. Ensuite, je vais déplacer l'artillerie, mais là j'ai un problème parce que l'artillerie elle est derrière le Cedar Creek, et elle ne peut pas traverser là. Parce que normalement l'artillerie peut passer les obstacles en terrain difficile avec le -4. En gros ils avanceraient de 2 pouces, mais là je peux pas. Il faut que je traverse à gué. Donc la seule chose que je peux faire c'est déplacer de 6 pouces mon artillerie, ça c'est une mauvaise idée de ma part. Alors je peux traverser les bâtiments comme s'ils n'étaient pas là, hein, on avait dit c'est pas du terrain difficile. Donc, je peux mettre mon artillerie là-bas. Donc là j'ai perdu un peu de temps, en gros mes pièces vont se déplacer par là-bas. Tout a été joué du côté confédéré, l'Union ne peut pas jouer vu qu'ils ne pouvaient pas mettre de points, ils sont tous à 0. Donc fin du tour numéro 1. On va donc pouvoir passer à la phase de fin de tour. Lors de la phase de fin de tour, vous avez la possibilité en 1 déjà de déplacer vos généraux une deuxième fois si vous le souhaitez. Alors, on va repasser à la phase de répartition des points de priorité. On va peut-être déjà effacer les points précédents. Voilà. Alors, j'ai vérifié, la bataille commence à 5 h du matin et se termine à 6 h du soir. Ça fait 13 tours, un tour égale 1 heure. Et Sheridan arrive à partir de 9 h, donc ça veut dire qu'il ne vient pas avant le tour 4. Donc il en a encore quelques-uns à passer là. Donc ils n'ont toujours pas leur général en chef, les unionistes, ils ont toujours 8 points de priorité dans la vue. Pour ce qui est de l'attaque surprise, c'est uniquement pour le premier tour, donc là ce coup-ci ils vont pouvoir utiliser leurs points. Et le Fog of War dure 3 tours aussi. Okay. Donc, on va répartir les points de priorité. Alors, du côté de l'Union, c'est bon, plus ou moins simple, on va dire. Il n'y a pas de général en chef, donc ils ne peuvent de toute manière les donner qu'à leur division ou à la cloque. Alors la cloque, ça serait utile, mais les ressources sont limitées puisqu'ils n'ont que 15 points. Vous me direz, c'est autant que les... C'est pas beaucoup moins que les confédérés, mais bon, c'est compliqué. Donc ce qu'on va faire... Voilà.
pas tellement le choix hein, finalement. Crook, on ne peut pas se permettre qu'ils mettent des points ailleurs, donc on va en donner 2 à Toburn et 1 à Ace. Emory, on va essayer de le placer 3 et 2. Torbert, pareil, 3 et 2. Essayons de mettre la plus nombreuse à 3. Donc là, on va inverser. On va mettre 2 ici, 3 sur celle-là, histoire que la plus nombreuse ait la possibilité de bouger. Et du côté de Wright, Wright a un peu plus de points. Donc ce qu'on peut éventuellement faire, alors Wright, il est à la fin. Il a quoi comme division? Gettys. Gettys, c'est celle qu'on aimerait pouvoir bouger, mais là, ça n'a plus autant d'importance puisque on s'est fait bloquer par la cavalerie ennemie et on ne pourra pas faire de mouvement de réserve. Encore que, on peut peut-être essayer une bascule avec la route et passer de l'autre côté. Bon, je vais quand même mettre 3 chez Gettys. Non, je vais mettre 2. 2, 2, 2. Et 1 en cloque. Alors avant de faire des bêtises, on va quand même vérifier les capacités des généraux. Donc lui, la énergétique, c'est la même chose que Gordon, c'est rang de fatigue. Ensuite, Emory. Emory. Lead from the front. Donc, lead from the front. Ce général ne peut pas résister à la perspective de se placer en danger ou à la ligne de front. Toutes les brigades en contact socle à socle ignorent les pénalités de fatigue qu'elles ont. Et lorsque vous lancez le jet de risque de destin, si vous voulez, des généraux, ajoutez +1, il y a plus de risque de mourir. Par contre, il fait ignorer les fatigues. Ça, c'est pas mal. C'est un général qui va vraiment au charbon. Et Crook, il est unreliable, ça veut dire qu'il ne peut jamais mettre 2 fois le même nombre de points de priorité sur ses divisions. Donc là, de toute façon, on a fait 2 et 1, donc c'est bon. Wright, il a unflappable, que je ne saurais comment traduire. Je dirais indéboulonnable, on va dire. Alors, quelle que soit la difficulté de la situation, ce général reste stoïque et conserve son sang-froid sous le feu. Une fois par tour, une brigade à 6 pouces et en ligne de vue, ce général peut relancer n'importe quel résultat de D6. Ah ouais, ça c'est fort, ça. C'est très très fort. Donc ça c'est relance D6. Après que c'est qu'en combat. Combat ou tir. Ouais. Et le deuxième, c'est un trusted lieutenant, un lieutenant digne de confiance. Officiellement ou non officiellement, ce général est reconnu comme un second reconnu, avec l'autorité qui va avec. Ce général peut distribuer ses points de priorité à des divisions amies, incluant celles qui sont au-delà de sa chaîne de commandement. Ah bah ça c'est intéressant, ça veut dire que Wright, il pourrait donner ses points de priorité aux autres. Ouais, c'est pas mal. Malheureusement, bah là, en l'absence de Sheridan, c'est un peu compliqué. On est un peu dans la difficulté, on est un peu dans le mal là. Éventuellement, on va peut-être enlever un petit point là. Et en mettre un ici pour qu'on essaye de prendre la cloque à l'ennemi. On va se mettre 2. On fait ce qu'on peut là, hein. De toute façon on est limité. On fait ce qu'on peut. Maintenant, côté confédéré. Donc côté confédéré, on a toujours le même style de points. Jubal Early est vraiment dans le cœur du combat, donc il faut vraiment que ses troupes
puisse agir vite et fort, à savoir donc sa cavalerie et son infanterie. Donc il pourrait faire 3-3-3 et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Wharton est passé derrière, donc il est important que Wharton joue le premier, je dirais. Donc on va essayer de mettre 4 points pour Wharton, 3 points pour Kershaw et 2 points pour Rosser. Donc là, on a utilisé tous les points de Hurley uniquement dans les divisions, histoire de conserver l'initiative autant que possible. Alors bon, là, évidemment, je sais ce que l'Union a joué comme point. Dans la réalité, vous ne savez pas ce que l'Union joue, hein, donc le mieux, c'est de vous focus sur votre couloir, en fait. Et du côté de Gordon, alors là-bas, à mon avis, les renforts vont certainement arriver plus vite. Donc le mieux, c'est de mettre, disons, 3 points en cloque, histoire de prendre la cloque, sachant que lui a +1. Et avec les 7 restants, essayer de faire bouger un maximum de divisions. Alors, on va peut-être garder Evans en arrière, mais par contre, Ramseur et Pegram doivent clairement pouvoir bouger vite. Donc on va essayer de mettre 3 points à Ramseur, 3 points à Pegram et on va mettre Evans en 1. Bon, s'il ne bouge pas, tant pis. Il sera un peu à la traîne. Donc voilà, côté confédéré aussi, la répartition des points. Donc vous voyez, vous imaginez ça en secret, hein, ça fait quand même que vous avez une sacrée pression. Hein, parce que vous devez gérer le temps, vous devez gérer l'initiative de vos troupes. Il faut bien choisir lesquels vous allez prioriser. Donc ça nécessite à la fois de regarder comment c'est sur le terrain, mais également de gérer les ressources que vous avez à votre disposition. Donc ça, c'est une phase qui est à la fois qui est vraiment gratifiante, je trouve, en multijoueur, pour le coup. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On va attaquer le tour 2. Stop, avant ça, il faut tirer la cloque. Donc l'Union a mis 2 pour la cloque, ils auront donc +2 sur le bleu, et +3 et +1, +4 pour le rouge. Alors l'Union a fait 4, les confédérés ont fait 1, +4, 5, ils prennent le contrôle de la cloque, donc Hurley a toujours le contrôle. J'ai aussi oublié de préciser, donc vous avez le droit de mettre jusqu'à la moitié des points d'un commandant dans la cloque. Alors bon, ici on ne l'a pas fait, mais dans l'absolu, vous pouvez mettre la moitié des points dans la cloque. Alors, pour ce qui est des mises, on commence d'abord par le cran le plus haut. Donc, ça reste secret. Chaque joueur est censé dire j'ai tel rang au maximum, et l'autre va dire j'ai tel rang au maximum. Donc à ce moment-là, on va commencer au rang le plus haut. Et après, on descend. Mais on n'a pas la vision totale de comment est structurée l'initiative de l'adversaire. Sinon, ce serait un peu facile, hein, évidemment. Mais au fur et à mesure de la partie, et surtout si vous contrôlez le temps, vous commencez à avoir une idée. Donc si vous voyez qu'à un tour donné, l'adversaire a encore beaucoup de divisions qui n'ont pas joué, c'est qu'elles sont à des rangs au moins un cran en dessous, et que donc ça peut être intéressant d'essayer d'y mettre fin. Évidemment, il faut garder à l'esprit quelles sont vos divisions qui seront en queue de peloton. Voilà. Bon, sur ce, allons-y. Donc la première, les confédérés vont indiquer que leur plus haut rang est 4, les unionistes vont indiquer que leur plus haut rang est 3. Donc c'est la confédération qui commence avec son 4. Il n'y a pas d'autre division dans le rang 4 que Wharton, donc on va jouer Wharton. Alors je me suis trompé dans le libellé de 2 divisions, c'était Kershaw à qui je voulais mettre 4, puisque c'est celle qui est passée dans le dos. Ben, je l'ai confondu avec Wharton, mais c'est celle-là. Voilà, donc Wharton, il est là. Kershaw, pardon, j'y arriverai. Hein. Kershaw, il est là, et on va attaquer autant que possible, hein, ma foi. Autant que possible. Donc on commence par les mouvements de la brigade.
les mouvements de la brigade. Alors, ici, on va continuer à attaquer là. Ici, on va continuer à attaquer là. Ici, on va attaquer là en enfilade. Et là, on va attaquer ce canon en enfilade. Alors, le canon ne pourra pas interrompre en tir, mais il garde quand même son bonus de contre-charge de +2 en mêlée. Mais bon, il faut attaquer. Hein, Donc vous noterez qu'on peut attaquer dans toutes les directions. Hein. Ce régiment regarde par là, mais on s'en fiche. Donc là, poum, on va attaquer comme ça. Il n'y a pas d'alignement aussi. Ça, c'est quelque chose qui... Encore que j'attaquerais bien plutôt eux. Ouais, je vais plutôt attaquer eux. Ensuite, eux, je vais attaquer par devant. Ici. Et commandant. Alors là, j'ai du -1. Lui, c'est du -1. Là, j'ai du -1. Là, j'ai du 0. Alors, je vais plutôt aider ceux-là. Donc Early, il va aller aider ici. Voilà, tous les mouvements ont été faits. Donc maintenant, on fait les combats. Puisqu'il n'y a pas de tir dans la division en question, ni sur les adversaires qu'ils ont attaqués, puisque je rappelle que vous n'avez pas de tir de réaction quand vous faites engager au corps à corps. Donc là, ce qui se passe, c'est que... On va commencer par ici. Donc, la division Harris de l'Union à 0. Et l'autre division, enfin l'autre brigade, Wolford, à 0 aussi. Donc on part sur une égalité. Par contre, celle-ci est outflank, donc elle a -3. Et moi j'ai +1 pour le soutien de celle-ci. Donc là j'ai +1 contre -3. Le but, évidemment, c'est arriver à obtenir le +6 de déroute. Qu'on n'obtiendra pas, puisque du coup l'Union fait 3. Et moi je fais donc 1 + 1, 2. Donc en plus on perd. Donc la division Harris repousse courageusement. Ah non, attendez. Elle avait 2 points de fatigue. Donc ça se transforme en 1. Donc les confédérés gagnent, mais de un seul point cette fois-ci. Et le souci, c'est qu'à mon avis, elle va pas pouvoir... Ils sont attaqués des deux côtés, donc elle ne va pas pouvoir s'enfuir, puisqu'on ne peut pas traverser les unités ennemies. Donc là, si elle, ici, traverse les unités ennemies, ici traverse les unités ennemies, ici traverse les unités ennemies, donc cette brigade saute. Donc ça fait une brigade qui saute. Donc vous voyez, ça peut aller vite. Hein. Alors quand la brigade explose, on la met, en déroute, on la met en dehors de la table, on la placera au campement si jamais elle est... si jamais elle est ralliée. Je précise qu'ici, comme on a perdu le QG du corps, ici c'est mort, on ne pourra pas le placer. On ne pourra que le placer... non, on ne pourra pas le placer puisque le général, lui, vient pas avant le tour 4. Donc cette unité est liquidée. Donc c'est fort bien joué de la part des confédérés. Et donc j'avais droit à faire un mouvement qui me permet, du coup, de 1 pouce de contacter cette unité. Et il me semble que lorsqu'on remporte une victoire, on prend... Ah non, là on prend pas de la... Je crois pas qu'on prenne de fatigue là. Je vais quand même relire, histoire de pas dire de bêtises. Alors, les... Ouais, je confirme, la distance de repli ne peut pas traverser du terrain infranchissable ni des brigades ennemies, sinon l'unité est considérée comme déroutée. Donc c'est bien le cas ici. Je pense que ça va être à peu près la même chose pour eux, puisqu'ils ne vont pas pouvoir... L'arc de fuite c'est là, et là, ils ne vont pas pouvoir non plus s'enfuir, donc cette unité n'a pas intérêt à perdre non plus. Hein. Donc là, vous voyez, le placement des brigades de Wharton a été bien fait. Maintenant, nous allons passer à cette attaque-là. Donc ici, nous avons... on va prendre ceux qui sont derrière en attaquant principal, histoire que l'autre soit outflank. Donc ils ont -1, et ils ont un soutien, et 2 soutiens avec le général. Le général compte comme un soutien, je rappelle. Donc ça fait +1. Tandis que elle est à +1 aussi.
Wilds. Mais moins 3, puisqu'elle est pris de flanc. Donc ça fait moins 2. Plus 1 contre moins 2. Alors, plus 1 contre moins 2, donc moins 2. Et plus 1, ça fait 2. Du coup, là, c'est une égalité. En cas d'égalité, les deux doivent replier dans leur arc. Donc, c'est un repli d'une base. D'un pouce, donc du coup, l'attaquant principal étant là, je vais continuer à suivre celui qui est là. Voilà. Donc là, comme vous voyez, le combat s'est bien passé ici, mais pas tellement bien là. Là, j'ai pas eu de poursuite, puisque... ah, si, j'ai une poursuite, normalement. Parce que j'avais gagné le combat de 1, donc je pouvais engager le canon. Faut le faire, par contre, puisque ça occasionne un nouveau combat. Alors, le canon a plus 2 en combat, pour représenter le tir de contre-charge, et ce, puisque j'ai vérifié dans la FAQ, même s'il est pris par derrière. Donc là, le canon a plus 2, puisqu'il est en défense. Ma brigade, c'est celle qui a remporté le combat, elle est à plus 0. Donc 0 contre 2. Ça va peut-être faire mal. Oui, oui, oui. Alors, 8 pour l'Union. Et 3 pour la Confédération. Donc, ça fait une perte de 3. Non, un peu plus que 3. Perte de 5. Oula, ils évitent de peu la destruction totale. Donc là, c'était du... Ah non, il y avait le bonus, il y avait quand même le malus outflank. Donc c'est moins 1. C'est moins 1. Mais je perds quand même le combat, mais je perds le combat de 2. Donc je recule de 2. Et eux peuvent bouger de 1. Je poursuis. Voilà. Donc là... Là, on a bien terminé tout ce qu'il y avait à terminer. Du coup, la division Kershaw est terminée. Je peux aussi, si je le veux, maintenant déplacer mon général, puisqu'on peut déplacer le général de corps après ou pendant n'importe quelle des activations des divisions qui composent son corps. Donc ici, je ne sais pas où je vais le mettre. Donc, par défaut, je vais le laisser. Ensuite, on passe au rang 3. Du coup, on fait le jet pour l'horloge. Alors, j'ai un 6 ou un 1, c'est un extrême. Donc là, je peux choisir. J'ai oublié de remettre la cloque au maximum. Hop. J'ai oublié de la remettre. Alors, soit je réduis au max, soit je... Alors, le problème, c'est que là, je ne suis pas censé savoir ce que l'Union a. Alors moi, j'ai pas beaucoup de troupes en queue de peloton, logiquement. J'ai une division en 2, une division en 1, donc je peux largement partir du principe que je devrais pouvoir faire jouer à peu près toute mon armée. Donc je vais tenter de prendre le 6. Donc je vais réduire la cloque de 6, ce qui va m'amener donc à 6. Et on passe donc au cran 3. Dans le cran 3, j'annonce que les confédérés ont des unités dans le rang 3. Et l'Union annonce qu'ils ont aussi des unités dans le rang 3. Donc là, du coup, j'apprends, entre guillemets, si j'étais en jeu standard, que l'ennemi a aussi du cran 3. Du coup, il faut que je départage. C'est moi le confédéré qui départage, donc je choisis de jouer le premier. Dans le rang 3, j'ai Wharton, Ramser et Pegram. Donc, Wharton, il est là. Wharton, il est là. Pegram, il est...
Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié, chez Kershaw, ils avaient leur artillerie que je vais ramener là-haut. Je vais le faire. Donc, l'artillerie se déplace de 6. Qu'est-ce qu'on va faire avec Wharton? Alors, Wharton, je pourrais éventuellement l'envoyer au combat, mais plus la contre-attaque qui va arriver là, il faut que j'ai le temps de finir Crook. Donc je vais jouer Wharton. Wharton, je vais le déplacer là derrière. Comme ceci. Alors on a le droit de traverser les unités amies. Vous savez quoi? Je vais traverser le commandant adverse pour l'obliger à faire un jet de risque. Donc là, ça nous permet de voir les destins des commandants. Donc, d'après la table de destin, les généraux doivent tester s'ils sont au contact de l'ennemi, c'est le cas. Dans ce cas-là, vous lancez un des 6 et on regarde ce qui se passe. 6. Le général est tué dans sa selle. Retirez-le de la partie. Eh ben, Crook vient de mourir. Il vient d'être abattu par les hommes de Reed. Aïe aïe aïe. Donc Crook est liquidé. Seule sa division Wilds et son artillerie continuent de se battre. Et donc il me restait encore une brigade à bouger chez Wharton. Ça se débrouille plutôt pas mal pour le moment. Wharton, c'est fait. Ensuite, on avait Ramser et Pegram. Alors, Pegram, il est là. Donc, Pegram, on va l'envoyer là. Donc, on peut faire des moves comme ça. Par contre, on avait dit on utilise la house rule. Si vous n'êtes pas de flanc au départ, vous n'avez pas le bonus. Mais là, c'est juste pour faire de la place. Et donc, comme on n'aligne pas, ça nous permet d'envoyer plein d'unités contre une seule. Donc là, j'envoie toute la division de Pegram à l'attaque. Ensuite, je vais avancer l'artillerie de Pegram. On va l'avancer à 6, là-haut. Et on va effectuer un tir de contre-batterie contre l'artillerie de l'Union qui est juste en face, histoire qu'elle évite de nous casser les pieds. Donc pour ce qui est de la contre-batterie, les artilleries qui tirent contre les artilleries ennemies sont engagées dans un tir de contre-batterie, dont le but est de faire fuir les canons adverses ou de les réduire au silence. La contre-batterie est résolue de façon légèrement différente des autres types de tirs. Si l'artillerie est forcée à un repli comme résultant du tir de contre-batterie, elle est considérée comme réduite au silence. Ce qui veut dire qu'en plus du repli forcé, la batterie réduite au silence doit également tourner de 180 degrés à l'opposé de l'ennemi, ce qui réduit donc effectivement à 0 leur capacité à conduire des tirs défensifs. Les batteries qui sont réduites au silence, donc qui sont tournées à l'opposé de l'ennemi, sont également vulnérables et peuvent être prises en enfilade. Donc vous résolvez le tir normalement, hein, simplement, si vous obtenez un repli, en plus le canon sera tourné. Donc par contre je vais vous mettre à l'endroit de l'action, c'est-à-dire ici. Donc là, non, on va peut-être plus ça. Voilà. Donc je veux que ces deux guns ils tirent là-dessus. Donc l'arc de tir, hein, c'est 45 degrés, mais par contre, il faut que vous puissiez avoir une zone de tir qui soit équivalent au socle, hein, donc pour l'artillerie ça va c'est assez facile, qui ne soit pas obstruée par des amis, sinon vous n'avez pas le droit de tirer. Donc là c'est bon, hein, on arrive à atteindre le canon. Donc allons-y pour un premier tir, on va commencer disons par celui-ci. Je fais 2, ça ne donne aucun effet puisque j'ai plus 0. Deuxième tir. 4. Donc là je réussis ma contre-batterie puisque 4 normalement suffit à obtenir un repli de 2 bases. Et dans ce cas-là, l'artillerie ici est réduite au silence, donc elle est obligée de tourner de 180 degrés et de fuir de 2 là derrière, ce qui l'empêchera
techniquement, de faire son tir. Alors, non, elle pouvait de toute façon, elle n'était pas à portée de mitraille, mais c'est vrai qu'elle aurait pu interrompre. On va dire que j'ai fait d'abord tirer, et ensuite j'ai fait attaquer. C'est plus logique. Mais vous voyez, normalement, dans le sens où je l'ai fait là, comme quoi il ne faut pas se presser, le canon aurait pu interrompre une des unités et lui tirer dessus. Là, je ne l'ai pas fait. On va partir du principe que j'ai été intelligent, même si je ne l'ai pas été dans les faits. Donc avancer le canon, faire d'abord la contre-batterie et ensuite avancer les troupes. Du coup, tout a été fait, on résout le combat de corps à corps. Donc là, maintenant, on regarde, Coates, c'est la brigade là, elle a plus 0. Moi, il faut que j'en choisisse une comme attaquant principal. Ils ont -1, -1, -1, donc peu importe, on va prendre Johnston qui est là. Donc j'ai -1 contre 0, mais je dispose de... et d'ailleurs, comme j'avais le droit de bouger également le commandant, je mets le commandant à l'attaque. Donc là, j'ai -1, et j'ai donc 1, 2 et 3 soutiens avec le commandant. Donc je passe à +2, côté confédéré. Tandis que côté Union, je suis à 0. 0 contre +2. Alors, +2, ça fait 5. Et 0, ça fait 1. Donc, l'Union perd de 4. 4 au corps à corps. Ça nous fait repli de 3 bases avec une fatigue. Donc, je vais replier de 3 bases. Et je vais prendre une fatigue. Et eux, ils ont l'attaquant principal peut avancer de 1 ou de 2. Je vais décider de l'avancer de 2 jusqu'ici. Et donc lui est avec, puisqu'il avait décidé de les suivre. Voilà, donc Pegram c'est fait. On va passer ensuite à Ramseur. Il y a Ramseur et Wharton. Wharton, ça a été fait. Il me reste Ramseur. Ramseur, il est là. Alors Ramseur, lui... Je vais l'avancer là-haut. On va essayer de prendre à revers l'ennemi, si on peut. Donc voilà, le cran 3 des confédérés est fait. Maintenant, c'est au tour de l'Union. Ils ont le droit de jouer enfin leurs premières unités. Les unités au cran 3. Du côté de l'Union, on a qui au rang 3? On a Grovers de la division Emory et on a Merritt de la division Torber. Alors Merritt, on va peut-être le faire pour commencer celui-là. Merritt, c'est cette division-là. Voilà. Donc Merritt est ici. Alors, le Cedar Creek, c'est celui-là. Donc ça, c'est un petit ruisseau. Bon, j'ai pas de différence de taille à part... Donc ce ruisseau-là, il compte pas comme un terrain difficile. Donc là, je peux le traverser sans problème. Donc on va déplacer la cavalerie le plus vite possible au secours de nos troupes. Voilà, ça c'est Merritt. Rien d'autre à faire. Et enfin, nous avons Grover. Grover qui a une artillerie d'ailleurs, ça doit être lui. Ouais, c'est Grover, c'est lui. Ok. Alors, Grover. Il faut aller là, hein, parce que là, ça sent mauvais. L'artillerie, je vais l'avancer ici. Et je vais avancer Grover là. Lui, je vais passer mon tour pour faire un retranchement, histoire d'essayer un retranchement. Et puis, on va avancer là. Et est-ce qu'on va s'occuper de ceux-là? C'est une bonne question. Ouais, écoute, on va quand même s'occuper d'eux. On va essayer de former un genre de petits saillants là pour essayer de se protéger, puisqu'ils ont déjà joué. Donc mon artillerie peut faire feu puisqu'elle est à portée. C'était qui avait perdu le combat? Non, on avait fait égalité. Du coup,
Je ne sais pas si tout le monde prend une fatigue en cas d'égalité. Non. Et du coup, mon artillerie qui est là ouvre le feu sur eux. Je dois cibler la plus proche si j'ai plusieurs cibles. Donc ce sera eux. J'effectue un tir. J'ai plus 0. Et il me semble que je suis en enfilade. Enfilade, tout à fait. Enfilade, c'est plus 2. Donc j'ai plus 2 avec mon artillerie. Donc mon artillerie qui est là ouvre le feu en enfilade sur ceux-là. Ouf! 6 plus 2, 8. Aïe! 8. Ouch! Une volée ou un tir puissant fait secouer la ligne adverse. La cible replie de 3 bases et est fatiguée. Ouch! Encore 2 et c'était la destruction. Donc 3 bases, ça m'amène ici. Et ils prennent une fatigue. Bon, ça va, ça aurait pu être pire. Grover, c'est donc fait. Ceux-là, ils bâtissent. Oh, quoique, est-ce que c'est vraiment utile de faire un truc alors qu'eux, ils vont me contourner? Non, je pense pas. Donc, je vais simplement l'avancer là. On va pas construire de retranchement si c'est pour se faire encercler. Voilà, donc le rang 3, a priori, a été fait des deux côtés. Le rang 3 étant fait, c'est un nouveau lancement. Alors, 4 et 5, ce sont toujours les confédérés qui ont le contrôle de la cloque. Donc là, il faut que je choisisse. Soit je réduis de 5, soit je réduis de 4. Si je réduis de 5, ça veut dire qu'il restera un point. J'aurai aucune marge de manœuvre, ça veut dire que le tour d'après, c'est terminé quoi qu'il arrive. Alors ça peut être bien, mais d'un autre côté, si j'ai des traînards et que les troupes de l'Union jouent tous au prochain cran, je serai arnaqué. Donc j'aurais plutôt tendance à utiliser le 4 ce tour-ci, histoire de garder une petite marge, d'avoir la possibilité, s'il y a un 1 qui sort, de garder le tour encore en jeu au besoin. Passons donc au rang d'initiative 2. Je décide que les confédérés vont jouer en premier, bien sûr. Donc en rang d'initiative 2, j'ai la cavalerie de Rosser. Donc la cavalerie de Rosser, rappelez-vous, elle est là. Alors, il se trouve que les troupes qui sont là et qui ont remporté le combat la dernière fois sont occupées à piller. Voilà, donc ceux-là, ils sont occupés à piller le camp et donc dans les règles, c'était indiqué qu'ils ne peuvent pas bouger. Par contre, il reste celle-là. Celle-ci, là. Donc la question étant, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec eux? Là, je ne peux pas traverser. Ici, à la rigueur, je peux venir spotter. Je peux éventuellement venir faire de la reconnaissance ici. Donc je vais faire ça. Je vais avancer 12 pas avec cette brigade. Et je la mets en reconnaissance. Donc, il y a à 6 pouces, il y a ces 3 brigades. Maintenant, je peux regarder leurs forces. Donc là, j'ai un +1, là, j'ai un +1, là, j'ai un +1. Ils sont pas mauvais, visiblement. C'est du pas trop mal. Là, du coup, j'ai coupé toute possibilité à cette unité de faire à toutes les unités qui étaient là, d'effectuer un mouvement de réserve par là, puisque je suis à 12 pas, donc ils gagneraient que 2. Cependant, comme je ne suis pas à 10 pas, ils auront quand même le droit de faire un mouvement de réserve s'ils le souhaitent, mais ce sera plutôt, j'en repars là-bas. Mais voilà, là j'ai bien enrayé un peu les renforts, en espérant que là-bas devant, ça va se décanter en ma faveur. Donc là, Rosser, c'est fait. Maintenant, du côté de l'Union. Du côté de l'Union, en fait, la majorité de leurs brigades sont à 2. Donc, on a la cavalerie de Custer, c'est-à-dire ces deux unités-là. On va les avancer également au plus vite, là-bas en bas. Et du coup, je vais déplacer le commandant de la cavalerie avec.
Ensuite, on a quoi d'autre? On a la division Macmillan, c'est-à-dire la deuxième division d'Emory qui est ici, qui va, je pense... je vais commencer par ouvrir le feu avec le... Non, il faut d'abord que je bouge, pardon. Alors, est-ce qu'on va se mettre... à portée de tir ou pas? Ouais, si, il faudrait quand même. Ah, je pourrais aussi les attaquer. Ces troupes-là sont plutôt de l'élite. Allez, on va être audacieux. On attaque. Donc la brigade Thomas attaque. Et la brigade Davis va avancer à portée de tir de l'ennemi ici. On va essayer de se montrer virulent en contre-attaque. Alors Crook vient de se faire descendre. Emory a-t-il la possibilité de rejoindre? Non, il ne peut pas rejoindre, mais il va s'approcher quand même. Non, ça c'est Torbert. Ah non, c'est lui Emory. Ah oui, Emory il va aller appuyer l'attaque ici. Et je vais laisser l'artillerie là, au camp, pour défendre. Encore que je pourrais peut-être avancer. Ah non, je pourrais tirer sur cette unité, j'ai le couloir de tir suffisant. Ouais. Phase de tir. Donc, maintenant ici, on a une phase de tir de mousqueterie entre ces deux régiments qui sont là. L'unité qui manœuvre tire toujours en deuxième. Ce qui veut donc dire que c'est les confédérés qui vont tirer les premiers. Donc je fais d'abord le tir des confédérés. Donc je fais mon tir de réaction, ride à -1. Donc j'ai 1 des 6, -1. -1, ça fait 1. Ça fait donc rien. Du coup, comme il n'y a pas eu de conséquences, comment il s'appelle, Davis va pouvoir faire son tir. Lui, il a +2. Je fais 3 + 2, ça fait 5. Ça fait donc un repli. Un repli de 2. Mais pas de fatigue. Donc ça, c'est fait. J'ai repoussé l'ennemi, c'est toujours ça de fait. Et le tir du canon, qui à mon avis n'est plus possible maintenant. Non, je n'y arrive plus. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, repousser l'ennemi, c'est fait. Le tir étant fait, on passe au corps à corps. Donc on passe à l'attaque de Thomas. Il a +2 et avec le général +3. Les confédérés, eux, ont +0. +3 contre +0. Non. Andouille. 22 dés différents. Alors, 5 + 0, ça fait 5. Et 6 + 2, ça fait 8. C'est donc une victoire de 3 pour la brigade Thomas. Ce qui donne un repli de 3 avec une fatigue. Donc là, je replie de 3. Je vais là. Je prends une fatigue côté confédéré. Et eux peuvent continuer. Donc je peux faire 2. Avec 2, ça me permet d'encastrer mon régiment dans le suivant. Je vais le faire. Le général suit. Et on refait du coup un nouveau combat. Donc maintenant j'affronte Smith, qui a -1 aussi. Donc c'est pareil. Non, c'est pas pareil, pardon. Il a -1. Et moi j'ai toujours 3. Ouch! 6 + 3, 9. Contre 2, -1, 1. Ça fait une victoire de 6. Donc nous arrivons à notre premier cas de figure de déroute au résultat de combat. Donc là, l'attaque violente de Thomas vient de porter ses fruits, puisque Smith vient d'être dérouté à son tour. Donc je le retire. Ce faisant, lorsque vous avez 6 de différentiel, l'unité adverse est déroutée. Par contre, le vainqueur doit rester sur place et il prend une fatigue. Pour avoir passé son temps à massacrer l'ennemi. Mais là, du coup, très bonne contre-attaque de la part des troupes d'Emory.
et de la division de Macmillans. Donc là, très bien joué. Donc Macmillan, c'est fait. Ensuite, après Macmillan, nous avons Toburn. Alors Toburn, lui, il est vraiment dans la panade. Donc il est là. Il est là. D'ailleurs, j'ai oublié de lui mettre sa fatigue parce qu'il avait perdu, il me semble. Ah non, on avait fait égalité, il me semble. On avait fait égalité. Oui, on avait fait égalité. Oui, pardon. Donc Toburn, je vois pas vraiment ce que je peux faire. Je suis encerclé par les confédérés. Donc ce que je vais faire, je vais, puisque j'ai la place pour ce faire, je vais attaquer le dos de ceci pour essayer de me dégager. Donc je vais attaquer le dos de Reed. Reed est à -1, moi je suis à +1. Il est outflank, donc il aura -4. Et moi j'aurai +1. +1, -4. Largement. Donc là aussi, déroute. Visiblement portée par l'énergie du désespoir, la brigade Wiltz. Mais on déroute l'ennemi. Prend une fatigue dans l'affaire, mais se bat comme des lions. Donc là, du coup, il y a quand même 2 divisions confédérées qui viennent de sortir. Et l'Union est en train de bien repousser ici, donc c'est pas mal. Alors, Toburn c'est fait, il nous reste Getty et Wheaton dans la division Wright. Alors, Getty et Wheaton. Donc, Getty, c'est la division qui est en mouvement de renfort. Alors là, je me dis, c'est peut-être pas trop mal ici. J'ai de toute façon encore des brigades là. Ici, là, je pense que ma contre-attaque porte ses fruits. On devrait réussir à tenir. Donc, ce que je vais faire avec cette colonne, je vais plutôt l'amener à faire une bascule complète vers là-bas. Ok, donc à la rigueur, cette division-là, on va essayer de la rapatrier là-bas, en utilisant le mouvement de réserve. Bon, c'est moins bien que... On arrivera moins vite que là, mais du coup, là-bas, ça se déroule pas trop mal. Allons-y. Donc, lorsqu'on fait un mouvement de réserve, on a droit à 20 pouces. 20 pouces pour tout le monde. Il n'y a plus de mouvement différencié pour le mouvement de réserve. Hein. Donc, l'artillerie va à la même vitesse que la cavalerie. Donc 20 pouces. Par contre, il faut rester sur la route. Hein. Donc là, ça amènerait ma petite colonne là derrière. Ok, donc, Getty, c'est fait. Ensuite, nous avons Wheaton. Wheaton, il est où? Wheaton, il est là. Alors, Wheaton, on pourrait charger la cavalerie. Alors, contrairement à certains jeux où c'est interdit, ici vous pouvez charger la cavalerie, mais la cavalerie a une réaction d'évasion possible. Là, vu que mon régiment est pas trop mal et que les cavaleries confédérées, là, je le sais avec le combat là-bas qu'elles sont plutôt mauvaises, on va l'attaquer quand même. On essaye. Ah non, on peut pas. Il y a le Cedar Creek là, donc on peut pas passer. Il faut passer à Gué. J'y arriverai pas. Je laisserai éventuellement la division là s'en occuper. Donc on va pas s'occuper de cette cavalerie, on va simplement continuer à descendre le long de la rivière là, jusqu'ici. Là. Ça c'est Wheaton. Et il avait une artillerie, Wheaton, elle est où? Où est son artillerie à Wheaton?
Ah oui, non, en fait, ouais. Je me suis trompé. C'était à Wheaton l'artillerie, donc je vais la mettre là. C'était pas à Getty. Donc, voilà. Donc on va suivre par ici. Par contre, on peut laisser l'artillerie dans ce sens-là. Voilà. Donc Wheaton c'est fait. Toutes les divisions du cran 2 ont été faites. Donc l'Union est en train de ramener autant de troupes que possible pour faire la différence là-bas. Lançons le cran suivant. Donc là, côté confédéré, il me reste une division, et je sais que côté Union, il leur reste une division. Donc là, entre guillemets, c'est est-ce que j'ai envie de bouger ma dernière division, ou est-ce que je préfère empêcher l'Union de bouger la sienne? Bon, bah, de toute façon, la question ne se posera pas. J'ai fait 4 et 4, donc je suis obligé de prendre 4. Il me restait que 2 points dans le sablier du temps. C'est donc la fin du tour. Les divisions Kiefer et Evans ne bougeront pas. Fin du tour. Passons donc à la phase de fin de tour. Donc, phase de fin de tour. Première chose qu'on peut faire, c'est déplacer les généraux une fois de plus. Alors, les généraux, ils sont pas trop mal. Pas trop mal. Early est au cœur du combat, Gordon aussi. Du côté de l'Union, j'ai oublié de bouger lui. Je vais le déplacer avec cette division-là. Et maintenant, je peux, après avoir bougé les généraux, je peux réorienter les brigades. Donc eux, de toute façon, je peux me faire attaquer de l'arrière quoi qu'il arrive. Donc je vais me tourner dans ce sens-là. Comme ça, je verrai toujours un bout de ces unités. Elles n'auront pas le bonus de outflank. Je vais vous montrer. Là, je les ai mis comme ça, comme ça. Dans les 180 degrés, j'aurai un bout de celle-ci, donc elle n'aura pas le outflank, et un bout de celle-ci, elle n'aura pas le outflank, et celles-là sont de toute façon de devant. C'est le mieux que je puisse faire. Cette brigade elle est bien placée, cette brigade est bien placée. Ici, on est déjà orienté vers l'ennemi, donc à mon avis c'est bon. Par contre, je peux réorienter mon artillerie qui a été réduite au silence, qui peut maintenant enfin se tourner, histoire d'avoir des lignes de tir. Donc on va la mettre comme ça. Voilà. Ceci étant fait, on passe à la petite phase suivante. Alors, on peut dépenser les points en réserve, il n'y en a aucun des deux côtés, personne n'a mis de points en réserve. Puis, on va rallier les brigades. Donc, comment se passe le ralliement de brigades? Commençons côté confédéré, parce que ce sera le plus simple. Comment on rallie? Les brigades d'infanterie et de cavalerie qui ont été mis en déroute, donc pas l'artillerie, si l'artillerie est en déroute, elle est finie. L'artillerie ne peut pas se rallier. Donc l'infanterie et la cavalerie peuvent tenter un ralliement. Si elles le ratent, elles sont retirées définitivement du jeu. Là, en gros, il faut partir du principe que l'échec à ce test n'implique pas que toute la brigade a été massacrée ou capturée, mais que voilà, il y a un peu un mélange de ça, de perte de morale et de dispersion des troupes, et qu'elle ne pourra plus se rallier. Donc pour ce qui est du ralliement. Alors, je me suis trompé. Normalement, les brigades, lorsqu'elles sont détruites, elles ne sont pas mises de côté, elles sont placées à côté du QG de leur corps, ou ici de l'armée, et dans la direction opposée à l'ennemi. Donc je vais les mettre là, pour ce qui est des confédérés. Et comme on l'a vu, du côté Union, vu que le général n'est pas en place et que son QG le suit, les troupes de la brigade Harris qui ont été détruites sont entièrement détruites. Donc comment ça se passe?
eh bien, on va lancer un des 6 et on va voir ce que ça donne. S'il y a un général à 4 pouces et en ligne de vue, ils auront également un +1, mais là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai qu'une chance sur 6 pour chaque brigade de les sauver. Allons-y. Première brigade, celle-ci. 4, non, détruite. Celle-là, 2, non, détruite. Donc les 2 brigades confédérées ont été détruites. Donc je viens de subir 2 pertes et l'Union en a subi une seule. Qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous, il y a une jauge de morale pour l'armée qui est indiquée dans le scénario. Donc dans le cas de l'armée de l'Union, ils avaient un moral steady et un niveau de 8, et les confédérés, ils ont steady avec un niveau de 6. Je vérifie juste. Oui, c'est ça. Donc les deux sont steady. Ah non, les confédérés sont wary. Pardon, wary. Donc inquiets. Alors, on va regarder ce que ça fait. Donc, il y a 3 niveaux en fait de morale pour l'armée. Elles peuvent être déterminées. Dans ce cas-là, le seuil de déroute est à 30%. Ferme, steady, 25%, et wary, inquiet, à 20%. Mais de toute façon, c'est le scénario qui vous indique, parce que là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait exactement ça. Donc les confédérés ont un seuil de déroute de 6. Donc ça veut dire que quand on calcule les points de déroute, on compte toutes les brigades d'infanterie, de cavalerie, d'artillerie, les QG. Ah si, compte les QG, c'est pour ça. Les QG et les généraux tombés. Ça veut dire que tout compte. Donc là, du coup, le QG du 7e corps et le général du 7e corps, ils comptent. L'Union, en fait, a pris 3 dans les dents, là, d'un coup. Donc c'est quand même pas mal. Et les confédérés ont pris 2. Donc là, déjà, il y a eu 3 coups portés dans l'Union et 2 dans le côté de la Confédération. Ce qui se passe, c'est que donc le fait d'avoir un seuil de déroute de 6 pour la Confédération signifie que dès que vous avez détruit 6 unités de la Confédération, la partie se termine. Et dès que vous avez perdu 8 unités de l'Union, ça se termine. Donc là, vous avez vu, on est au tour 2. Et on est déjà à 3 sur 8 pour l'Union et 2 sur 6 pour la Confédération. Donc ça va assez vite, hein. Ça va assez vite, comme vous voyez, les combats sont assez brutaux. Et là encore, on utilise une house rule qui nous empêche de tournicoter autour des troupes pour faire des attaques de flanc, hein. Donc comme vous le voyez, ça va assez vite. Voilà donc pour ce qui est des ralliements. Ensuite, après le ralliement, nous avons enlevé la fatigue. Donc là, c'est toutes les unités qui sont à plus de 10 pas de tout ennemi peuvent enlever leur fatigue. Est-ce qu'il y avait un général qui pouvait enlever de la fatigue? Oui, Gordon pouvait enlever jusqu'à 2 fatigues à une brigade à 6 pouces. Alors Gordon, il est là-bas, mais aucune de ses troupes n'a subi de fatigue. Il y avait un autre général énergétique, c'est Torbert, mais aucune de ses brigades non plus n'a pris de fatigue, c'est la cavalerie de l'Union. Donc du coup, il n'y aura pas besoin de récupérer la fatigue. Ensuite, compléter les ouvrages défensifs, du coup, j'en ai pas fait, j'y ai renoncé. Et ensuite, remplacer les généraux tombés. Du coup, on va placer notre ami, le remplaçant de Crook, qui aura la moitié des points de priorité de ce dernier arrondi au supérieur, donc 3 passe à 2. Bon, ça fait pas ça fait pas un si gros problème. Par contre, il arrive où lui? Il peut être replacé n'importe où à 4 pouces d'une brigade qui se trouve dans sa chaîne de commandement. Donc Crook, il a la division Toburn et la division Grover qui est là, il va se mettre à l'abri chez Grover, hein. Voilà.
pour terminer, passons à la suite. Alors, je vais juste faire une petite revue de détail de la bataille pour l'instant. Donc là, il y a eu une grosse attaque de la part des troupes d'Early. La cavalerie a perdu son temps à piller le camp, mais elle sera disponible au prochain tour. Je vais pouvoir envoyer ça. Maintenant qu'ils se sont nourris. Mais du coup, ça a permis à l'Union de lancer une contre-attaque, notamment avec cette brigade-là, Thomas, qui a réussi à détruire une unité et mettre en fuite une autre. Et également Wilds, qui a détruit une brigade, même si elle est encerclée, elle se bat courageusement pour s'en sortir. C'est la dernière unité de Toburn. Et l'artillerie de Toburn est encore vivante aussi. Donc là, ça va. Là, il y a un peu plus de monde. On se fait déborder par les confédérés ici. Mais les renforts sont en route. Ils sont là et ici. Donc normalement, la cavalerie devrait pouvoir essayer de repousser l'ennemi. Nous noterons également que Grover est encore bien intact ici, même si il a des troupes qui sont encore un peu... comment dire? Non, pardon, Grover il est avec Emory, donc Grover est là, il est encore intact, et comment il s'appelle, Hayes, la division de Hayes est encore en état de combattre, elle est un peu fatiguée mais sans plus. Donc l'un dans l'autre, ça va pas trop mal pour l'Union. Mais ils ont quand même pris cher avec le premier assaut, puisqu'ils ont quand même perdu le QG du 7e corps, le général du 7e corps, Crook, et la brigade Harris. Donc là, ça va dépendre de comment les combats se passent. Et là, l'initiative va être très importante, puisque si les confédérés parviennent à jouer en premier et éventuellement encore à briser une ou deux brigades, ça peut changer beaucoup de choses. Précisons également que le général en chef de l'Union n'est toujours pas là, il est toujours en chemin. Donc pour l'instant, l'Union se débrouille toujours sans lui. Et donc ils n'ont pas de QG, donc zéro filet pour les unités qui seraient éventuellement mises en déroute. Donc là, les confédérés ont intérêt à en profiter. Passons au tour suivant. Alors, répartition des points. Donc là, je biffe un deuxième tour passé pour... j'ai biffé un deuxième tour passé pour Sheridan. On peut en biffer un troisième, donc comme ça c'est fait. Donc là, c'est le dernier tour où Sheridan sera hors de la table. C'est aussi le dernier tour où il y aura le brouillard pour l'artillerie. D'ailleurs, je crois que je l'ai oublié en fait, j'ai fait tirer certaines artilleries. Bon, c'est pas grave. Maintenant... Alors, du côté de la Confédération, c'est a priori le dernier tour où on a la haute main encore sur l'initiative. Donc il faut qu'on la prenne. Donc, il faut qu'on puisse jouer cependant. On va mettre 2 en cloque. Avec le bonus d'Early, ça devrait être suffisamment... Bon, le risque, c'est que l'Union prenne la sienne, mais voilà. Et maintenant, le but, ça va être d'essayer de monter au maximum nos brigades. Donc, je vais en prendre 2 de Gordon. Donc, je suis à 8. Non, je vais en prendre 1 de Gordon et 1 de Early. Donc là, il me reste 9. Je vais faire 3, 3, 3. Histoire de m'assurer de pouvoir jouer. Et là, ici, là c'est plus important chez Early parce que il faut vraiment que ça joue. Donc non, je vais même plutôt jouer. Je vais mettre 2 ici. Je vais plutôt prendre 2 de chez Gordon pour les mettre ici. Et je vais laisser tous ces points à Early. Donc pour ce qui est de Early, Kershaw doit jouer, ça c'est clair. Donc je vais le mettre en 4. J'ai dépensé 4 points pour le faire jouer en premier. Wharton aussi, j'aimerais bien qu'il joue. Donc je vais en mettre 4 aussi. Et du coup, il me restera 1 point. Pour Rosser, la cavalerie, mais elle est moins décisive. Donc je vais décider de la sacrifier, entre guillemets. Donc voilà, ça c'est un peu le plan pour les confédérés.
prioriser un peu l'attaque de Early, on va dire, pour essayer peut-être d'en finir avec Troburn et de mettre l'Union dans le mal. Mais bon, voilà. Côté Union, là, il faut qu'on puisse jouer. Donc, eh bien, il faut mettre dans la cloque. Sauf que du coup, lui, il est mort. Et il n'a plus que 2 points son remplaçant. Donc lui, il n'y a pas le choix, ça va être 1 et 1, sinon ça joue pas. Donc Toburn et Ace sont vraiment dans la panade. Du coup, je vais jouer avec Wright. Wright, n'oubliez pas, il a Trusted Lieutenant, qui lui permet de donner des points à d'autres qui ne sont pas sous ses ordres normalement. Donc je vais donner 1 point et 1 point, histoire de mettre les 2 divisions là à 2. On va essayer de rester sur du 3 et du 2 aussi, pendant qu'on peut. Et il faudrait vraiment qu'on puisse mettre en cloque. Donc là, Wheaton et Getty et Kiefer. Alors Kiefer, il est où? Alors lui, il est au fond de table, donc c'est moins grave. Donc lui, il faudrait que je fasse 2 de 2. Sauf que je peux pas, puisque j'ai déjà donné 2 points aux autres. Je vais faire 2, 2, 1. Voilà. Torbert. Ces deux-là, ils vont sacrifier chacun 1 point pour le mettre en cloque. Si je n'irai pas, mais... Non, on ne peut pas faire plus, hein, parce que sinon on risque de jouer trop mal. En plus, l'avantage c'est si vous ne multipliez pas trop les crans différents, vous limitez de facto le nombre de lancers d'horloge. Donc je vais rester là-dedans, je vais faire 2, 2, 2, 2. Donc là, limite, si on atteint le cran 2, toute l'armée du don peut jouer pratiquement, sauf Kiefer. Mais ce sera pas mal. Voilà, donc en l'absence de Sheridan, pour l'instant, c'est le mieux qu'on puisse faire. On va essayer de limiter autant que possible la casse. Et puis voilà ce que ça va donner. Du coup, maintenant, on lance le dé pour l'horloge. J'ai mis 2, il a mis 2, mais lui, il a plus 1 encore. Donc plus 3 pour les confédérés, plus 2 pour l'Union. 2, 2. Ça peut se montrer critique. C'est encore les confédérés qui reprennent le contrôle du sablier. Ça se joue à 1 près. Du coup, on va voir ce que ça donne sur la table. Ok, donc, les confédérés révèlent leur cran le plus haut, c'est 4, et eux, c'est 2. Donc déjà, côté Union, on se dit, aïe, ouille. Ça veut dire qu'il y a un 4, s'il y a éventuellement 3, il y aura 2 crans. Et en plus, ils ont la cloque. Pas bon. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est le cours de la bataille, ma foi. Parfois, capricieux. Donc le premier à jouer, confédéré tout seul, ils ont 2 brigades à 4, Wharton et Kershaw, de la brigade de Early. Donc Wharton et Kershaw, ils sont là. Kershaw, c'est ceux-là. Alors, j'ai quelques unités qui sont fatiguées. L'ennemi s'est placé de façon à éviter l'attaque de flanc. Mais on n'a pas vraiment le choix. Alors là, on pourrait attaquer l'artillerie. Mais l'artillerie va démarrer à plus 2. Le tir de contre-charge va donc nous faire mal. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. On n'a pas tellement le choix. Donc Wharton, celui-là il est avec qui? Il est avec Kershaw. Lui il est avec Kershaw. Avec Kershaw. Et lui il est avec Kershaw. On va peut-être commencer par Kershaw. Bon, on va commencer par Kershaw. On va jouer là. Poum. Ensuite, eux, on va attaquer là. Poum. Là, je vais tenter d'attaquer là. Du coup, je vais faire réagir le canon de l'Union. Je ne peux pas faire de mitraille, hein, donc ce sera un tir normal. Mais il va quand même tirer. Donc il y a le brouillard qui est limité à 3 pouces, mais je les ai.
Deux, non, ne parviennent pas à faire quoi que ce soit. Du coup, pouch. On peut rajouter un troisième, et Early va aller dans le tas. Ensuite, du coup, le canon là, il a tiré, il peut plus tirer sur ce cran là, donc je pourrais l'attaquer éventuellement. L'ennui, c'est que j'arriverai pas à l'outflanquer. Donc c'est un peu ennuyeux. D'un autre côté, je peux lui tirer dessus pour le faire taire. Donc je vais le faire. Je vais avancer comme ça. Et je vais me mettre là. Ensuite, Wharton. Il est où Wharton? Wharton, il a perdu une brigade. Il reste Reed, Smith. Ah, il a perdu Smith, il reste Logan. Ah, il a perdu 2 brigades, hein, Wharton, en fait. Je vais simplement me contenter de tirer sur l'ennemi pour essayer de le repousser. Ah non, déjà, il faut que je finisse Kershaw. Ah, j'y arrive. Il faut vraiment que je m'y mette. Hein. Donc, du coup, Kershaw. Kershaw, c'est lui qui avait l'artillerie aussi. Donc, l'artillerie de Kershaw. À mon avis, il n'y a personne à 3 pouces à cause du brouillard. Donc, pour l'instant, je peux rien faire. Néanmoins, je vais pouvoir ramener ma deuxième pièce là-haut sur la colline, ce qui me permettra donc d'avoir une très bonne ligne de vue sur les flancs ennemis. Et on va attaquer avec le reste. Donc ici, j'utilise Sims. Il a -1, mais j'ai 1, 2 et 3 soutiens qui passent donc à +2. Wild, il a +1, mais il a un point de fatigue qui s'enlève, donc il est à 0. Donc 0 contre +2. C'est une victoire, mais ce ne sera pas décisif. Du coup, lui, c'est 0. Et là, j'ai +2, ça fait 8 contre 5. Ça fait une victoire de 3. Et je me rends compte que j'ai fait une erreur. J'aurais dû le bloquer. Je ne l'ai pas fait. Ils vont pouvoir se replier. Donc, ils se replient de 3. Il leur reste le couloir de repli là. Ils prennent une deuxième fatigue. Et moi, je peux avancer. Bon, bah du coup, il m'a fait un petit plantage d'enregistrement. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai attaqué avec la division Pegram et j'ai repoussé cette unité. Et maintenant, je joue la division Ramseur. Alors, il y avait une brigade qui était là. Et elle était à 4 pouces de E. Alors, même si on est hors de ligne de vue, vous pouvez tout à fait faire une attaque. Hein. Il n'y a pas d'histoire de ligne de vue. Vous pouvez faire des tours, des détours, attaquer de flanc. Mais j'étais derrière eux. Donc, c'est un outflank. Traverser la forêt dit -4 pour terrain difficile, mais avec 4, ça me suffisait pour les atteindre, donc je fais un combat ici. Alors pour info, là il y a eu des combats, mais ça a donné des égalités et ils ont replié. Enfin là il y a eu une défaite et là il y a eu une égalité, donc ça a juste été repoussé. Donc là, ma brigade qui est là, de la division Ramseur, attaque le flanc de celui-là, et avec le soutien du général Gordon. Donc, Cox, pardon, c'est la brigade Cox, elle a +0, +1 avec Gordon. Et Duval, il a +0, mais -3 parce qu'il est outflanked. Donc on va voir. Ouch, -3, donc ça fait -2. Je ne sais pas si on peut aller en dessous. Et lui, il est à +1 du coup. Donc ça fait 4. Je ne sais pas si on peut aller dans le... Alors, de ce que je lis, a priori, on peut aller dans le négatif. Il n'y a pas marqué qu'il y a un minimum. Donc, du coup, eux, c'est 4. Et eux, c'est -2. Donc, ça fait un différentiel de 6. Donc, visiblement, la brigade Duval a été prise par surprise par les sudistes et détruite. Par contre, eux, leur QG est encore debout. Duval, c'est la division Ace. Ah non, c'est le corps de Crook. Non, donc eux, ils sont out aussi. Terminé. Donc là, c'est un très très bon move de la part de Gordon et des troupes de Ramseur. Alors j'aurais dû terminer les mouvements, hein, normalement. Donc les mouvements ici. Lui, c'est Grimes. Grimes. Écoute, je pourrais attaquer aussi.
Je commence aussi en arrière. Je pourrais également attaquer là. Mais là, vous voyez, il y a la zone des 2 pouces. Je suis obligé de l'engager. Donc, ça me ferait rentrer dans la forêt et j'aurais pas le mouvement. Donc là, je peux pas faire une attaque. Par contre, je peux attaquer eux avec 8. C'est ballsy, mais on va y aller. Hop, allez. Poum, on attaque. Ensuite, eux, je vais les faire déplacer ici. Donc là, j'avais encore un mouvement à faire. Enfin, un combat. Donc là, je suis à plus 0 et les autres en face. Du coup, maintenant, on découvre ce qu'ils font. Oh là 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 là, plus 3. Aïe, là, je suis tombé sur un os. On m'a collé à plus 3 et eux, ils ont plus 0. Bonne chance. Ah bah oui, bon bah... 1 et 1. Donc, plus 3, donc ça fait 4. 4 contre 0, victoire de 4, donc ça fait un repli de 3 pour les confédérés. Donc on repart direct de là où on vient. Et l'ennemi peut pousser, je vais le faire, pousser de 2. Et du coup, les sudistes prennent une fatigue pour avoir perdu le combat. Donc là, c'est quand même un bon move parce qu'on vient de liquider une brigade. Ce qui approche encore l'Union. Là, ils sont à midlife en termes de seuil de déroute. Donc, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, Ramser et Pegram ont joué. Donc, le cran d'initiative 3 est terminé. Passons au cran d'initiative 2, mais d'abord la cloque. Si j'obtiens un 6, je peux y mettre fin à quasiment toute l'activation de l'Union. Tant pis pour mes divisions, j'ai envie de dire. Il y en a 2 qui ne joueront pas, mais ça serait décisif. Donc il ne faut pas obtenir de 6. Non, c'est bon. Je réduis du glue de 3, mais j'empêcherai pas l'Union de jouer. Donc là, on passe au cran 2. Donc au cran 2, il y a toute l'armée de l'Union quasiment qui est au cran 2. Mais je vais quand même faire jouer les confédérés d'abord. Il me reste la division Evans, que j'ai gardée en réserve jusqu'à présent. Et qu'on va pouvoir engager. Vous savez quoi, je vais l'engager là-bas. Bon, bah, j'ai de nouveau eu un problème vidéo. Alors, pour ce qui est de l'Union, j'ai fait déplacer Getty, la division Getty par là-bas. J'ai fait avancer nos amis de Wheaton ici. J'ai fait avancer Custer par là. J'ai fait charger Lowell par là. Il faut qu'on résout le corps à corps. Et est-ce que j'ai joué Toburn? Non, j'ai pas encore joué Toburn, ni Macmillan, ni Grover. Donc voilà, on va pouvoir attaquer la suite. Ok, donc on va faire l'attaque ici de Lowell et de... Comment il s'appelle l'autre? Wild Kidd. Avec Tobert. On va prendre en attaquant principal Lowell, je pense. Non, on va prendre Kidd, il a plus ça. Alors, c'est pas un outflank, hein, puisqu'ils n'étaient pas au départ et que j'applique la house rule. Donc, nous avons donc 1 plus 1 plus 1, donc ça fait 3. Et les autres là, ils sont à plus 0. Alors, ça fait 8 contre 4, ça fait une défaite de 4. Et comme ils sont encerclés, les rebelles se font tailler en pièces. Donc là, vous voyez, si on permettait les outflanks sans la house rule, ça irait vraiment beaucoup plus vite encore. Hein. Donc là, il y a déjà une division confédérée qui vient de sauter.
Là-bas, nous avons Devin qui a +1 et qui affronte Cook qui a -1. Alors ça fait 6, -1 ça fait 5. 5 contre 4, bah, les cavaliers de l'Union se font bien repousser. 5 contre 2, pardon. Ils se font bien repousser. Ils replient de 3 et ils prennent une fatigue. Alors je peux avancer de 1 ou de 2. 2 ne me suffirait pas à impacter l'autre. Donc je vais juste avancer de 1. Voilà pour l'attaque de cavalerie ici. Donc là, la cavalerie de l'Union a réussi à détruire une brigade ennemie, mais les confédérés ont repoussé la deuxième. Cependant, les renforts arrivent là-bas derrière. Donc, c'est un peu compliqué. Ah oui, et donc je vais mettre la brigade qui vient de se faire détruire et qui appartient au corps de Gordon, à côté du QG de Gordon, qui est là derrière. Voilà. Bien. Ensuite, il reste ici. Nous avons encore les restes de Toburn, à savoir juste encore Wilds et l'artillerie de Toburn. Donc, l'artillerie de Toburn, elle va tirer ici. Je suis à 2 pouces, c'est une mitraille. Donc là, vous allez voir que la mitraille, ça change pas mal de choses et vous comprendrez pourquoi on n'utilise pas ça en tir d'opportunité, puisque là, du coup, le malus, enfin, le bonus est de +4. Donc, +4, allons-y. 4 plus 4 font 8. Et donc 8. 8. Repli de 3 avec une fatigue. Là, les rebelles se font étrier un petit peu avec une fatigue. Et eux, ils tirent là-dessus. Donc là, par contre, comme c'est un tir de mousqueterie, je tire le premier, avant celui qui manœuvre. Non, j'y arrive pas. À moins que j'ai un bonus. Non, j'ai pas de bonus. Et lui, il a un petit bonus. À vite tirer. Si c'est un 7, pareil, il m'envoie valdinguer à 3 avec une fatigue. Voilà. Avec une fatigue. Toburn, c'est fait. Macmillan. Alors, Macmillan, je pourrais éventuellement prendre d'arrière, enfin de outflank la cavalerie. Je vais tenter. Avec le général qui vient avec moi. Donc je tente de prendre à revers la cavalerie. Donc quand c'est le cas, on contacte d'abord. Et après, eux, ils font leur jet d'évasion. Donc c'est eux qui font leur jet d'évasion. 4, l'évasion est réussie. Du coup, la charge échoue. Et l'attaquant reste où il est. Il faut juste que je vérifie de combien se fait le mouvement d'évasion. Non, c'est 3 bases. Donc ça les amène ici. Ok. Qui est encore chez Macmillan? Il y a encore eux. Alors on pourrait attaquer en face à face. Est-ce que... C'est une bonne unité Davis, hein, c'est de l'élite. Allez, on le tente.
On attaque en face à face ici. Donc c'est parti. On découvre ce que fait l'ennemi. C'est un -1. -1 contre +2. C'est 6 contre 0. Une victoire de 6. Non, pardon. 6 contre 1. Ils évitent la correctionnelle, les sudistes. Donc ils sont repoussés de 3. Et ils prennent une fatigue. Mais du coup, Mac Millar peut poursuivre de 2 s'il le souhaite. Donc avec 2, non, il ne peut pas contacter ceux-là. Il ne peut pas contacter ceux-là. Donc je vais juste faire 1. On va pas trop s'avancer. Voilà. Mac Millar c'est fait. Alors il me reste ensuite Grosseur aussi qui doit jouer. Grosseur il est là derrière. Non, Grover, pardon. Grover, il en a 1, 2, 3, 4, 5. Là, à la rigueur, on va peut-être replier un petit peu. Parce que l'ennemi est quand même en nombre. On va replier les troupes. Comme ça. Et comme ça. Lui aussi. Je vais l'amener là derrière. Et l'artillerie, on va la reculer avec. Elle pourra tirer au tour d'après. On va former une espèce de ligne de défense ici. Là, on va retirer également cette artillerie-là. Ah, attends, je me suis trompé. Il y a quelqu'un de Ace. Ouais, non, lui, il était avec Ace. Ace. Et ça aussi, c'était l'artillerie de Ace. Je ne sais plus où elle était. Vous m'excuserez. Je ne sais plus où la mettre. Ça, par contre, c'est l'artillerie de Grover. Lui. Voilà, du coup, je ne vais pas laisser la brigade de Ace tout seul. Enfin, si, je vais la bouger aussi, Ace. Il a combien, Ace? Ace, il a 2 aussi. Ouais, bon, je vais tout reculer. Je vais attendre l'arrivée du général pour repartir sur de bonnes bases. Voilà. Voilà, donc toute l'union a joué. Enfin, tout le cran 2, il me reste que Kiefer qui est là en bas. Qui est ici. Donc là, on lance la cloque. C'est les confédérés qui prennent. Alors là, soit j'empêche Kiefer de jouer. Mais du coup, j'empêche également Rosseur de jouer. Je pense que je vais... C'est compliqué. Je vais faire durer encore le tour. Parce que j'ai quand même envie que ma cavalerie bouge. Donc on passe au cran 1. Enfin, on passe à 1 en temps. Mais du coup, on peut jouer le cran 1. Et je décide de jouer ma cavalerie. Et je vais la déplacer. Je vais la déplacer là-bas derrière. Histoire de se reposer. La cavalerie qui est là, je vais la déplacer. Là derrière. Comme
comme ceci, ce qui me permettra d'observer qui sont ces gens-là. C'est du +1. Ok. Voilà, maintenant on fait la division restante de l'union. Bah, du coup, c'est Kiefer qu'on va envoyer là-bas en bas, à la poursuite de la cavalerie ennemie, avec nos petits pieds. Voilà, bah, je pense que c'est fin du tour, puisque nous avons tout fait. Donc je crois que je vais utiliser la capacité spéciale de Gordon, qui peut faire une fois par bataille agir une brigade, même si, une division, pardon, même si elle a déjà joué. Et je vais tenter une attaque. Je vais faire ça comme ça. Je vais mettre E par devant comme ça, E par derrière. On va charger la cavalerie qui est là. Donc celle-là, elle pourra tenter l'initiative. L'autre là, a priori, elle va être coincée. Du coup, évasion. Ouais, cette cavalerie fait une évasion. Et celle-là, là. Allons-y. Et du coup, là, lui, il peut aussi venir. Donc sa capacité, ça se passe lorsque le sablier du temps se termine, mais avant qu'on fasse la phase de fin de tour. Donc du coup, là, je vais prendre un attaquant principal, Cook, qui a -1. Gordon lui donne 0 et lui donne 1. On est à +1 et avec outflank pour l'ennemi. Et on est surélevé, donc on a encore +1. Ça fait +2 pour moi. Et la cavalerie ennemie, elle a -2. +2, -2. Aïe. -2, ça fait 4. +2, ça fait 2. Bon, c'est quand même victoire. Et comme ils sont coincés en termes de repli, je les niaque. Je détruis une cavalerie. Donc ça, c'est une cavalerie de chez Torber. Et le camp de Torber, il est là-bas derrière. Donc je mets la cavalerie ici. Pas trop loin. Ça va. Voilà, donc ça c'était la capacité spéciale de Gordon. Passons à la phase de fin de tour. Ok, phase de fin de tour, on peut déplacer nos généraux. Alors, je peux déplacer... Est-ce que je suis à 16 de cette unité? Non, donc ça ne sert à rien de déplacer Gordon, mais je vais quand même le déplacer pour éviter qu'il soit pris dans une mêlée qu'il ne contrôle pas. Donc il va se mettre plutôt même là derrière. Early, il est où? Oula, Early, il est là, il est en danger, donc il va repasser derrière ses troupes, là-bas derrière. Ensuite, on peut tourner ses unités, donc on va le faire, donc eux, je les tourne. Je les tourne aussi. Du côté de l'Union, ceux-là sont bien orientés, bien orientés, bien orientés. Là, eux, je les tourne, là, en confédéré. Touc. Ceux-là sont bien orientés, tout est bien orienté ici, c'est parfait. Et eux, je les tourne simplement comme ça. Là, je vais juste tourner l'artillerie pour embêter la cavalerie ici, puisque du coup, maintenant, il n'y aura plus le brouillard le tour d'après. Voilà, donc, déplacer les généraux. Ah oui, côté Union, est-ce que j'ai bien déplacé mes généraux? Ça, c'est qui? Wright. Wright, il est où? Il est là, donc c'est bon. Il va rester où il est.
Ça c'est le remplaçant de... Non, ça c'est Emory. Emory, je vais peut-être juste le sortir de combat, on sait jamais. Lui c'est le remplaçant de Crook. Qui n'a plus grand chose à commander malheureusement. On va encore regarder qu'est-ce qu'ils ont comme capacité. Alors Emory, il ne faut pas que j'oublie, il a un bonus au combat. Torber peut rendre une fatigue, jusqu'à 2 fatigues à une unité à 6 pouces de lui. Torber il est là. Donc il va rendre sa fatigue à cette unité. Voilà. Et ben je pense que c'est tout. Donc ça c'est fait. Déplacer les généraux. Ensuite, point de priorité en réserve, il n'y en avait pas. Ralliement, ouais, ça il y en a. Alors, côté confédéré, on a une unité là-bas. Il est près du camp, donc ça peut se tenter. 1, bah non, ils ne rallient pas, ils sont détruits. Ouch. On est à 3. Et côté Union, nous avons la cavalerie qui est là-bas, qui est à côté du campement aussi, donc ça marche. Non, 1, unité détruite. De rien, l'Union est déjà à 1, 2, 3, 4, 5 sur 8. C'est chaud. 5 sur 8. Alors, je vois pas comment on peut faire les 13 tours, vu la brutalité à laquelle ça vole avec ce jeu. Mais bon, voilà. Le ralliement c'est fait. Récupérer la fatigue. Donc là, du coup, j'ai éloigné mes cavaleries à plus de 10 pouces. Elles peuvent enlever tous leurs points de fatigue. Donc elles ne sont plus fatiguées. Compléter les retranchements, il n'y en avait pas. Remplacer les généraux tués, il n'y en avait pas ce tour-ci. Voilà. Fin de ce tour 3. On va donc attaquer le tour 4. Alors, en relisant le scénario, je me rends compte que les renforts viennent à la fin du tour et non pas au début. Donc là, malheureusement pour l'Union, ils devront faire encore un tour sans Sheridan. Pas de chance. Décidément, il en met du temps à venir, lui. Hein. Tour suivant. Bon. Donc on est toujours sans Sheridan. Alors, comment on va s'y prendre? On va du côté confédéré. Je trouve que c'est pas mal. On va refaire à peu près la même. Kershaw. 7 et 3. 9. Gordon va mettre 2 en clock. Et il va faire... Evans, Pegram. 4 à Evans. On va faire comme ça. Alors, côté de l'Union, ben, de toute façon, lui, il n'a pas le choix, il faut que ça joue. Par contre, il n'a plus grand-chose. Hein, donc, est-ce que ça vaut le coup de siphonner les points de Wright pour des divisions qui sont défoncées? Je sais pas. Bon, cette fois-ci, on va essayer de prendre la cloque. On va mettre au moins 3. Qu'on va prendre 2 ici et 1 ici. 3. Donc là, il reste 4. On n'a pas le choix, ce sera 2 et 2. Et ici, j'ai pris 1, il me reste aussi 2 et 2. Chez Wright, j'en aurai 5. Écoute, ça va être simple, hein, ça va être 2. 2 et 1. Pour l'instant, Kiefer est un peu trop loin de l'action pour que ça soit nécessaire. Voilà. Allez, à la suite. On passe à la cloque. Les confédérés ont 2 plus 1, 3. Cette fois-ci, l'Union a mis 3. Non, c'est toujours encore les sudistes qui auront le contrôle de la cloque, décidément. Bon, ben voilà. Les sudistes appellent le rang 4. Les nordistes le rang 2.
compliqué d'arriver de mettre du 3 sans rien pouvoir faire sur la cloque. Donc, du coup, on est passe au rang 4. Il y en a deux chez les sudistes, Kershaw et Evans. Allons-y. Alors, commençons par Kershaw. Notre ami Kershaw, il est là. 1, 2, 3. Il a toujours encore ses 4 brigades. On fait une attaque générale, hein. Pas le choix. Donc cette fois-ci, on n'a plus le brouillard, par contre. Donc là, j'attaque, interruption du canon. 6, je vais repartir d'où je viens. 6, je recule de 2 bases. Je ne prends pas de fatigue supplémentaire. Voilà. Du coup, je fais mes autres attaques. Donc mes autres attaques, ça va être... Donc là, est-ce que je suis à 2 pouces? Ouais. On va attaquer comme ça avec celui-ci. Comme ça avec celui-ci. Comme ça avec celui-ci. Et on va expédier le général ici. Voilà, donc on a réussi à se mettre full soutien presque. Donc ça fait -1, 0, 1, 2. Contre 2. 2 contre 2. Victoire des confédérés, mais de 1. Donc on recule de 2 pour le défenseur et le vainqueur avance de 1. Eux, ils prennent une petite fatigue. Ça c'était Kershaw. Maintenant on va faire Evans. Alors, Evans, il est où? Evans, il est là-dedans. J'aurais dû prendre Ramseur. Je me suis trompé. C'était Ramseur, ceux-là. J'aurais dû me renseigner. On va dire que c'est Ramseur, parce que c'était bien ceux-là que je pensais. Ceux qui sont au combat. On va le modifier. C'est Ramseur qui a 4, Evans qui a 3. Ok, alors, comment on va s'y prendre? On va essayer de casser peut-être de la cavalerie, mais on n'y arrivera pas, ça va fuir. Je vais mettre là et là. Et je vais... Voilà. C'est pas super intéressant en fait. Je sais pas comment aborder la chose. Parce que cette cavalerie va esquiver. Bon, on va le tenter quand même. On va le tenter quand même. Donc, je vais avancer avec eux. Donc dès que la mise au contact est faite, donc on l'a mal fait le tour d'avant, elle aurait eu la possibilité d'esquiver, celle qui a été détruite. C'est ma faute. Ce que je l'ai relu là, c'est as soon as contact is made. Donc a priori, on n'est pas obligé d'attendre de se faire encercler. Du coup, esquive. Alors, 1. Qu'est-ce que ça donne? 1 en esquive.
Mais bon, dans l'absolu, j'ai fait plein d'erreurs en faveur des bleus, donc je peux bien de temps en temps faire une en faveur des gris. Hein. En évasion. Sur un 1. Oh là là, ils peuvent pas évader, ils combattent à -1. Alors là, ça m'arrange, parce que là, du coup, je vais leur envoyer tout ce que j'ai. Hop, poum. J'attaque avec ceux-là, j'attaque avec ceux-là. Donc là, on y va, et Gordon, il va venir se joindre à la fête. Ce seront eux l'attaquant principal. Ils ont -1, 0, 1, 2. J'ai +2. Eux, du coup, ils ont... Non, je vais prendre eux comme attaquant principal et je vais mettre Gordon. Parce que du coup, ça va changer leur zone de repli, comme ça, elle sera bloquée. Du coup, comment on peut faire ça? Bon, tu sais quoi, on aime carrément se mettre comme ceci. Boum. Et Père Gordon, il va venir. Il va venir. Là. Je vais plutôt me mettre comme ceci pour être bien sûr de bloquer. Voilà. Donc, j'ai +2. Eux, ils ont normalement 0 et Tauber est toujours dedans. +1. Donc 0 contre 1 et -1 et encore une fatigue. Donc ça nous fait -2. Non, attendez, la fatigue c'était du rouge, c'était à eux la fatigue. Ouais. Donc ils ont -1 et moi j'ai +2. Ouais, -1. Je vais prendre eux en attaquant principal, donc -1, 0, 1, 2, c'est bien ça. +2, -1. Ils ont -1, pouf, ils ont +2, pouf, et je les bats et je les détruis. Enfin, peut-être, ils vont au QG. Et le général, du coup, il était dans l'unité, il fait un test de risque. Test de risque 5. Test de risque 5. Le général est sérieusement blessé. Retirez-le de la partie. Aïe. Ok. Du coup, notre ami Torbert est retiré de la partie. Alors, il avait quoi, Torbert? Lui, c'était lui qui rendait des points de vie, donc c'est bon, j'ai pas oublié une règle spéciale qui aurait pu aider au combat. Donc c'est bon. Donc là, on se met bien côté confédéré, on essaie d'en mettre un maximum dans les dents. Voilà, donc ça c'était le rang 4. Passons au rang 3, mais d'abord la cloque. 6 ou 3, je décide de prendre le 6, donc j'ai oublié de la remettre à 0. Donc je fais 12 moins 6, ça fait 6. Histoire de bien mettre la pression sur l'ennemi. Le rang 4 étant terminé, on passe au rang 3. Il n'y a personne dans l'Union qui a le rang 3. Donc il me reste à passer chez les Confédérés. Et ils ont Wharton et Evans au rang 3. Wharton, il lui reste pas grand chose. Il est épuisé. Et dans la panade. Donc il va tout simplement... Il va avancer pour tirer. Parce que essayer de... Même si ça va semble pas être bon. Mais bon, il va essayer de tirer. Du coup, eux vont faire leur tir défensif sur eux en premier. Ils ont +2, -1 de la fatigue, +1. Ouais, bah c'est moi qui repars d'où je viens. Hop là. Voilà. Et puis j'ai plus de
de trucs avec Wharton. Ah si, il y avait l'artillerie, c'était celle de Kershaw, j'aurais pu la faire tirer. Bah écoute, oui, on aurait pu tirer, donc... qui sont les plus proches? Ouais, c'est eux. Donc, je vais quand même le faire, on va retconner. Ici, je vais tirer sur eux avec l'artillerie. Non, c'est pas ce lien. Ici sur eux, de nouveau. 4, ils reculent. Ils repartent par là-bas, ça me va bien. Petite batterie qui est ici. Voilà. Donc Wharton c'est fait. Ensuite Evans. C'est qui Evans? Donc eux ils sont avec Evans normalement. Donc du coup je vais avancer mon artillerie. Du coup je vais faire de la contre-batterie. Je vais faire un tir de contre-batterie d'abord sur cette unité. Non, la deuxième. Non, bon, ça ne sert à rien. Ensuite je vais faire avancer Evans. Une brigade par là. Ensuite on va en avancer une ici. Et puis on va avancer là. Voilà. Evans c'est fait. Ensuite, qui c'est qui est également à 3? Wharton, ouais, ça a été fait. Donc le rang 3 est terminé. Nous lançons donc pour la cloque. 4, bah, je décide de prendre le 4. Donc, on descend à 2. Donc nous passons donc au rang 3. Là j'ai un bon... Non, on descend au rang 2, donc j'ai pas réussi à déjouer l'Union, mais je pourrais quand même éventuellement peut-être lui faire sauter des brigades, des activations. Donc je vais quand même faire jouer les confédérés en premier, donc je vais jouer Rosser. Rosser c'est la cavalerie. Je vais la ramener ici. Voilà. Voilà. Du coup là je fais un tir d'interruption du canon, puisque ma cavalerie a bougé. 6. Et ben je me fais repousser. Voilà. Donc voilà pour le rang 3. Le rang 2 confédéré. Maintenant le rang 2 union, bah il y a beaucoup. Donc il reste la cavalerie. Cavalerie qui n'est malheureusement pas en position d'outflank. Là je peux pas spécialement attaquer non plus. On peut commencer par les brigades qui plus 2, moins 2. Je suis dans une situation difficile, je vais faire replier Macmillans. Donc Macmillan c'est fait. Et elle est où son artillerie à Macmillan? Elle est là. Je vais la faire passer devant. Et je peux tirer avec du coup. Je vais tirer sur la plus proche, c'est eux. 5 plus 0, ça fait 5, ça permet de les repousser. Voilà. On fait ce qu'on peut pour construire une ligne. Ensuite, donc Macmillan c'est fait, Grover aussi. Alors Grover, il est possible de tenter des choses. Ça c'est Grover. Donc là, je suis pas en outflank, mais je pourrais quand même tenter une attaque. Je ne pourrais pas tourner derrière, je pense. Non, je pourrais pile poil les contacter là.
faire. Je vais attaquer ceux-là. Allez, on tente une attaque. On y va. Grover, il a des troupes d'élite. C'est le moment d'y aller. Ensuite, je tourne mon artillerie là. Ensuite, il me reste celui-là qui est dans ma division Grover et celui-là. Donc celui-là, m'a collé, c'est plus 3, c'est de la super élite. On va attaquer là. Et l'autre là-haut, je ne vais pas en gêner les lignes de tir des canons, donc je vais rester où je suis. Voilà. Donc maintenant, on peut faire le tir de la division. Donc il y a le canon qui est là, il peut tirer. Tirer dans ceux-là, c'est le plus proche. 2 plus 0, ça fait rien. Ensuite, on va résoudre les corps à corps. Ah oui, j'avais... Stop. J'avais la possibilité de faire un tir d'interruption, puisqu'on a changé de cran. Donc je pouvais faire un tir d'interruption sur ceux-là, juste avant qu'ils arrivent au CAC. Avec le canon qui est là. Non. Du coup, je le refais avec l'autre. 6. Bon, du coup, ils feront sans lui. Lui, il restera là derrière. Donc du coup, lui sera tout seul. D'où l'intérêt de bien placer ces pièces d'artillerie. Ça fait une zone d'interdiction qui est très sympathique. Du coup, il n'y a que eux. Ils sont dans le corps d'armée d'Emory. Emory, il est en bas. Donc j'ai juste plus 2 contre moins 1. Ça fait une bascule de 3 avec un bon jet. Ça passe. « 6, 0. Écart de 6, détruit. Bravo. Bravo Ridge. Non, si, c'est ça. Birge. Bravo Birge. C'est une belle victoire. Et du coup, ça va là derrière. Malheureusement, il prend un point de fatigue pour leur exploit, mais c'est quand même pas mal. Donc là, une très bonne attaque de la brigade Birch. Et Grover, c'est fini. Après Grover et Macmillan, on a... ah non, attends, on a encore une attaque. Ici, on a Macaulay avec son plus 3 qui va affronter un moins 1 avec une fatigue. Ah non, c'est l'autre qui a la fatigue. Un moins 1 quand même. Moins 1, ça fait 2. Et plus 3, ça fait 7. Ils évitent la correctionnelle de pas beaucoup. Donc, ils fuient de 3. Ils prennent une fatigue. Moi, je peux avancer 2. Donc, je décide d'engager le combat avec l'autre brigade qui est là. Rebelote. Donc, ceux-là, c'est moins 1 et une fatigue, moins 2 contre plus 3. Moins 2, ça fait 0. Plus 3, ça fait 4. Dommage, j'ai fait un mauvais jet. Victoire de 4, ça les repousse également. De 3. Hop. Je mets là-haut. Et je prends 2 fatigues. Bon, du coup, je vois rien qui m'empêche de refaire une poursuite contre eux. Donc j'y vais. Toujours plus 3 contre moins 2. Plus 3, ça fait 4. Moins 2, ça fait 1. Là, je perds de nouveau de 3. Donc pareil, on peut poursuivre. Je le fais. Parce que j'ai droit à 2. Que j'ai gagné suffisamment. Là-dedans, donc là c'est moins 3 contre plus 3. Ça va casser un moment, je pense.
Moins 3, ça fait 2. Plus 3, ça fait 7. Perte de 5. Oui, oui, oui. On l'arrête plus, le Macauliffe, là. Bah, il continue, il va attaquer les autres, là. C'est bizarre qu'on puisse, qu'il n'y ait pas une limite. Bon, allez, je vérifie si je fais bien. Et 4 moins 3, ça fait 1. Contre 5 plus 3, ça fait 8. Donc ça fait que cette brigade est détruite. Ce qui met fin au rampage, puisque désormais, la division, enfin la brigade Macaulay s'arrête et prend une fatigue. Mais elle a quand même sacrément fait le ménage. Voilà. Grover, c'est donc fait. Alors, Getty. Getty, il est là. Je peux avancer jusque là, donc je vais le faire. Voilà. Du coup, on va passer à Wheaton. Wheaton, il est où? Wheaton, il est là. Ah, Wheaton, il va s'avancer jusque là. C'est l'artillerie de Wheaton. Bah, je vais tirer sur la cavalerie là-haut. Ça fait rien. Et là, j'ai pas de tir. Donc Wheaton, c'est fait. Il me reste les deux cavaleries. Bah, vu le massacre qu'a causé l'ami, là, on va peut-être y aller. On va peut-être appuyer là-bas où ça commence à être la débandade. Donc je vais rapatrier ma cavalerie là-bas derrière. Donc la division Custer arrive là. Et reste ceux-là. Je sais pas si je les envoie à l'assaut. Je suis plus simple, ça se tente. Par contre, pas sur les mecs qui sont sur la colline de préférence. Je vais tenter une charge sur eux. Donc j'ai plus 1, ils ont plus 0. Il y a Gordon dedans, donc ils ont plus 1 aussi, donc c'est égalité. Donc les deux replient. Voilà. Voilà pour la cavalerie. Résultat, le cran d'initiative 2 est passé. On passe au cran d'initiative 1. Je choisis de mettre fin au tour avec les confédérés, puisque j'ai le contrôle de la cloque. Et donc du coup, la division confédérée Pegram ne jouera pas. Mais du coup, les deux divisions de Crook et celle de Kiefer ne joueront pas non plus. Donc l'un dans l'autre, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, passons à la phase de fin de tour. Alors, phase de fin de tour. Déjà, on déplace les commandants. Je décide d'aller mettre l'ami Gordon là derrière. Histoire qu'il puisse aider au ralliement des deux brigades là. C'est jamais. Alors, Torber a été tué. Ça, c'est très embêtant. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 8. Oula, du côté de l'Union, ça pourrait faire 7. Ça pourrait presque... Ouais, à un près, c'était la balle de match. Ouais, enfin, les confédérés, s'ils perdent les deux là-bas, ils seront pas bien non plus. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme commandant à déplacer? Lui, c'est qui? C'est Wright. On va le déplacer là. Ensuite, nous allons déplacer Early, peut-être. Peut-être juste le sortir du combat.
sera tout pour les généraux. Ensuite, on peut tourner des brigades. Alors là, avec lui, je suis un peu dans la panade. Donc je vais les réorienter, histoire de les mettre comme ceci. Bon, je vais me faire attaquer forcément de dos par quelque chose, mais bon, autant limiter la casse. La cavalerie là, je vais la mettre comme ceci. Eux, ouais, ils sont mal. Hein. On va les mettre comme ceci. Et puis c'est tout pour les réorientations, j'ai l'impression. Donc, allons-y pour la suite. Alors j'ai revérifié, normalement il faut mettre les unités contre le QG, donc du coup il n'avait pas assez de mouvement Gordon pour y aller, je l'ai remis un peu plus loin. Alors ensuite on peut utiliser les points de réserve. Points de réserve que nous n'avons pas, personne n'en a utilisé. Donc ensuite on va pouvoir faire, je pense, les ralliements. Si je ne m'abuse. Ouais, ralliement. Bon, on va commencer par les confédérés là-bas derrière. Allez, on va les faire ensemble, c'est la même force. 4 et 2, elles sont détruites, donc elles ne se rallieront pas. Et 2 points de déroute en plus pour les confédérés. Ils passent à 5 aussi. Ils sont à la limite. Encore un, ils sont détruits. Et du côté de l'Union, c'est pareil. Ils ont une cavalerie. Bah non, la cavalerie meurt. Donc l'Union aussi est au seuil de déroute. La bataille est acharnée. Le prochain tour sera quoi qu'il arrive décisif. Je pense que le général de l'Union va arriver pour juste pour voir la fin. Espérons qu'il pourra y participer. Donc ça c'est fait. Ralliement c'est fait. Récupérer la fatigue. Alors personne n'a de la fatigue à plus de 12 ou 10 pouces de l'ennemi. Non. Et ensuite remplacer les généraux tués. Donc Tauber reçoit un remplaçant que nous allons mettre donc à côté d'une de ces brigades qu'ils ont ici. Voilà. Et c'est la fin du tour. Nous passons au tour. Bah non, c'est la fin du tour. Donc Sheridan arrive. Donc Sheridan arrive à la fin du tour. Donc normalement, lorsque le QG et le général sont à l'extérieur du champ de bataille, le QG a le droit de se déplacer 12 pas à partir de l'endroit où vient le général. Pour information, Sheridan arrive en n'importe où en C1 ou D1. C1 ou D1, bah, c'est là. Donc, oh là, c'est loin tout ça. Hein. Du coup, on va mettre le QG là. Et Sheridan, il faut aussi faire un mouvement de 12 pour arriver là. Il est ici pour voir ce qui se passe. Voilà, donc Sheridan est là. Maintenant, tour 5. Et c'est reparti pour les points de priorité de ce tour qui, à mon avis, sera le dernier. Alors, on va commencer par l'Union. Donc, Sheridan est là maintenant. Je vais tout de suite et sans pitié mettre 3 points en cloque avec 3 points de chez lui. Il a également la même règle que le Confédéré qui donne plus 1. Plus 4, ça devrait être pas mal. Et pour le reste, on va appuyer un max les brigades. Alors, la brigade qui doit jouer, je pense, c'est Grover. Donc lui, il va mettre 4 points chez Grover. Il reste 1 point ici. Je vais en prendre 2 là. Ça fait 3. Donc j'en ai pris 2 et 3, 5. Il en reste 3 chez Sheridan. 3 chez Sheridan. Il faudrait que la cavalerie bouge. Custer. Donc je vais mettre 4 ici. Et je vais reprendre... je vais reprendre 3 de chez lui pour mettre l'autre cavalerie à 4, histoire de vraiment attaquer là-bas au fond.
pour essayer d'en finir. Ensuite, alors, Wright, il va donner 2 points à Crook. 1 et 1. Donc je vais refaire 2 et 2. Et après, ben, il va faire... quoique la division de Toburn est un peu dans la panade, c'est plus tellement la priorité, il ne reste plus qu'une unité. Donc je vais mettre 1, 1, et donc du coup il va me rester 6 points ici. Qui faire, j'arriverai pas à en faire quelque chose. Donc je vais lui mettre 1. Donc pour l'instant j'ai mis 1 ici, 1 là, ça fait 2, il me reste 5 points. 5 points. Alors Wheaton il est où? Wheaton il est en position éventuellement de combattre. Et Getty est un peu loin, donc Getty est moins prioritaire, je dirais, donc je vais mettre 3 points chez Wheaton et 2 chez Getty. Voilà. Maintenant, côté confédéré, ça va être compliqué. Je vais mettre 2 points, 1 ici et 1 là, donc 2 points, 1 de chaque général pour mettre en cloque. On ne va pas pouvoir beaucoup investir plus. Il me reste 8 points chez Early. Wharton est dans la panade, je pense pas qu'il se fera grand chose. Rosser peut servir. Donc là il me restait 8 points, il m'en reste donc 7. Puisque j'en ai mis 1 en cloque et 1 ici, ça fait 7. Kershaw est toujours utile, donc je vais lui mettre 4 et je vais mettre 3 à Rosser. Côté de Gordon, il lui reste 9 points. Avec ces 9 points, on va faire tout simplement 3, 3, 3. Voilà. Allons-y. C'est la cloque. Donc, eux, ils ont plus 4. 3 et la règle agressive. Et eux, ils ont 2 et la règle agressive. Donc, 4 pour l'Union, 3 pour la Confédération. Décidément, c'est le destin. Les Confédérés gardent la cloque. Ça, c'est une victoire qui va être peut-être utile. Bon, quoi qu'il en soit, on attaque le dernier tour. Alors, on va attaquer avec Kershaw, puisque c'est le rang 4, et je décide que, en tant que maître du temps, les confédérés vont jouer en premier. Alors, on va faire simple. Je déplace cette unité, donc le canon va réagir. Il ne peut pas faire de tir de mitraille, donc ce sera forcément un tir à boulet. 6, donc je replie. Bon, je m'en doutais, c'est pas grave. Ensuite, cette unité va attaquer comme ceci. Je rappelle qu'il n'y a pas d'alignement, hein. Ce qui vous permet un peu de moyenner, on va dire, pour pouvoir mettre les unités. Le canon là va réagir. Une unité en moins. Pouf. L'artillerie est bien là pour le coup. Et il me reste 7 unités, donc le canon là il a réagi, le canon là il a réagi. A priori, ça devrait être tout. Et je dois pouvoir toucher les arrières, logiquement, c'est le cas. Donc j'aurais pas le bonus outflank puisque j'étais pas. Puisqu'on applique la Hulse Rules, on n'était pas au outflank au départ. Ok. On va envoyer l'ami Early. Donc, Davis est à plus 2. Il a moins 1 à cause de sa fatigue. Donc il a plus 1. Du côté confédéré, non, je vais aller aider. Non, c'est bon, ça change rien. Je vais désigner eux en attaquant principal.
J'ai plus 0, moins 1 avec la fatigue, mais plus 1 avec le général et plus 1 avec le soutien. Donc ça fait plus 1 aussi. Bon, ça va être chaud quand même. Hein. Ça va être chaud. Ça va vraiment dépendre des dés. Ah non, l'Union gagne et gagne bien. Gagne de 3. Donc, cette unité doit replier de 3. Là, la brigade Davis a bien résisté et du coup, mon unité étant battue, elle prend en plus une fatigue. Et là, je pense que c'est pas très bien. C'est pas bien du tout. Allez, c'est parti. La brigade Kershaw, c'était la seule en confédéré, au niveau 4. Donc on va passer aux unionistes. Eux, ils en ont 3. Ils ont Grover, Merritt et Cust. Alors, c'est pas dans le secteur-là, pour le coup. Encore que Grover, il est là. Il y en a là. Donc, il y en a là. Donc, Grover, ce qu'on va faire, on va attaquer les arrières. Ah non, on est dans la zone. Enfin non, on était censé s'arrêter avant. Du coup, on va attaquer les arrières de cette unité. Parce que là, c'est des unités de bonne qualité là qu'on a, hein, avec Birch, qui a déjà bien remporté un combat là. Ça, c'est du Grover. Stop. Non, il y a la réaction des canons confédérés. Il ne faut jamais oublier ces canons parce que ça peut vraiment tout vous ruiner. Premier canon rate. Deuxième canon rate. Ok, bon, les deux canons ratés, donc c'est bon. Du coup, à ce cran, ces deux canons ne pourront plus réagir. Ensuite, on continue chez Grover. Je vais envoyer Shunk, qui est une bonne brigade, à l'attaque. Allez, c'est parti. Baf, ici. Et je vais envoyer lui aussi. Pouf, ici. Ça devrait suffire. Alors, qui c'est qui est encore chez Grover? Macaulay. Et aussi chez Grover. Lui, il est plus que bien placé. Macaulay, il va continuer d'attaquer la brigade là qui a pris tarif. Allez, avec un peu de chance, il remporte la victoire. Voilà. Donc, Grover. Alors, Grover, il a encore cette artillerie-là qui peut ouvrir le feu sur cette brigade-là. Ah, oui, je suis mal aligné. Voilà. Donc voilà, désolé, mal aligné. Donc, la brigade qui était là a attaqué là derrière, celle-ci a attaqué là devant, celle-là a attaqué celle-ci, et Macaulay qui était sur la colline a continué à attaquer la brigade qu'il bat régulièrement depuis un bon moment, et on va voir ce que ça dit. Maintenant, on a encore le canon de chez Grover qui est là, qui va effectuer un tir contre l'unité qui est ici, celle-ci. 5, ça fait replier. Voilà. Il n'y a pas d'autre tir chez Grover. Maintenant, on peut faire les combats en mêlée. Donc là, ce qu'on va avoir, on va commencer par Macaulay, qui est donc à plus 3 normalement. Il a encore une fatigue, donc ça fait plus 2 seulement. Mais en face, ils sont normalement à moins 1, et ils ont 3 fatigues, ça fait donc moins 4. Moins 4 contre plus 2.
moins 4 ça fait 0, et plus 2 ça fait 7, donc cette fois-ci, Macaulay massacre cette brigade. Donc c'est la brigade Cook, qui va donc gentiment aller à son QG. Et voilà. Et Macaulay prend une nouvelle fatigue pour avoir détruit un ennemi. Ensuite, l'autre brigade ici. Donc là, on va prendre en attaquant principal Shunk, qui est full. Elle a plus 2. 3, 4. 4 contre 0. Alors, 6 plus 4, ça fait 10. 10 contre 5, c'est une victoire de 5, mais leur couloir de retraite est bloqué. L'unité saute, sans surprise. Donc voilà, là il fait le ménage, Grover, c'est bien. Grover c'est fait. Ensuite nous avons Merritt et Custer. Donc Merritt et Custer, c'est la cavalerie. Merritt. En place, il va attaquer tout simplement cette brigade-là. Allez, c'est parti. Ah, alors les confédérés, ils ont une fatigue, ils sont à 0, donc ça fait moins 1. Et moi j'ai plus 1, ça fait 4. C'est une défaite de 1. Je recule donc de 2. Et l'adversaire avance de 1. Et du coup, la cavalerie prend une fatigue. Du coup, ouais, ça provoque un combat là, avec Coates. Donc le régiment là, il est toujours à moins 1. Coates, il a 2 fatigues lui, donc il est à moins 2. Moins 1 contre moins 2. Bah, c'est les confédérés qui vont être repoussés. Boum, on les ramène là-bas. Ensuite, Custer. Custer, qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Bon, écoute, on va faire une double charge là. Je ne vais pas monter sur la colline. Donc, ils ont la surélévation, mais je crois qu'ils sont pas, de mémoire, je crois qu'ils sont pas super bons. Alors, ils ont moins 1. 0 avec la surélévation, il me semble. Donc ils ont 0 et moi j'ai plus 1. Plus 2 avec le soutien. Bah écoute, c'est une victoire de 2, donc il replie. Et la cavalerie avance de 1. Voilà, la cavalerie, c'est fait. Le rang 4 est éclusé. Donc nous lançons pour la cloque. 6 ou 6, bah ce sera 6. Donc du coup, j'ai oublié de remettre le compteur au max. Néanmoins, du coup, on repasse à 6. Au rang 3, je décide que les confédérés vont jouer en premier. Alors, Rosser. Rosser, ou Ramser, ou Pegram. Alors, Ramser a bien travaillé, mais il a subi. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il est décimé, Ramser, il n'a plus rien. Ah si, il lui reste peut-être la brigade dans la forêt, là. Ouais, c'est tout. Il reste une brigade chez Ramser. Pas d'intérêt, en fait. Pegram, compliqué, hein.
On peut plus rien faire là du côté de Gordon, hein. Ils sont trop forts. Alors on peut éventuellement attaquer Macaulay. On va peut-être le faire. C'est du Evans. Alors ok, on va faire jouer Evans. On va attaquer les arrières outflank de Macaulay. Ensuite, ici, on va attaquer de là. Donc j'ai -4 à cause de la forêt, mais ça suffit quand même. Et c'est tout. Donc ça, c'est Evans. Donc, il n'y avait pas de canon en embuscade, donc c'est au tour d'Evans. Attends, non, je pense pas qu'il y était. Celui-là n'était pas porté. C'est bon. Alors, on va prendre eux. Ils ont -1. Et +1 avec le soutien. Gordon va venir aider. Donc ça fait +2. Macaulay est normalement à +3, mais -3 à cause de outflank. Et encore 2 fatigues, il est à -2. Donc -2 contre +2. Oui, grosse victoire confédérée là. Macaulay est isolé et va payer cher, je crois. Donc ça se transforme en 7. Et ça se transforme en 0. Donc c'est une destruction totale pour Macaulay. La courageuse brigade aura attaqué impétueusement, mais c'est trop enfoncé dans les lignes ennemies. Elle finit donc au QG. Et le QG, c'est celui de... C'est celui de Emory, je pense. Macaulay, ouais, c'est Emory. Il n'est pas trop loin s'ils arrivent à se rallier. Donc ça, c'est bon. Et du coup, notre ami de la brigade Atkinson prend une fatigue. Gordon a encore réussi à faire des choses malgré les difficultés. Donc là, les confédérés ils sont out. Si les 2 brigades là sont détruites, et l'Union il serait out aussi. On pourrait avoir une égalité du coup à la fin du tour. On pourrait. Ça va dépendre. Mais Emory est près du camp, donc il faudrait peut-être que Gordon replie, mais je ne sais pas s'il pourra encore atteindre le QG. Non, il ne pourra pas. Donc ils n'auront pas de bonus, les confédérés. Parce que du coup, Gordon est un peu trop loin du QG qui est là. Bon, je vais remettre ça. Donc là, la bataille est assez brutale. Les 2 camps se rendent coup pour coup. Donc là, on est toujours dans le rang 3. Dans le rang 3, donc on a joué Evans. Il me reste Pegram et Ramser. Pegram et Ramser. Alors, Ramser, il lui reste juste une petite unité là. Et il va la ramener dans la forêt pour éviter la destruction, je pense. Il était ici, et il va faire 4 par là, il arrive ici. On va faire Pegram. Alors Pegram... Ah oui, Ramser, il a aussi les 2 canons. Les 2 canons... ce sera contre eux. Allez. Premier tir de canon. 4. Ah bon, je les repousse, c'est bien. Donc ils repoussent de 2. On va passer par là. Touc. Ah non, c'est toujours encore ceux-là. Donc je continue de leur tirer dessus. 6. Ils replient. Voilà. Cette unité-là, elle est renvoyée dans les cordes.
Et c'est un peu de gagner du temps. Et le reste de la division P-grammes, on va la mettre sur la colline là-haut. Parce que là, la pression devient intenable pour le pauvre Gordon qui a pris un sacré coup. Voilà, donc les confédérés c'est fait. On va passer du côté Union. Union, il y a 3 divisions, Wheaton et Macmillan. Alors, Macmillan, il y a lui et c'est tout. Alors là, je n'ai pas trop le choix. Je vais me mettre à 2 pouces et je vais tirer peut-être, tout simplement. Voilà. Je me mets là et je vais tirer. Du coup, c'est les confédérés qui ont le droit de tirer en premier. J'ai -1, une fatigue, -2. 5, -2, 3, rien du tout. Moi, je fais mon tir. J'ai +2, -2, avec un peu de chance. Non plus. Mon tir fait rien. Ensuite, Macmillan, nous avons également ce canon qui est, à mon avis, à portée de mitraille, là. C'est pour ça, le pauvre Logan a été emporté. Ouais, il est à portée de mitraille. Eh ben, un tir de canon en mitraille. Aïe, aïe, aïe. 5 + 4, 9. Donc c'est ça. Trois bases, une fatigue. Ah ouf. Encore, ils s'en sortent bien. Un point, c'était la destruction. 3 bases et une fatigue. Pouf. Ça fait 3. Donc là, effectivement, j'aurais pu faire tirer eux d'abord, mais s'ils avaient replié, bah, le canon n'a pas pu profiter de la mitraille. C'était mieux de le faire comme ça. Du coup, bah, ils sont pas à portée. Donc pour Macmillan, c'est terminé. Maintenant, Wheaton. Wheaton, il est où? Wheaton, il vient d'arriver, c'est les renforts, il est là. 1, 2 brigades, c'est ça. Penrose et Amblin. Et une artillerie qui est là derrière. Bon, elle va faire son petit tir sur la cavalerie sudiste. Allez, rien du tout. Et Wheaton, bah là du coup Wheaton il peut pas faire grand chose. L'ennemi est loin, on peut pas l'atteindre, on peut même pas lui tirer dessus. Donc Wheaton il va tout simplement s'approcher jusque là, il va rester en réserve. Et c'est tout. Donc Wheaton c'est fait, le rang 3 est fait. Passons à la cloque. 4 ou 2. Donc je décide de prendre le 4. Parce que, en fait, quasi toute mon armée a joué. Donc je prends 4, ça fait 2. C'est dommage, j'aurais préféré un 6 pour mettre fin au calvaire sudiste. Parce que là, à mon avis, la victoire n'est plus possible. L'ennemi est trop nombreux. On est au seuil. Enfin, on est les deux au seuil. Le mieux qu'on puisse obtenir, je pense, pour les confédérés, c'est une égalité. Il faudrait pour ça, statistiquement, encore sortir éventuellement une autre unité pour enfoncer le clou, mais bon. Le rang 2. Il n'y a que des unionistes dans le rang 2. Nous avons donc la division Ace, ce qu'il en reste. Donc Ace, il reste l'artillerie qui est là, et il reste la brigade Coates qui est là. Coates a beaucoup pris. J'ai pas spécialement envie de prendre plus que ça. Donc je vais reculer et je suis hors de portée de tir d'opportunité. Donc je vais faire 8 en arrière là derrière, histoire de me replier. Ace. Alors, Ace. Il y a encore 7 artillerie qui peut faire 6 pour aller jusque là. Et éventuellement faire un petit tir contre les sudistes là. Alors, je peux faire 7, 6 ennemis là. C'est eux les plus proches.
Allez, un petit tir d'artillerie. 4, ça les repousse. Ils sont obligés de replier. Voilà. Ace, c'est fait. Ensuite, nous avons Getty. Getty, c'est la division qui est là derrière, qui est arrivée en renfort et qui vient un peu tard, malheureusement. Mais on va tout de même avancer tout ça. Sait-on jamais. Voilà, c'est parfait. Getty, c'est fait. Le rang 2 est fait. Rang 1. Je peux prendre un 4 ou un 2, donc de toute façon, ça mettra fin à ce tour. Alors. Phase de fin de tour. Allons-y pour la phase de fin de tour. Donc, première chose, on va déplacer les commandes, mais je pense que c'est pas nécessaire. Emory est déjà là au camp, donc c'est bon. Gordon ne pourra pas atteindre la distance nécessaire pour apporter le bonus. Lui, de toute façon, il a une règle spéciale qui le rend inapte au ralliement, donc on s'est réglé. Maintenant, on peut tourner les unités. Alors oui, là, ça peut être utile. Histoire de... Je vais le mettre comme ça. Ah, j'ai oublié de faire jouer ma cavalerie. Quel con. Et j'avais oublié de faire jouer les deux canons là. Bon, je sais pas si ça aurait changé quelque chose, mais la cavalerie, non, bon, j'aurais pas fait une charge frontale. Ouais, non, je pense pas que ça aurait... Je pense pas que ça change quelque chose. Là, je vais tourner la brigade ici. C'est qui lui? C'est Atkinson. Et je vais également tourner cette brigade-là. Voilà. Les brigades sont tournées. Est-ce qu'on a des points de réserve? Non, nulle part. Donc nous allons passer à ce qui sera décisif, le ralliement. Commençons par la brigade ici, qui a été détruite. C'est la brigade Macaulay, les héros de Macaulay, qui se sont malheureusement fait submerger, trop emportés par leur victoire. On va lancer un dé. Ils ont un bonus de +1 puisque leur général est près du campement. Ça fait 3 plus 1, 4, c'est insuffisant. Donc malheureusement l'Union est déroutée. Mais sans doute ne seront-ils pas les seuls. Et maintenant, à moins d'un double 6 ou d'un 5 et 6 ou un double 5, bref, les confédérés vont certainement partir aussi. Alors, les deux unités, on va commencer par la première, là, celle qui a +0. C'est raté. Et c'est raté. Bon bah les deux unités de la Confédération partent aussi. C'est donc définitif, c'est une égalité. Les deux camps sont au seuil de déroute. Et donc la partie se terminera donc sur une bataille non conclusive et meurtrière finalement. Il y a beaucoup d'unités qui ont volé. Voilà. C'est donc la fin pour cette partie. Donc comme vous voyez, le jeu est rapide, sans prise de tête, sans fioriture. Il y a énormément de mécaniques qui ne sont pas jouées, les formations notamment, ce genre de choses.
Les terrains difficiles sont réduits à la portion congrue, il y a assez peu d'interaction des corps. C'est vraiment simplifié pour l'échelle grand tactique. Alors c'est mon premier grand tactique, j'en ai pas fait d'autres. Et je dois dire que je suis assez satisfait de la façon dont ça joue, c'est vraiment rapide. Et surtout ce que j'aime bien avec ce jeu, donc, c'est qu'il est fluide, mais en même temps, on le voit dans ses mécaniques, il est quand même bien pensé. Il y a beaucoup de choses qui se règlent d'elles-mêmes sans surcharger, sans rajouter d'exceptions, et ça c'est très appréciable. Donc voilà. Donc en conclusion, si on fait les plus et les moins. Alors les plus très clairement, fluide rapide, ça c'est clair. Le jeu s'apprend vite. Le bouquin est bien rédigé, c'est vraiment pas du tout une masse de règles à lire. C'est facile à lire, ça se lit bien, c'est clair, c'est concis. Et le jeu, il joue vite, il y a vraiment pas grand chose à retenir pour le prendre en main. Par contre, il est vraiment, comme vous le voyez, alors en deuxième point, je trouve, il a vraiment ce côté easy to learn, hard to master. C'est-à-dire qu'en fait, il est très facile à apprendre à jouer, et je l'ai maîtrisé vraiment dès la première partie sans problème. Je me suis dit, waouh, c'est super, c'est facile. Mais en fait, trouver les tricks, les astuces, que ça soit dans la phase préalable, celle où vous mettez les points, ou dans la phase d'exécution, en fait, il y a beaucoup de petits paramètres qui sont cachés, qui sont en filigrane en fait, ils sont pas dans les... Ils découlent des règles et non pas d'une exception ou d'un chapitre de règles spéciales. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment ce qui est bien dans un jeu, c'est quand les mécaniques sont suffisamment élégantes pour se régler elles-mêmes quasiment. La FAQ d'ailleurs, elle n'est pas très longue, hein, c'est quelques pages de FAQ. Et bon, il y a quelques points où on navigue un peu, mais pas beaucoup. Franchement, pas beaucoup. Donc ouais, ce côté easy to learn, hard to master est vraiment bien. Ensuite, il a un bon feeling en termes grand tactique pour la guerre de sécession, mais ça, de toute façon, c'est l'auteur qui le voulait. Et c'est accentué par le fait que c'est un jeu qui est fait pour les scénarios. Les scénarios sont super bien étudiés, comme vous voyez, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Le scénario, en fait, apporte de la profondeur et de la richesse que n'auraient peut-être pas les règles spéciales. Enfin, qu'auraient les règles spéciales si on jouait peut-être à une échelle plus petite et dans un cadre de bataille générique. Là, vraiment, le scénario, chaque scénario est différent, chaque scénario joue différemment, etc. L'auteur le dit, le crie, hein, faut jouer ce jeu avec les scénarios. Et il y en a vraiment un paquet. Hein. Ensuite, autre point positif que j'apprécie énormément, le fait que ce jeu se glisse parfaitement à un multijoueur. C'est-à-dire qu'avec l'ordre de bataille, vous pouvez rapidement diviser votre armée. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Et il y a un feeling, du coup, si vous jouez un peu narratif comme on fait avec les grands formats sur ma chaîne. Ici, il n'y a rien à bricoler, en fait. C'est dans les règles de base, ça c'est appréciable. Vous faites votre équipe de joueurs et vous vous répartissez les rôles simplement avec l'ordre de bataille, sans chercher plus loin. Donc ça c'est ouais, donc l'autre point positif, comme dit, mais ça rejoint un peu la simplicité, c'est le fait qu'il y ait peu de modificateurs. On retient vite quand même les choses. Il y a peu de résultats, peu de modificateurs, mais suffisamment de granularité quand même pour qu'il y ait de la richesse tactique. Donc ça c'est très appréciable. Donc voilà, donc rien à dire, hein, c'est vraiment dans son genre, en tout cas, dans son genre. Hein. Dans son genre, c'est vraiment un super jeu. Hein. Alors je sais que j'avais vu qu'il était super bien noté chez Little Wars TV, et Dieu sait que je les trouve très difficiles, Little Wars TV. Pour info, par exemple, Black Powder a 57% chez eux, et lui il a 84, je crois. Et il y a même un des contributeurs, je crois, qui est méga difficile, je suis quasiment d'accord avec rien sur sa façon de noter les jeux. Même lui, il dit ce jeu est génial. A truly masterful game. Je crois que c'était ce qu'il a écrit. Ça m'a surpris d'ailleurs, hein, ça m'a d'autant plus intrigué. Donc voilà.
Alors, pour les points négatifs. Alors, pour les points négatifs, il y a certaines mécaniques qui sont sans doute trop simplifiées, qui nécessiteraient peut-être quand même des, des limitations. Par exemple, toute l'histoire du outflank, c'est trop facile. Si vous suivez les règles, là on a utilisé la house rule, donc. Mais même avec la house rule, vous voyez, hein, ça va vite. Hein. Mais entre la house rule et le blocage de retraite, entre le outflank et le blocage de retraite, en fait, c'est un peu trop facile, je trouve. Alors je sais pas si j'ai mal fait quelque chose, mais en l'état, on peut vraiment tourner autour d'une unité du moment que vous laissez la distance de zone de contrôle et l'attaquer de tous les côtés. D'ailleurs, dans la FAQ, l'auteur explique que oui, oui, c'est fait pour ça, c'est parce que je veux que les combats soient brutaux et rapides, il le dit. Mais il lui-même propose la hausse rule de dire si vous voulez, si vous trouvez ça trop facile, partez du principe que le outflank ne s'obtient que si vous êtes totalement de flanc au départ. Donc voilà. Donc il y a quelques mécaniques comme ça qui, à mon avis, sont un peu trop faciles. Et du coup, ça a tendance à rendre le jeu ultra rapide et sans doute trop rapide. Sans doute trop rapide. Là, franchement, il y a 13 tours sur cette bataille. On en a fait 5 ou 6, je sais plus maintenant. Franchement, c'est c'est incroyable, quoi. Je veux dire, moi, je vois pas dans quel monde on fait les 13 tours là-dessus. Hein. Ou alors j'ai raté un truc dans la façon de jouer, hein, c'est possible. Hein. Bref. Donc voilà, il y a quelques mécaniques comme ça qui sont peut-être trop simplifiées. Du coup, en découlera un autre point négatif qui, alors vous savez, chez moi, c'est assez peu problématique, mais je sais qu'il y en a, c'est peut-être trop simplifié. Oui. Donc voilà, c'est peut-être trop simplifié. Euh, et enfin, l'autre point négatif, c'est qu'il faut faire, faut faire un travail sur soi-même pour l'abstraction. Mais ça, c'est inhérent à l'échelle grand tactique. C'est-à-dire que ça pourra vous paraître un peu, comment dire, abstrait, un peu trop kriegspiel peut-être. Encore que là, il y a quand même des efforts sur les décors et ce genre de choses, mais c'est vrai que il faut parvenir à. Surtout si vous avez l'habitude du petit tactique, il faut parvenir à réussir à dézoomer sur l'échelle suivante. Quoi. C'est ça qui est un peu. Moi, ça m'a bloqué au départ, hein, je voulais pas le tester à cause de ça. Mais en fait, j'ai très bien fait de le tester parce que ça ouvre d'autres perspectives et c'est très bien. Un autre point positif que j'ai oublié, et il faut en parler parce que c'est quand même un des points très forts de ce système, c'est toute la phase avec la répartition des points de priorité. Alors, je vais être clair, en général, je n'aime pas du tout les jeux qui ont des phases hors de la table. Par exemple, Game of Thrones, c'est pas du tout mon truc. J'aime pas. Parce qu'en fait, généralement, ces mécaniques sont euh, artificielles. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que des choses qui se passent à des kilomètres ont une importance immédiate dans le jeu, alors qu'en fait, bah, du coup, moi, ça me sort de l'immersion. Là, pourtant, on pourrait me dire que c'est un peu pareil, puisque bon, vous faites une phase qui est à côté, et vous répartissez des points, alors que, ouais, ok, les généraux ne sont pas censés être les uns à côté des autres pour discuter. Mais là, ça aide quand même une réflexion stratégique sur la bataille, et ça donne une phase qui est vraiment intéressante, sans être trop longue, je trouve, et qui se prête merveilleusement bien au multijoueur, puisque justement ça vous permet de faire ce que nous on fait avec Black Powder et Valorant Fortitude en grand format, c'est-à-dire les briefings en salle secrète. Bah là en fait c'est vraiment prévu pour ça. Et cette phase est assez intéressante parce qu'elle vous oblige à faire des choix qui vont impacter la partie. Donc c'est sûr que la cloque c'est artificiel, mais c'est une autre façon de gérer le brouillard de guerre. C'est une proposition qui envoie une autre. Évidemment, vous pouvez très bien dire que vous, ça vous sort du jeu et vous aimez pas ça. C'est un choix. Mais si vous acceptez cette prémisse, en fait, eh bien, c'est une mécanique qui envoie une autre. Hein. Pour moi, je trouve que c'est pas mal. Et le fait de pouvoir répartir et faire l'initiative, je trouve que c'est excellent parce que ça permet de donner cette impression de devoir faire des choix, d'une part, mais combiné à la cloque, des choix sous la pression. Et ça, c'est vraiment ce qui fait le sel, et c'est quelque chose qui est important en fait dans un wargame finalement, qui est souvent
pas forcément bien retranscrit dans beaucoup de wargames. Là, il y a une proposition qui est faite, hein, on adhère pas, comme dit. Mais je trouve que c'est vraiment bien, et c'est pas trop lourd. C'est ça aussi, c'est que c'est élégant et c'est pas trop lourd. Donc, certes, là, du coup, j'ai pris mon temps, etc. Mais, je veux dire, quand chaque joueur ne gère que sa feuille, ou pire encore, quand chaque joueur n'a juste qu'à poser quelques questions aux membres de son équipe et gère son corps, ça va, franchement, c'est à la fois gratifiant, mais ça prend pas trop de temps. Donc voilà. Bon, bref. Donc ça, c'est aussi un point positif, mais on peut imaginer que c'est peut-être un point négatif pour certains d'avoir cette phase distincte. Alors, elle n'est pas pendant le jeu, c'est pas pareil qu'à Game of Thrones, ça n'intervient pas en temps réel, c'est quelque chose que vous faites au début du tour. Mais oui, bon, ça fait une phase hors de la table. Voilà. Donc, que dire? Eh ben, très bonne surprise. J'ai vraiment adoré ce jeu. Je voulais me mettre à la guerre de sécession. Je pensais le faire plutôt en petit tactique. C'est bizarre, finalement, je me suis laissé tenter par un grand tactique. Grâce à ChatGPT, faut croire. Mais ouais, je comprends qu'il est apprécié. Parce que vraiment, il est vraiment très, très bien. Hein. Il est fluide, il n'est pas prise de tête, il se prête au multijoueur, il a des mécaniques qui sont élégantes. C'est pas surchargé, c'est bien. Autre petit point négatif par contre, pendant que j'y suis, je viens d'y penser, hein, je réfléchis en temps réel. Il n'est pas aussi bien scalable qu'un Black Powder. C'est-à-dire que là, c'est un jeu qui est prévu pour le 6 mm. L'auteur vous permet, et d'ailleurs il le donne dans le bouquin, de le traduire en 10 ou en 15 mm. Il ne prévoit pas le 28 par exemple. Honnêtement, là vous voyez le 28. Alors si vous voulez passer une petite bataille de ce jeu qui se joue sur du 90 par 90, sur du 28, large faisable, pas de problème. Mais celle-là, sur du 28, il faut une grosse table, hein, et ça va prendre de la place. Hein. Donc, ouais, il y a ça qui est un peu... C'est un bémol. Si vous avez une collection 28 mm, ça va être compliqué. Il faut une grosse table. Ou alors il faut jouer des petits ou moyens scénarios, ou en tout cas des scénarios qui ne prennent pas des grosses tables. Ça, ce sera le point un peu négatif qui peut éventuellement bloquer. Mais en 10 et 15, les ajustements devraient être raisonnables. Voilà. Donc je vous encourage, comme souvent dans les tutoriaux, puisque bon, en général je joue les jeux qui me plaisent, hein, enfin je chronique les jeux qui me plaisent, hein, donc celui-là je vous le conseille fortement si vous aimez la guerre de sécession. Et si vous êtes intéressé pour le grand tactique ou que ça ne vous dérange pas en termes d'abstraction, donnez-lui une chance, il est excellent dans son genre. Il est vraiment excellent dans son genre. Donc voilà. Il y aura certainement, si j'ai l'occasion d'en faire des rapports de bataille, mais sur le principe, peut-être même en grand format, si j'arrive à réimprimer des régiments, là, parce que mon imprimante 3D est en panne. Mais ouais, je pense que c'est une belle découverte. Hein. Il est vraiment bien ce jeu, et je comprends pourquoi il est bien noté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça a été instructif et que ça vous donnera peut-être envie d'essayer. Hein. Je vous dis à la prochaine fois et d'ici là, que les dés vous sourient.